Ace. Bon les amis, je sais, vous ne saviez pas par quel bout commencer. Eh bien aujourd'hui c'est le ring 4. Voilà, vous commencez par le ring 4 pour les Olympiades. Ça ne tardera plus, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ils sont très nombreux à concourir ce matin. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Encore une fois, vous étiez nombreux hier à venir assister aux différentes présentations. On faisait la présentation des différentes races, notamment de brebis. Et puis vous aviez le tissage de laine, etc. qui se faisait en direct. Alors là, c'est carrément autre chose ce matin. Concours des Olympiades avec des épreuves. On va parler de l'état de santé des animaux, la génétique. On va parler des notes d'état corporel, etc. Donc là, bien sûr, il y aura des spécialistes qui seront là. Si vous voulez tout savoir, ou presque, sur les brebis, les agneaux. Il y a des petits qui sont ici. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont nés hier. On n'est pas encore allé les voir, mais c'était mignon à voir. Effectivement, ils étaient déjà au pied de la maman. Donc le ring 4 promet de belles surprises et de belles informations. Pour ceux qui sont passionnés par les brebis, eh bien c'est ici qu'il faut venir, les Olympiades des Pyrénées. Épreuve sur les états de santé, je vous rappelle, état de santé génétique et note d'état corporel. Ring 4.
Allez, durant ces épreuves, il va y avoir les manipulations de brebis. Les agneaux qui sont juste devant, venez les découvrir. On aura des éleveurs, bien sûr. Il y aura des jurys qui seront là, des techniciens qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils font. On va poser les questions pour vous, hein. Vous venez dans les tribunes, et puis si vous avez à tout moment une question, vous n'hésitez pas, on la pose. On est là pour apprendre. Aussi. Bon, les amis, ça ne tardera pas. Si vous êtes accompagné d'enfants, n'hésitez pas à venir dans le ring 4. Enfin, pas dans le ring, mais sur les sièges, bien sûr. Dans les estrades et sur les estrades. Comme ça, vous allez pouvoir assister au concours des Olympiades.
Voilà les amis, on s'est tu durant quelques instants parce qu'il y avait des béliers qui étaient en train d'être amenés sur le ring et vous avez pu assister à la manipulation des béliers. On les appelle pas des béliers par hasard, bien sûr. Donc comme vous vous doutez, on fait en sorte de peaufiner le bien-être animal et là, pour le coup, on fait en sorte qu'il ne soit pas apeuré avant d'arriver sur le ring. Je vous rappelle, vous allez assister ici même aux Olympiades. Les Olympiades, eh bien, ça va être plusieurs petites choses à faire pour les personnes qui vont concourir. Ils vont par exemple tenter d'ausculter une brebis, voir quelles sont les différentes... Apprécier la santé, je dirais, d'une brebis, savoir observer la paupière, les dents, les pieds, les mamelles, etc. Prise de température également. Voilà, c'est terminé. Et puis, ils vont tenter de montrer bien les bons gestes, manipuler une brebis. Comment ils parviennent à asseoir la brebis. Comment évaluent-ils l'état corporel, les bons gestes. Savoir l'attraper, savoir la faire marcher. L'asseoir, savoir la faire marcher comme vous l'avez vu ici même. Palper la brebis pour repérer si elle est trop maigre ou trop grasse. Pour adapter au mieux son alimentation. Et tout ça, ça ne tardera pas. Donc bonjour à tous et à toutes, je vais déjà appeler l'ensemble des candidats qui se mettent sur la tribune, s'il vous plaît. On va débuter, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette journée. Voilà. S'il vous plaît, vous allez sur la tribune. Merci. Donc cette journée au niveau des Olympiades va se passer en deux temps. Une partie ce matin sur le ring ici et en parallèle sur le pôle du développement durable. Donc là pour l'ensemble des participants, on va commencer par le quiz en fait des épreuves. Alors les Olympiades pour tout le monde, je vous explique en fait c'est l'objectif de montrer le métier sous différentes activités théoriques et pratiques. Par rapport à ça, si vous voulez, là on va débuter par les épreuves théoriques et après chaque candidat va passer au niveau des différents pôles pour évaluer le quotidien du métier de l'éleveur. Donc ça va de l'état de santé de l'animal. Ah, peut-être plus de pile, tiens. Donc les différentes activités du métier d'éleveur, donc ça veut dire déjà l'état de santé. On va arriver à évaluer évidemment les aspects génétiques, donc on va commencer aussi par ça. Le choix d'un bélier pour assurer le renouvellement, pour assurer aussi la production qu'il y a derrière, puisqu'on va arriver jusqu'à l'évaluation des agneaux finis qui sont ici devant le ring. Par rapport à ça, au fur et à mesure de l'année, si vous voulez, l'éleveur, lui, il a besoin aussi de voir de l'état d'engraissement de ses animaux pour voir s'ils sont au bon stade pour pouvoir reproduire, pour mettre en lutte et aussi pour préparer la fin de gestation. Donc on évalue aussi l'état d'engraissement de l'animal. Et donc ça, ce sont des épreuves qui vont se passer ici. Et en parallèle sur le pôle de développement durable, on aura du tri d'animaux qui vont se passer, du parage qui aura lieu cet après-midi et avec le tri qui finira aussi cet après-midi. Et on finira aussi l'état de santé. Donc voilà, alors on va déjà commencer avec les candidats ici par rapport à l'épreuve théorique, avec le quiz, pour essayer déjà d'évaluer les connaissances théoriques et après on débutera les épreuves pratiques.
Allez, super. Donc, chers amis, on en profite pour vous inviter à venir assister à ces Olympiades. Ça ne va pas tarder à débuter. On a les différents candidats qui sont ici. Ça va pas trop le stress? Non? Bon, en même temps, il ne faut pas être trop stressé, hein, parce que les animaux vont le ressentir sinon. Pour certains, ça fait combien de temps que vous êtes à l'école? Pour toi, hier, tu étais là, hein, je crois. Je crois ça fait plus de 3 ans? 4 ans? Ouais, 4 ans déjà. Tu vas reprendre l'exploitation familiale, c'est ce que tu envisages de faire? Attendez pas. Ah oui, c'était pas toi, c'était ton collègue. Allez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au ring 4 pour assister à ces Olympiades. Ça va, madame? Ça va bien? Allez, vous êtes venu ici pourquoi? Je suis venue pour voir et puis je suis exposante des blondes d'Aquitaine. Ah, vous êtes exposante en même temps à côté avec les blondes d'Aquitaine. D'accord. Ah oui, c'est toujours intéressant. Tu vas bien? Ouais. Allez, les consignes. Donc les consignes pour le quiz, vous marquez votre nom, prénom et établissement s'il vous plaît. À partir de là, donc on vous laisse au maximum 10 minutes pour faire le quiz. Alors c'est de manière individuelle s'il vous plaît, donc c'est pas du collectif que je veux. C'est de manière individuelle. D'accord. Donc l'objectif, ça retrace un petit peu l'ensemble des questions qui touchent l'élevage, sur des questions qui sont purement techniques, plus connaissance générale de la filière. Et à partir de là, voilà, vous avez 10 minutes pour essayer de remplir le questionnaire et après on validera tout ça. Allez, 10 minutes. Est-ce qu'on les laisse dans le calme ou est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, vous, dans votre profession? Alors, donc moi je suis formateur au niveau du CFA Saint-Gaudens. Très bien. Donc voilà, donc on organise depuis, et en même temps je suis éleveur en parallèle. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on organise chaque année les Olympiades sur le site de l'établissement de Saint-Gaudens. Oui. Et donc ça se fait habituellement début du décembre, puisque ce sont les sélections départementales pour la finale régionale qui se passe au mois de janvier, et puis après la finale nationale qui se passe au salon à Paris. Ah d'accord. Oui, on se retrouve après sur le salon de l'agriculture aux alentours de février, c'est ça? Voilà, au moment du salon, le premier week-end du salon, les Olympiades se passent. Donc ça, c'est pour ça. Alors, ce qui nous a été demandé ici aujourd'hui, ce sont tous des candidats qui ont participé aux Olympiades, aux sélections départementales l'année dernière, et qui, par rapport à ça, ont certaines connaissances, ont déjà participé aussi à ces épreuves-là. Oui. Et donc, dans le cas de Pyrénéenne, puisque l'année scolaire débute là, la semaine dernière, donc on a été obligé de fonctionner de cette manière-là pour montrer aussi au public un petit peu l'ensemble des activités de métier d'élevage avec des jeunes qui pratiquent dans les différents établissements. Donc ici, aujourd'hui, vous avez des élèves de Saint-Gaudens et de Pau. Voilà. Très bien. Donc différentes classes à différents niveaux. L'objectif par rapport aux Olympiades, c'est de montrer le métier globalement sur ces différentes activités. Et donc l'objectif à l'origine des Olympiades, c'était de faire découvrir le métier d'éleveur au vin. Et donc c'est pour ça que comme c'est un élevage qui est relativement facile, des animaux qui sont
de petits gabarits qui sont manipulables par tout le monde. Donc on a la possibilité en fait de comment ça s'appelle, de pouvoir manipuler facilement et de le rendre accessible quel que soit l'âge du candidat. Oui, tout Voilà. à fait. Parce qu'on a des élèves dans les établissements agricoles qui sont en 4e, 3e, bon, Oui, plus donc jeunes, qui reste jusqu'au jeune. BTS ou supérieur. Donc c'est vrai que même des jeunes ont la capacité, en leur montrant la technique, et je tiens à souligner que c'est pas une question de force, c'est juste montrer le geste, comment il doit être fait. Mhm. Justement, toutes les épreuves qui sont faites dans la force, habituellement c'est pas le bon geste professionnel. Du moins Mhm. dans la longévité, si on veut avoir une carrière longue. Oui, tout à fait. Bon, on imagine qu'il y a des gens qui viennent également pour des reconversions professionnelles éventuellement, qui sont intéressés pour Alors, faire de l'élevage. ce qu'il y a, c'est que dans l'enseignement agricole, donc, on a évidemment les lycées agricoles qui arrivent jusqu'au BTS et voire plus, de 4e, 3e jusqu'au BTS et plus. Vous avez aussi, et là il y en a parmi aussi dans les participants qui sont des apprentis, donc qui sont en alternance au niveau des CFA entre la partie entreprise et la partie études. CFA. CFA. Et après, on a aussi, comme vous l'avez souligné, des publics qui sont en reconversion professionnelle et qui, par rapport à ça, là, on a de tout âge, voilà, Ouais. qui viennent chercher aussi des diplômes par rapport à la capacité professionnelle. Il y a aussi des gens qui sont en reconversion pour acquérir aussi des gestes techniques. Donc là, on a vraiment de tout profil. Alors, et de tout âge, parce que comme vous l'avez souligné, il y en a certains qui sont en reconversion professionnelle après X années dans d'autres secteurs d'activité. Tout à fait. Et on a vu, après le Covid, beaucoup de gens qui voulaient revenir à la terre et avaient une réflexion de projet autour de l'agriculture. Et l'élevage ovin se prête quand même aussi à avoir voilà, une installation progressive en fonction des opportunités. Eh oui. Et c'est pour ça que l'élevage ovin est bien positionné par rapport à ça. Ouais. Allez, pour votre information, les jurys ne vont pas tarder à se préparer. Si les jurys m'entendent, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre. Préparez-vous à venir, à nous rejoindre ici. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous rappelle, le concours dans des cinémas, Géraldine, ça ne fonctionne pas. Le concours ne va pas tarder. Les participants sont déjà en train de répondre à des questionnaires. Ils ont 10 minutes pour répondre à ces questionnaires. En relation bien sûr avec les Olympiades, avec les brebis, les moutons. Voilà, si vous venez de nous rejoindre les amis, je vous rappelle que sur le Ring 4, les Olympiades ne vont pas tarder à débuter. Les jurys sont conviés à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et comme le disait le professeur que nous interviewons tout à l'heure,
Il nous disait que c'est à la fois un concours qui est régional, qui se déroule ici même là pour montrer un petit peu quels sont les bons gestes à apporter, notamment comment apprécier la santé de la brebis, comment la manipuler, comment évaluer son état corporel. Voilà un petit peu toutes les choses que vont avoir à faire les concurrents et les participants. Et puis il faut savoir que ce sont des concours et des gens qui vont être décorés, je dirais, et être amenés à faire les concours et à concourir durant le salon de l'agriculture notamment qui aura lieu au mois de février. Donc c'est tout à fait intéressant de voir le cheminement de ces différents concours, les Olympiades qui se déroulent ici même. Ça va, vous êtes bien installés? Vous arrivez de loin? Du Tarn? Grenade, d'accord. Donc vous avez fait un petit peu de route ce matin quand même pour venir. Ouais? Est-ce que vous ne restez ici que la journée ou vous restez sur plusieurs jours? Que la journée, ben c'est déjà pas mal. Jusqu'à demain. Eh oui, parce qu'on sait quand on arrive, mais on ne sait pas forcément quand on repart. Surtout ici. Sachant qu'il va y avoir les concerts et tout ça après. Il va y avoir de quoi manger. Vous avez déjà réservé votre table? Vous savez déjà où vous mangez ou pas encore? Ah, vous avez le camping-car et tout? Ah oui, bon, écoutez, comme ça au moins, vous savez quand vous arrivez, peu importe quand est-ce qu'on repart. Et des fois, on n'est pas forcément en l'état pour repartir. Hein. Bah oui, je comprends bien. Eh oui. Et vous arrivez d'où? De la Garonne? Haute-Garonne. Agen, d'accord. Première fois que vous venez ici ou pas? Non? Ouais, c'est la première fois. Vous découvrez en quelque sorte l'événement. Donc ici, vous l'avez entendu, on est sur le ring 4. Il va se passer ce qu'on appelle les Olympiades. Donc les participants qui sont déjà en train de répondre à des questionnaires vont être amenés à manipuler les brebis, à les sélectionner, les moutons, les agneaux, il y a des petits là qui sont là. Et en fait, ils vont être notés en fonction de la manipulation, de la façon qu'ils vont avoir de prendre la température, d'établir un état de santé, etc. Il faut savoir que des participants là sont amenés à venir au Salon de l'Agriculture après sur Paris en février. Il faut savoir qu'ici, ils participent déjà à des concours, notamment à partir du mois de décembre. Et là, on a les jurys qui sont en train de s'installer et qui seront là forcément pour noter, pour définir qui seront les gagnants. Enfin, les gagnants. Oui, on peut parler de gagnants, surtout de personnes qui vont avoir des notes convenables pour pouvoir devenir éleveurs. Alors vous le voyez déjà hein, sur les kakémonos qui sont ici, ces grandes banderoles là, sur lesquelles tout est noté. En lisant, vous voyez un petit peu les différentes manipulations et les différentes choses à connaître. Et puis on remercie bien sûr les différents partenaires d'organiser ici même cet événement. Hier, ici même dans le ring, on faisait la présentation des différentes brebis. À la fois les barégeoises, les tarasconnaises, etc. Il y avait jusqu'à 6 brebis différentes, brebis et béliers différents qui étaient ici. Et avec Nance notamment, on comprenait un peu quelle était la différence entre chacune et chacun. Pourquoi ils étaient dans les Pyrénées, pour quelles raisons ils avaient été, pour certains, croisés avec d'autres espèces. Pour pouvoir gravir les montagnes, ce qui est très intéressant, c'est que là, les montagnes, on les voit moins. Hier, on les voyait, c'était magnifique juste derrière.
Et on comprend qu'effectivement, d'une vallée à l'autre, eh bien, ce ne sont pas les mêmes brebis, ce ne sont pas forcément les mêmes béliers. Parce qu'il y en a qui ils ont des typicités bien particulières pour correspondre à la vallée. C'est très intéressant de voir qu'ils se sont développés en fonction aussi de la vallée. Sachez qu'on aura une démonstration de tonte tout à l'heure à 13 h. D'accord? Juste avant ça, il y aura une dégustation qui sera faite, ici même à la dégustine, dégustation d'agneau. Et puis à 13 h, on aura une démonstration de tonte avec Sarah notamment, qui va vous montrer ce qu'elle fait grâce à la laine. On va vous montrer le tissage de la laine, le nettoyage de la laine, comment faire pour la colorer. Ce sont des colorants naturels, ils vont utiliser notamment des pluires d'oignons. Peut-être vous connaissiez déjà la méthode. Mettre la laine dans de l'oignon, de la pluire d'oignon qui est bouillie. Enfin tout ça, ça sera très intéressant à découvrir. Ce sera aux alentours de 13 h. Là on va rester avec les ovins tout au long de la matinée, de toute façon. Vous venez pour participer ou vous venez pour encourager? Ah, encourager, d'accord. Et vous, pour votre part, vous êtes dans l'élevage également, non? Non, pas du tout. Vous faites quoi? Attends, j'arrive, je m'approche un peu parce que j'entends pas forcément. On peut pas dire que ce soit à cause des brebis ou des moutons parce qu'ils parlent pas. Enfin, du moins, ils font pas de bruit là. Dis-moi. Le lycée? Au terrain, un beau. À Pau. Ah, d'accord. Et tu es en. D'accord. Pau, Osville, Saint-Gaudens et Auch. Très bien. Toi, tu es spécialisé dans quoi? Production animale en BTS. Très bien. Et tes collègues? Pareil, production animale en BTS également. Parfait. Donc là, encore combien d'années d'études? Bon, il faut compter 2. 0 pour toi? Ouais. C'est fini après? Ouais, tu t'installes toi. D'accord. Tu sais déjà où tu vas t'installer? Chez ton père. Ah bah écoute, intéressant. Et toi? Tu sais pas encore. Bon. Mais tu sais que tu vas avoir des compétences en main, après il va falloir pratiquer. Bon, t'as hâte de pratiquer? Ouais. On te souhaite que ça arrive vite. Hein. Donc la dernière année BTS en quelque sorte pour toi aussi. Pour toi aussi? Ouais. Très bien. Écoute, moi je reste passionné par ce que vous faites en l'occurrence. C'est pas mon métier premier, hein. Mon métier c'est celui d'animateur. Mais je te cache pas que je découvre tous les jours plein de choses. Et on ne soupçonne pas des fois ce que vous pouvez faire. Tu vois, hier on découvrait les différentes races de brebis. On n'imagine pas effectivement tout le travail qu'il y a derrière. Pour avoir déjà de la qualité de viande. Et puis surtout pour avoir des prairies qui soient belles, des montagnes qui soient belles. Parce qu'on ne s'imagine pas, mesdames et messieurs, qu'une brebis dans une montagne, elle n'est pas là que pour être élevée et pour apporter de la viande ou même encore de la laine. Quoique la laine, enfin, Sarah nous disait que les filières sont de plus en plus grandes et petit à petit, on voit la laine revenir sur le marché. Mais ce qui est intéressant également de savoir, c'est que les brebis, mesdames et messieurs, sont également là pour entretenir la montagne et elles apportent également l'entretien pour la faune et la flore. Ça permet la diversité dans les montagnes. Donc ce n'est pas négligeable de prendre soin de nos brebis, notamment.
Alors à tout moment, il est possible que je vous laisse le micro pour que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous faites. Histoire de... Emeric, vous me dites hein, si vous avez possibilité de nous expliquer là, puisque les questionnaires, je pense qu'ils ont été remplis. Oui, bonjour. Rappelez-nous qui vous êtes et ce que vous faites, puisqu'on a des gens qui nous arrivent d'Agen, de Pau, etc. D'accord, donc bonjour, moi je suis Emeric Jouet, directeur de l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales, donc qui est un organisme de sélection qui gère 6 races locales situées sur le massif des Pyrénées. Race allaitante, race bouchère, voilà. Les races qu'on aura le plaisir de découvrir tout à l'heure, hein, d'ailleurs, sur le ring. Voilà, tout à fait. Et donc ce matin, dans les Olympiades, on va s'occuper de la partie génétique. Hein, donc à la fois travailler sur le phénotype, donc la qualité des animaux qu'on a devant soi. Et puis aussi, parce qu'en génétique, il y a aussi du papier. Hein, oui, c'est-à-dire que les animaux, ils peuvent avoir du gabarit, ils peuvent avoir des gigots, etc. Mais ça dépend de la situation d'élevage, de l'état de préparation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype. C'est influencé par les effets d'environnement, l'exploitation dans laquelle on est, la saison, je dirais l'alimentation, etc. Oui, ce sont tous ces paramètres-là qui jouent. Ouais. Et en fait, en génétique, on suit les animaux quand même régulièrement avec des mesures, hein, ce qu'on appelle le contrôle de performance. Ouais. Et ensuite, on va évaluer tous les animaux, des différentes exploitations et les comparer les uns aux autres. Nettoyer de ces effets d'environnement. Et dans ce cas-là, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle des index. Des index, on est en dessous de 100 ou on est au-dessus de 100. Ce qui est au-dessus de 100, ça veut dire que sur la performance mesurée, le phénotype, qui peut être une aptitude bouchère, une aptitude maternelle, si on est au-dessus de 100, ça veut dire que l'animal est meilleur que la moyenne. Et si on est en dessous, c'est un animal qui est moins bon que la moyenne. Et ce qu'on sait, c'est que les qualités maternelles et les qualités bouchères que l'on mesure en génétique, elles se transmettent de génération en génération. Très bien. Donc on va faire travailler les élèves à la fois à l'œil, et puis on va leur demander de nous expliquer sur les papiers, avec des index, etc., qui nous détaillent un petit peu qu'est-ce qu'on peut lire et qu'est-ce qu'on peut dire du bélier sur le papier, sans l'avoir devant soi, parce qu'on n'a pas les papiers de ces animaux-là. D'accord. Ah, voilà, donc c'est très intéressant. Donc, épreuve théorique d'un côté et épreuve visuelle de l'autre. Il y a combien de participants là, environ? Alors moi je sais pas, là c'est Jean-François qui doit me dire. C'est Jean-François qui va pouvoir nous donner. Merci beaucoup Emeric, hein. On reviendra peut-être, vous intervenez quand vous voulez. Donc merci Emeric. Donc vous avez bien vu, là Emeric vous a présenté la partie génétique et c'est vrai que c'est une chose essentielle pour le démarrage d'une activité, de faire les bons choix sur la race et sur le type de production qu'on veut développer, et il faut bien se poser les bonnes questions dès le départ. Eh oui. Donc là on va lancer les épreuves pratiques. Les candidats vont rentrer dans le ring, ils vont pouvoir se répartir. Là, les jurys sont en train de se caler, ils sont en train de faire le démarrage pour chacun des postes. Donc derrière, il y a une évaluation qui est faite, si vous voulez, au niveau de l'état corporel des brebis. Cette épreuve va se passer en 2 temps. Tout d'abord, les candidats vont passer au niveau de la note d'état corporel, l'évaluer. Donc ça veut dire que globalement, on évalue le gras qu'il y a sur l'animal. Un animal, si vous voulez, il prend du gras pour faire aussi correspondre au stade physiologique. Donc il faut qu'il arrive à une note de 3 au minimum au moment de la fin de la gestation pour pouvoir débuter une lactation correctement. Donc ça veut dire allaiter son agneau, qui pousse rapidement et que par rapport à ça, on ait des bonnes croissances pour exprimer le potentiel génétique. D'accord. Donc ça, c'est pour ça que les jurys sont en train d'évaluer. Donc on évalue sur le dos l'état corporel, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et on regarde l'épaisseur de gras. Et les candidats vont devoir faire la même chose sur 3 individus choisis par
par le jury. Très bien, les jurys sont en train de voir, d'établir déjà la fiche Voilà, d'identité de la avec bête. les animaux qu'ils ont sur place. Là, Parfait. si vous voulez, ils sont en train de se caler pour essayer de voir un petit peu. On est au demi-point près, voilà. Ah ouais. Donc sur, Ah sur la partie, pour essayer par rapport à ça. Voilà. On apprendra peut-être les gestes d'ailleurs tout à l'heure, on leur demandera comment ils arrivent à palper et comment ils arrivent à définir ça. Voilà, oui, entre deux candidats, on pourra passer sur différents ateliers et voir tout ça. La deuxième partie de cette épreuve, c'est qu'on reprend ces animaux et on évalue le candidat sur la partie manipulation. Donc il doit saisir l'animal, il doit le sortir du parc, on va lui faire un petit circuit dans un périmètre sécurisé et il doit asseoir l'animal sur une position bien particulière, voilà. Et à partir de là, le jury va lui dire de revenir et remettre l'animal dans le box initial. Donc toutes ces épreuves sont chronométrées, c'est ce qui permet aussi d'évaluer un petit peu la technicité et aussi le nombre de points attribués. Voilà. Donc dans le déroulé, derrière vous avez l'état de santé, où là on décrit l'ensemble de l'animal pour essayer d'évaluer derrière si l'animal est en bonne santé ou s'il y a des problèmes particuliers en fonction de l'animal. Oui, tout à fait. Donc là c'est pareil, on verra les points principaux, peut-être qu'il faut regarder éventuellement les dents, peut-être les yeux, etc. C'est défini. Clémence vous expliquera parfaitement tout ça. Super. Donc l'épreuve génétique, Émeric l'a présentée et on finit puisque évidemment quand même on est dans un bassin à l'étang et donc par rapport à ça, l'évaluation du travail se fait aussi sur le produit fini et donc ils sont évidemment la commercialisation des agneaux. Donc ici vous avez des agneaux de boucherie qui sont destinés à l'abattage à la fin du salon. Et donc là c'est pareil, on va évaluer l'engraissement par rapport à ça. Et la sélection éventuelle. Super. Oui, alors évidemment c'est que d'un point de vue commercial, si vous voulez, pour que ça arrive jusqu'à l'étal, on a un critère d'engraissement entre 2 et 3 qui est nécessaire. Un animal qui est trop maigre, même s'il a le poids, si vous voulez, c'est que il ne correspond pas au standard commercial. Eh oui, tout à fait. Et un animal qui est trop gras, c'est la même chose. Comme les abatteurs disent toujours, moi je ne vends pas le gras. Donc par rapport à ça, ce sont des animaux qui sont déclassés, c'est des animaux qui sont en mauvaise santé. Ils sont déclassés parce que du fait d'un gras trop excessif. Tout à fait. Bon, c'est très intéressant en attendant tout ça. Donc on attend encore un maximum 5 minutes et après on va répartir les différents candidats sur les différents pôles pour essayer d'être le plus efficace possible. Le timing, c'est que là vous passez sur les différents pôles au fur et à mesure que ça se libère. On aura une autre partie qui va se passer au niveau du pôle développement durable, mais avec une coupure. On va avoir que quelques candidats avant 11h. Parfait. Et après, le reste se fera sur le début de l'après-midi. Et on aura l'épreuve parage, donc la taille des onglons, qui se passeront de 13h30 jusqu'à 15h sur le pôle développement durable, puisqu'ici on doit libérer le ring pour d'autres activités de la journée. Il y aura d'autres activités durant la journée. Bon, d'ores et déjà, n'hésitez pas à prendre la notation. Et puis nous, vous me donnerez encore une fois les infos. Et puis moi, je le rappellerai ici même sur le ring 4 pour les personnes qui veulent suivre au fur et à mesure le concours. Mademoiselle ou madame, j'en profite pour venir vous demander 2-3 petites choses. Vous nous dites juste qui vous êtes et ce que vous faites exactement. A priori, vous allez faire partie des jurys. Le micro bien près de la bouche, s'il vous plaît. Du coup, moi, c'est Maïka. Je suis technicienne au vin chez Arteris. Donc, j'aide les producteurs à sélectionner les meilleurs agneaux pour le label rouge ou l'IGP. Parfait, super. Et vous êtes accompagné par votre collègue qui fait partie de l'UPRA, a priori. Vous êtes juste ici en soutien. D'accord. Oh, si vous voulez parler, vous pouvez parler, vous savez. Nous, on est comme ça, c'est parce qu'on veut savoir effectivement ce qui se passe, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui viennent découvrir vos métiers. Et donc, forcément, le but, c'est de les initier un petit peu à ce que vous faites. On ne va pas leur apprendre à manipuler un agneau, bien sûr, ou à manipuler une brebis, mais au moins qu'ils sachent pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. C'est ça qui est intéressant dans ces salons, c'est de pouvoir découvrir, encore une fois ici, pour le coup ici sur le ring 4, les ovins. Mesdames, bonjour. Les Olympiades qui ont débuté déjà, vous allez voir, il va y avoir des manipulations de brebis.
et de bélier qui vont être effectués ici même. À la fois savoir les manipuler, à la fois faire les bons gestes pour connaître leur mensuration. Ah oui, il faut connaître les mensurations du mouton ou de la brebis avant de pouvoir l'amener en alpage ou pas, ou même encore pour un agneau avant de le mettre dans la chaîne de la consommation. Et puis ausculter la brebis pour savoir, en l'examinant, son état de santé, ce qui n'est pas négligeable. Bonjour, c'est la première fois que tu viens ici ou pas? Non, c'est pas la première fois. Les brebis, t'es venu avec tes parents d'après ce que je vois? Les brebis, vous connaissez un petit peu? Vous êtes dans l'élevage? Non, vous n'êtes pas dans l'élevage. Vous arrivez de quelle région? Ah, attendez, vas-y Jean-François, on va commencer. Donc on va débuter les différentes épreuves. Donc les candidats, vous allez pouvoir descendre du ring et vous rapprocher des différents pôles. Donc devant vous, vous avez tout ce qui est tri des agneaux. Donc voilà. Derrière, sur ma gauche, vous avez l'épreuve génétique. Derrière, vous avez l'état de santé. Et pour finir, vous avez la NEC. Alors les candidats, vous répartissez par rapport à ça. La partie de NEC va se passer en 2 temps. Tout d'abord, vous allez tous passer à la partie NEC et après vous reviendrez pour la partie manipulation. Mais il faut que tous les candidats passent déjà sur la partie NEC. Donc la partie... Jean-François, tu parles de la partie NEC, c'est quoi exactement? Alors c'est la note d'état corporel. Donc Voilà. ici c'est une épreuve qui se passe en 2 temps. Cette épreuve, tout d'abord, vous allez faire l'évaluation de la note d'état corporel de la brebis. Et une fois que ça sera fini, là, que l'ensemble des candidats sont passés, ils vont faire une autre épreuve qui sera de la manipulation, avec les mêmes brebis. D'accord, merci beaucoup. Dans un espace sécurisé, c'est pour ça qu'on l'a mis à côté. Allez, je t'enlève le micro, je te le redonne tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, tous les détails vous sont expliqués au fur et à mesure. Madame, monsieur, n'hésitez pas, ici donc on assiste aux Olympiades. Vous allez voir comment les élèves, futurs éleveurs, ou peut-être déjà en classe, peut-être déjà en place, manipulent les brebis, comment ils vont effectuer les bons gestes pour définir les mensurations des brebis. Notamment, c'est les premières épreuves. Vous allez les voir manipuler les brebis et vous allez les voir ensuite passer dans le parc. Comment tenir une brebis? Tout simplement. Est-ce que vous savez comment on tient une brebis, monsieur? Non, pas forcément. Vous arrivez d'où? Vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis retraité, D'accord. Et vous avez fait quoi dans votre vie? maçonnerie. La maçonnerie. Voilà. D'accord. Donc on imagine que vous avez manipulé plus de parpaings que de brebis dans votre vie. Tout à fait, oui, c'est vrai. Bon, les gestes, vous les connaissez un petit peu ou pas? Non, Non, vous ne connaissez pas? non, j'ai vu à la télé, mais après... Eh oui, pas bah là, vous allez pouvoir le voir en direct. bon, on va Ils sont le en regarder. train d'établir déjà l'état corporel de la brebis. Ils vont définir notamment le taux de gras qu'il y a pour savoir si elle est bien pour allaiter éventuellement ses petits ou pour être mis en pâture. Et puis après, derrière, il va y avoir la manipulation des brebis. Vas-y, Jean-François.
up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Allez, pour votre information, mesdames et messieurs, on parle doucement car les élèves sont en train d'être jugés en ce moment même. Ils passent leurs différentes épreuves. Pour certains, ils se doivent d'effectuer les bons gestes pour définir les mensurations des brebis notamment. Savoir les palper, savoir les attraper, les faire marcher, les faire asseoir. Vous allez pouvoir assister à ça ici même au centre. Définir si elles sont trop maigres ou trop grasses pour adapter au mieux son alimentation. Parce que ça se définit également comme ça. Vous avez également d'autres élèves qui définissent notamment la santé, qui apprécient la santé médicale de la brebis en observant à la fois les paupières, les dents, les pieds, les mamelles. Il va y avoir également des prises de température qui seront effectuées. Et puis on parle également de génétique. La rusticité des brebis, des béliers. On le sait, il y a à la fois de la tarasconnaise, à la fois de la lourdaise, de la barégeoise. Bien tout ça, il faut savoir le définir. Elles n'ont pas évolué dans la génétique par hasard. À la fois, l'être humain les a fait évoluer, mais pour qu'elles puissent s'adapter aux vallées notamment, pour apporter soit de la viande convenable, soit de la laine ou du lait. Quoique la laine, bien sûr, c'est une filiale qui était en voie de disparition un petit peu et qui, petit à petit, prend un peu plus d'ampleur. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à partir de 13 h, on aura une démonstration de filage de la laine et de nettoyage de la laine ainsi que de la tonte. Et puis pour terminer, il y aura également l'épreuve de la sélection des agneaux. Des agneaux qui arrivent à maturité, je dirais, pour pouvoir être consommés. Et donc comment les définir, les sélectionner.
Là, les épreuves, en fait, sont pour les élèves qui sont en pleine Olympiade, ça s'appelle. Ils vont être notés selon l'appréciation de leur travail. Et on a différents membres du jury qui sont ici. À la fois directeur de la Cupra, à la fois les personnes qui font partie, je dirais, de tous les organismes différents autour des brebis. On a Jean-François également, qui est notre professeur. Jean-François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, juste pour vous retracer un petit peu par rapport à la filière, hein, comme ça on va compléter. Donc on a vu qu'on commençait sur les choix génétiques. Donc ça c'est les organismes de sélection qui gèrent la partie génétique, qui est prépondérante par rapport au choix de produits et le système aussi. Donc ça veut dire que en fonction de la zone géographique où c'est qu'on est et en fonction de ce qu'on veut faire en termes de production de produits finis, on va avoir des choix de races plus ou moins spécifiques. On a la chance ici, au niveau ce qu'on appelle les Pyrénées centrales, d'avoir plusieurs types de races. Donc des races qui sont plus adaptées avec un système de transhumance en montagne. Donc où vous avez ici les principales races des Pyrénées centrales qui sont présentées au travers de l'UPRA Pyrénées centrales. Donc ça c'est la première chose. Après, ce qu'il y a, c'est que ces animaux se sont adaptés avec un système transhumant, donc ils passent l'été en estive et puis ils redescendent sur les zones intermédiaires où ils restent en bâtiment, en zone de montagne aussi. Et après, ils se sont développés. En France, il y a plus de 50 races ovines en France. Donc on a le choix de génétique très diversifié. Oui. Et donc par rapport à ça, après on a des races qui sont plus ou moins prolifiques. Donc ça veut dire qu'ils font plus ou moins d'agneaux, donc un nombre d'agneaux. Donc vous avez des brebis qui vont faire un agneau ou un peu plus d'un agneau. Il y en a certaines qui vont faire plus de 2 agneaux aussi, Ouais. à chaque portée, enfin, à chaque gestation. Et donc ça dépend des choix génétiques aussi de sélection. Donc vous avez la romane qui est une race très prolifique. Et après, ça c'est un exemple qu'on vous allez retrouver aussi sur la zone. Et après vous avez justement des races qui sont intermédiaires entre 1 et 2 agneaux en fonction de leur rusticité aussi et des choix de l'éleveur. D'accord. Ça c'est la première chose. Et après on a en fonction du choix du type de production que vous voulez faire, quand vous faites des agneaux finis et très conformés, on a des races plutôt type bouchère. Là ici derrière vous avez des races pyrénéennes qui sont plutôt hautes en pente, parce que si vous voulez ce sont des animaux qui évoluent dans des milieux qui sont assez rustiques, avec le plus souvent des fois une alimentation qui est peu abondante, où il faut justement des longs déplacements et pour se nourrir. Et donc c'est pour ça qu'au fil du temps l'animal a été haut sur pattes justement pour pouvoir se déplacer. Après, on a des races qui sont type bouchère, un petit peu comme les agneaux que vous avez ici. Ce sont des agneaux croisés avec du rouge de l'Ouest. Donc là, on a des animaux qui sont beaucoup plus courts sur pattes, beaucoup plus conformés. Et évidemment, c'est ce que recherchent les bouchers aussi, ces animaux qui sont conformés, puisque la rémunération de l'éleveur se passe sur la conformation et l'état d'engraissement. Donc, plus on va avoir un animal qui est conformé, plus la rémunération sera élevée pour l'éleveur. Donc, et c'est pour ça que ces choix génétiques, dès le départ, sont très importants par rapport à ça, pour voir quelle est la rémunération qu'on peut faire en fonction du type de débouché que l'on veut réaliser. Alors on imagine qu'il n'y a pas que la génétique, mais il y a aussi la façon d'alimenter son animal et de l'élever, bien sûr. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé de génétique au départ qui était un choix, et le croisement, est-ce que je croise ou quoi? Donc le croisement, ça veut dire qu'on prend une race, on peut prendre une race rustique ou une race sur laquelle on croise avec un bélier viande, ou on reste dans la même race et on fait des produits en race pure. Donc, voilà. Donc on a un peu de tout qui nous permet, mais moi la première question, voilà, c'est la race en fonction de l'alimentation qui est disponible, la zone géographique de chaque exploitant. C'est pour ça qu'on a une grande diversité de production en France et d'élevage. À partir de là, évidemment, je continue à avancer. Donc, si vous voulez, ce qui a été mis en place aussi, donc vous avez des systèmes aujourd'hui on a vu la génétique, derrière vous avez des accompagnements techniques, tous les services qui sont présents au soin de l'élevage. Donc des techniciens, on a donc ici des techniciens qui sont présents là du groupement Arteris, de la coopérative Arteris, qui accompagnent les éleveurs aussi sur la zone, qui sont au sein de la coopérative, sur tout le suivi technique jusqu'à la commercialisation, et c'est les produits que vous voyez ici en face. En parallèle, on a la chance en Haute-Garonne aussi d'avoir
un technicien du conseil départemental détaché à la filière ovine qui appuie la politique du département pour soutenir la filière ovine aussi sur le développement de l'élevage ovin et aussi la fonction de maintien de l'élevage au niveau territorial. Oui. Donc ça c'est très, très important, c'est vraiment une particularité au niveau de la Haute-Garonne. Oui, surtout qu'en plus vous êtes IGP aujourd'hui, Voilà. c'est important de le préciser. Et ça, justement, je tiens à rebondir, c'est que en fonction du choix génétique, en fonction justement de la qualification des élevages, on a au sein de la COPI, la Commission des Pyrénées centrales, Oui. qui porte en fait 3 signes officiels de qualité. Le label rouge sélection des bergers. On a fêté avant-hier les 30 ans de sélection des bergers ici aux Pyrénées. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui ce signe officiel de qualité n'a plus rien à démontrer. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont des agneaux que vous avez en face et qui rentrent entièrement dans ce cahier des charges de label rouge sélection des bergers. Tout à fait, oui. Et qui sont destinés surtout à la boucherie traditionnelle. On peut les retrouver en GMS aussi, mais on a une grosse partie qui part ici. Voilà. Oui. Donc ils sont abattus sur la zone ici sur Saint-Gaudens. GMS, on reprécise, c'est les grandes et moyennes surfaces. Hein. Voilà. Non, mais c'est pas grave, Grandes et moyennes c'est surfaces. juste, Voilà. Donc on a ça, et donc après, si vous voulez, donc je vous ai parlé de sélection des bergers. On a aussi, ça fait combien, 3 ans maintenant qu'on a obtenu l'IGP, la reconnaissance européenne, donc IGP Agneau des Pyrénées. Tout à fait. Donc on a, donc là c'est une IGP qui est sur l'ensemble des Pyrénées. Donc avec des races allaitantes qu'on retrouve sur les Pyrénées centrales et les races laitières qui sont sur le Pays Basque, avec 2 produits, un produit qui correspond à un produit léger sur le Pays Basque, et puis nos agneaux finis, classiques, et des agneaux lourds qui sont sur notre zone, voilà. Et donc pour finir, évidemment, on a des élevages aussi qui sont en agriculture biologique, donc qui sont accompagnés aussi dans ces démarches-là, pour apporter une gamme élargie en fonction des capacités de ce qu'on est capable de produire au niveau du secteur, quoi, du secteur. Parfait. Bon. Et donc, j'oublie parce que là on avance, donc on a vu la partie génétique, on a vu tout l'accompagnement pour arriver jusqu'au produit fini. Entre temps, on a la possibilité aussi de vendre de la génétique, pas que sur les mâles, on vend aussi de la génétique sur la voie femelle. Donc ça, on l'oublie, des fois on pense qu'il n'y a que les béliers. Non, à un moment il faut renouveler l'ensemble du troupeau, donc on a de la génétique au-dessus sur la voie femelle. Au niveau des Olympiades, on a simplement une évaluation sur la partie mâle, parce que la partie mâle, alors pour certains messieurs ça ferait peut-être plaisir, c'est qu'on considère un bélier entre 30 et 50 brebis, pour 30 à 50 brebis. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la voie mâle, parce qu'on a une forte diffusion génétique par rapport à ça. D'accord. Oui, on imagine qu'effectivement certains messieurs peuvent être intéressés par cette information. Mais on le rappelle, c'est pour les brebis. Hein. Oui, d'accord. Donc voilà, donc je continue. Il y a un maillon qui est incontournable, c'est que une fois qu'on a évalué le produit comme ici au niveau des produits des agneaux qui sont devant nous, si vous voulez, on a ce qu'on appelle des metteurs à marché. Donc on a un maillon qui est incontournable, c'est l'abattoir. Donc on a la chance ici sur la Haute-Garonne d'avoir 2 abattoirs et un ici à proximité notamment au niveau de Saint-Gaudens, et qui nous permet évidemment de mettre en marché nos produits. Donc nos produits de la zone, on a principalement 2 abatteurs qui commercialisent ces produits. Ce sont les établissements Jucla et les établissements Mathieu qui sont présents ici, et qui nous permettent de mettre en marché nos produits sous signe officiel de qualité. Parfait. Et donc moi, comme je dis toujours, le consommateur me demande si c'est du circuit court. Je lui dis, moi, au maximum, nos produits font entre l'élevage jusqu'à votre assiette, pour arriver jusqu'à Toulouse, au grand maximum, allez, entre 100 et 200 km. Oui, c'est vraiment la proximité. Donc en sachant qu'on a un maillon qui est incontournable, c'est l'abattoir. Donc déjà on a un trajet, et après un retour, le retour. Donc par rapport à ça, j'estime que quand même on est sur du circuit lourd, même si des fois on est dans des filières qui sont plus longues. Voilà. Oui. Donc ça c'est important, donc c'est metteur à marché. Et après, en fonction du réseau de distribution qu'il y a, derrière, soit c'est livré directement au niveau des points de vente, soit il peut y avoir encore un intermédiaire en fonction de la situation. Parfait. Bon, on a vraiment plein d'informations. Le but, effectivement, c'est de savoir, une fois qu'on a dans l'assiette de l'agneau, d'où il vient. On n'imagine pas forcément tout le travail qu'il y a en amont, tout ce travail d'auscultation, de gestuelle,
prise de mensuration, etc., d'élevage en général, et bien sûr tout l'enseignement. Alors là, vous disiez, il y a 4 établissements éventuellement, c'est ça, hein, sur la région. Donc voilà, oui. Alors là, dans les participants qui sont aujourd'hui, Dans les puisqu'il y en participants. a certains qui n'ont pas pu venir pour d'autres raisons. Donc on voit bien que d'un point de vue, réflexion, il est important d'avoir dès le départ de bien préparer son projet. Ouais. Et donc au travers de tout ce qu'on a parlé, il y a des choix stratégiques à faire au niveau de la production, qui sont évidemment du choix génétique des rats. Est-ce que je croise ou non? Quel est le type d'alimentation que je peux avoir par rapport à mon troupeau et comment je produis jusqu'à avoir un produit fini qui soit commercialisé. Donc tout ça, si vous voulez, ça prend de la réflexion et c'est vrai que les Olympiades, l'objectif des Olympiades, c'était ça. C'était de mettre en situation des jeunes, de leur faire découvrir un métier, de dire que c'était peut-être accessible, peut-être à la fin des études, mais voire plus tard, et de faire germer certaines choses. Oui, Alors. on est aux alentours de la 19e édition. Je vais demander une Ouais. confirmation. C'est la 19e édition, hein, c'est bien Ouais. ça? Donc voilà, donc si vous C'est voulez... la 19e? Ouais. C'est ça. Voilà, Merci 19e beaucoup. édition, ouais. Donc si vous voulez, les professionnels, quand ils avaient lancé ça au démarrage, c'était voilà, d'essayer, on voyait que derrière le renouvellement des générations était difficile et que par rapport à ça, si vous voulez, on avait une difficulté de renouveler les générations, quelle que soit la zone géographique. Et donc c'était de sensibiliser auprès des apprenants, en fait, si vous voulez, quel que soit leur cursus, la filière ovine. Il faut savoir qu'il y a des départements en France où il n'y a pas d'ovins et dans les établissements, il n'y a pas Ouais. de manipulations qui sont faites sur les ovins. On a la chance ici à Saint-Gonès d'avoir une bergerie et en plus on accueille à côté la pépinière des béliers de l'UPRA. Ouais. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que nous aussi, on a à cœur aussi de montrer cet élevage-là et de faire partager aussi aux établissements cette production-là. C'était justement la question que je souhaitais vous poser tout à l'heure, savoir si vous aviez un élevage attitré justement pour les élèves, pour qu'ils puissent Ouais. les manipuler, etc. Alors, il est attitré à les élèves, mais c'est quand même un support en production Tout à fait. stricte, donc avec une rentabilité économique à avoir. C'est pas Complètement. juste qu'un support pédagogique. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on est là-dessus. Donc ici, il y avait le responsable tout à l'heure de la ferme et l'établissement de la ferme Bordeaux-Basse. Et donc il y a un troupeau de tarasconnaises, de brebis tarasconnaises, en race pure, avec des croisements aussi qui sont effectués pour valoriser les produits dans les différents signes officiels de qualité que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà, donc ça c'est important. Donc pour les jeunes de voir aussi cette manipulation, de pouvoir participer, que ce soit au moment des agnelages, que ce soit aussi aux différentes interventions qu'il peut y avoir dans l'année, pour dire oui, enlever l'appréhension de toucher un animal. C'est un petit animal, on peut le toucher, on peut intervenir dessus, on Bien peut sûr. faire tout l'ensemble des soins sans force et voilà, juste avec un minimum de technique. Et la technique, elle est mise en avant aujourd'hui ici. D'accord. Oui, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, la technique, il en faut un petit peu quand même. Donc là, pour rappeler ce qui est en train d'être fait, on est en train de sélectionner les agneaux, c'est ça, et on les fait passer dans une machine spéciale. À quoi elle sert cette machine? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que l'épreuve technique au niveau des notes d'état corporel des agneaux, c'est qu'un agneau, pour qu'il soit mis en marché, il faut qu'il atteigne, on va dire, un état d'engraissement et un poids. On a des poids qu'il ne faut pas dépasser. Je vais commencer par le poids. D'un point de vue commercial, là, en France, si vous voulez, une carcasse moyenne, elle est aux alentours de 18 kg. Carcasse. Donc ça veut dire qu'on a des rendements qui sont les plus bas, on va dire 46-47 jusqu'à plus de 50%. Bon, pour vous retenir que le poids vif, entre le poids vif et le poids mort, vous perdez 50%. Voilà. Ça, c'est à la main. Et donc, du coup, si vous voulez, d'un point de vue commercial, on va avoir déjà ça, on va faire aussi. Alors, la difficulté que l'on a, c'est que entre les mâles et les femelles, on a une variation déjà de poids qui est liée aussi à l'état d'engraissement. Si vous voulez, je suis désolé, mesdames, mais vous avez tendance à prendre un peu plus de poids, et surtout, pas du poids, mais c'est surtout de l'état d'engraissement plus facilement que les mâles. Eh oui. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des carcasses plus légères sur la voie femelle que sur la voie mâle. D'accord.
Très bien. Donc déjà là, c'est la sélection importante en termes de génétique déjà. Alors, il y a un Pour choix réussir. génétique. Alors, il y Ouais. a un choix génétique plus un choix alimentaire concernant la finition des agneaux. Donc là, on a tout le savoir-faire évidemment de l'éleveur et de l'ensemble des techniciens qui sont autour pour pouvoir accompagner justement sur la croissance d'un animal, puisque l'objectif c'est d'avoir un animal qui ait une croissance la plus régulière possible en fonction de son système. Voilà. Et d'arriver à avoir un agneau qui a un bon état d'engraissement, qui soit situé entre 2 et 3, et je vous dis les carcasses qui fassent on va dire, allez, entre les femelles, elles vont être entre 15 et 16 kilos, Ouais. 15 et 17, on va faire simple. D'accord. Et les mâles, après, bon, on peut les avoir plus lourds. Par contre, ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on a souligné des cahiers des charges. On ne dépasse pas 22 kilos, entre 20 et 22 kilos. Parce que là, si vous voulez, si on a des poids qui sont trop importants, en fait, d'un point de vue commercial, c'est difficile à commercialiser ces produits-là. D'accord. Le consommateur veut aujourd'hui des petites côtes, des petits gigots, donc on a des animaux qui sont de plus en plus petits en termes de gabarit. On est dans une région où traditionnellement on était dans ces poids-là. Plus on va vers le nord de la France, plus on a des animaux qui sont plus lourds, d'un point de vue type génétique et finition. Mais bon, aujourd'hui sur notre zone, ça ne correspond pas du tout à nos produits commercialisés. En termes de cahier des charges, on ne va pas vous demander de tout nous donner en détail, mais quels sont les points principaux, je dirais, sur le cahier des charges qui peuvent parler un petit peu à tout le monde? Alors, la première chose, les agneaux que vous avez devant vous, ce sont des agneaux élevés sous la mer. Voilà. Sous la D'accord. mer, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'ils restent sous la mer. Ils restent sous la mer, certains toute leur vie. il va téter. Voilà, D'accord. d'autres sont sevrés à un certain âge. Ça c'est la première chose. Mais ils sont élevés sous la mer la plus grosse partie de leur vie. Très bien. À partir de là, en fonction des cahiers des charges, si on a un label rouge, on ne doit pas dépasser l'animal 150 jours. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des animaux qui sont relativement jeunes. Pourquoi? Deux choses. Ça correspond, plus l'animal va être jeune, plus la viande va être rosée claire. Le goût va être peu marqué en termes de goût, de saveur de la viande. Et donc du coup, par rapport à ça, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir quelque chose qui soit pas neutre, mais légèrement un peu typé, mais sans avoir vraiment le goût de l'agneau fort qui rebute beaucoup de consommateurs. Très bien. Beaucoup de consommateurs qui nous disent « je ne consomme pas d'agneau ». C'est bien dommage hein, parce que pour en faire des dégustations tout à l'heure, on a des choses qui sont des produits qui sont relativement à peine marqués et voilà, les différenciés, mais qui sont relativement tendres, de couleur rosée très claire Ouais. et qui correspond au cahier des charges label rouge de sélection des bergers. Sachant que justement le goût est apporté notamment par ce qu'ils mangent et par, Oui. par tout un tas de Alors, choses justement. Le goût est marqué de deux façons. Le goût est marqué par, on va dire, l'alimentation, comme vous l'avez souligné, et son âge. Plus on va avancer sur un âge relativement conséquent, plus le goût va être marqué. C'est comme ce qu'on peut retrouver chez les bovins, le côté persillé. Ouais, ouais. On n'a pas la même chose, mais bon, voilà, c'est pas. Et, pour faire et référence. est-ce qu'entre mâles et femelles, les goûts sont différents également? Les goûts sont différents, c'est surtout, je vous ai dit, les femelles ont tendance à avoir un état d'engraissement plus conséquent. D'accord. Plus rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et le gras, la difficulté, c'est que au moment de la cuisson, on laisse quand même une certaine. Alors, il en faut, hein, je dis. Oui, surtout bien pas, sûr, bien sûr. mais il laisse malgré tout pas une odeur. Alors déjà, quand on le fait griller, des fois ça laisse laisser une odeur, et des fois il n'apparaît pas du tout au niveau du goût. Mais je tiens à souligner quand même qu'il faut du gras dans la viande. C'est Voilà. important. C'est Ouais. clair. Pour cuisiner, il vous faut absolument du gras. S'il n'y a pas de gras, c'est un produit, il est trop sec. La viande, les fibres musculaires se serrent et vous avez du carton à manger. Oui, oui. Donc le but, effectivement, ce qui prouve effectivement qu'à partir du moment où il y a du gras, ça veut dire aussi que l'animal a bien mangé. S'il y a du bon gras, c'est bien. Oui, oui. Tout à fait. Oui, du bon gras qui sont essentiels par rapport à l'alimentation, qui peuvent être apportés de différentes manières. Ici, la majorité des agneaux, ce sont des agneaux de bergerie que l'on retrouve dans la région du Grand Sud-Ouest. Vous pouvez avoir aussi des agneaux qui sont comme en bio ou là ils sont sur l'extérieur avec de l'herbe. Mais comme je dis toujours, quel que soit le système, il faut que l'alimentation soit suffisamment abondante et régulière pour avoir un agneau qui soit correctement fini. Voilà. Pour arriver à un compromis entre l'état d'engraissement, l'âge, la réponse au cahier des charges. Et donc tout ça, c'est une réflexion à avoir au niveau des projets, au niveau des jeunes, et d'arriver à les sensibiliser pour qu'ils concrétisent le mieux possible en fonction de leur envie et leur choix. Quoi. Bon, parfait. On a plein de détails. On était effectivement sur le cahier des charges. Si je veux, admettons,
quand je vois on a des jeunes là qui arrivent, si demain ils ont envie de devenir berger, qu'est-ce que vous leur conseillez là quand ils sont jeunes comme ça? T'as quel âge, jeune homme? 14 ans? 12 ans. À 12 ans, est-ce que je peux commencer à faire mes études Alors, de berger? Il y a deux choses. Le métier des bergers, c'est accompagner un troupeau. D'accord. Ouais. Alors je suis désolé pour certains, mais c'est ce qu'on retrouve en montagne. Si vous voulez, le berger, il va faire déplacer son troupeau, il va faire comme ça. Le métier d'éleveur, pour moi, il est complémentaire. Donc ça veut dire qu'il y a tous les choix stratégiques qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Oui, Voilà. c'est deux métiers différents, c'est bien de le Ouais, préciser. c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire, les deux. Oui, certaines sûr. personnes font les deux, il n'y a pas de souci. Mais derrière, après, on va avoir tous les soins aux animaux, toute la réflexion par rapport à la mise en la reproduction, donc tout ça. Et c'est pour ça que je différencie un petit peu les choses. Même si on dit bien que les Olympiades, c'est de bergers par rapport à ça, il y a Bien pas de sûr, souci. bien sûr. Mais bon, voilà, je remets un petit bémol par rapport à ça. Mais vous avez raison, vous avez raison. Voilà, de distinguer un petit peu les choses. Donc après, ce qu'il y a, c'est que, moi je dis toujours, hein, vous avez la possibilité de faire des stages de découverte au sein des établissements, d'en profiter pour certains. Et puis après, il y a des filières professionnelles aussi qui sont présentes. Ici sur Saint-Gaudens, dès la troisième, ils sont accueillis. Donc, et après, ils sont stabilisés au fur et à mesure, en sachant que c'est pas plutôt, on commence plutôt, voilà, mais c'est surtout d'essayer de maîtriser certains gestes techniques. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est là où on s'aperçoit que, vous voyez, on va voir tout à On l'heure va le les voir. épreuves de manipulation, ça ne nécessitait pas de la force. Voilà, c'est un minimum de technique à avoir, essayer de réfléchir pour voir. L'objectif aussi qui a été mis autour de l'ensemble, c'est les moyens de contention. Donc ça veut dire que tout ce qui va être mis en place pour pouvoir déplacer un animal, éviter le stress. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ici, vous avez des animaux, que ce soit des béliers ou quel que soit le gabarit d'animal. Un animal, dès que vous le déplacez, il stresse. Oui. Donc par rapport à ça, ça veut dire que s'il stresse, lui, il change totalement son comportement. Parce qu'il a peur de vous. Donc l'objectif, tout ce qui est mis en place ici, en part de contention, vous permet justement de limiter le stress. Voilà. Alors en plus, vous imaginez, ils sortent de leur bergerie, ils arrivent ici, Il y a du monde, il y a du plein de bruit. monde, du bruit, de ceci, cela. On leur demande de faire tout et n'importe quoi, alors qu'ils étaient bien tranquilles chez eux, au milieu de la paille, C'est au ça. milieu des autres. Donc c'est vrai qu'on est dans des situations très stressantes. Et le métier de l'éleveur, c'est d'enlever le stress de ces animaux. Moins on met du stress sur l'animal, plus la qualité de la viande s'en ressent. Eh oui, tout à fait. Ça, c'est important également. La qualité de l'élevage, le fait d'enlever le stress, apporte justement en termes de qualité de viande et de goût, on l'imagine. Où en est-on concernant les Olympiades? Là, on se retrouve. Combien de participants il y a aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a fait habituellement, il y a plus de participants, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, ici, on est dans un cadre particulier. Dans le cadre des Pyrénées, on souhaitait plutôt passer beaucoup de temps à échanger avec vous pour présenter un petit peu tout ça. Et donc, on a restreint un petit peu. Donc, il va y avoir 16 participants aujourd'hui. Justement, pour passer plus de temps à échanger et vous montrer les différentes situations dans un milieu relativement restreint. Si vous voulez, nous sur Saint-Gaudens, le 3 décembre, en fait, on organise la même chose, mais on a 80 participants. Donc là, on a un dispositif qui est totalement autre. Et là, on commence de 9h jusqu'à 15h non-stop, et parce que, voilà, face au nombre de candidats. Et donc c'est pour ça, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus confidentiel, mais c'était surtout pour expliquer le geste professionnel, pourquoi l'intérêt de maîtriser ce geste professionnel. Et vous faites bien de le rappeler, effectivement, vous êtes ici au Ring 4 depuis ce matin 9h, on fait justement les démonstrations des Olympiades. Je vous rappelle que tout au long de cette matinée, le ring est vraiment là pour les ovins. À partir de 13h, on aura également une démonstration de tonte avec présentation du filage de la laine, etc. Donc soyez présents. Et puis aux alentours de midi, il y aura peut-être même une dégustation, il me semble, à la dégustine, des produits notamment de l'agneau que vous pourrez retrouver dans vos assiettes. On vous rappelle, les Olympiades. Alors ce sont nos élèves qui sont ici en train à la fois d'ausculter, de manipuler. Merci beaucoup Jean-François d'être venu et de donner tous ces détails. Comment manipuler, comment obtenir les bons gestes, comment définir que l'agneau est bon à consommer ou pas, comment définir les meilleures méthodes d'élevage. Eh bien c'est tout ce qu'on vous apprend ici. N'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis. Et puis qui sait, peut-être qu'il y a des jeunes gens qui sont venus ici pour s'intéresser à l'élevage. Peut-être que demain, tu seras éleveur de brebis.
Ça va, bonhomme? Ouais. C'est comment ton prénom? Ethan. Ethan, tu fais quoi dans la vie, Ethan? Tu vas à l'école? Oui, Ouais, t'es dans quoi? dans un collège juste. Dans un collège aujourd'hui? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire demain ou pas? Non. Je me permets de venir vers toi parce que, pour ne rien te cacher, moi aussi j'ai des enfants. Et il se trouve qu'ils arrivent aux alentours de 13-14 ans. C'est l'âge où on se pose la question de savoir ce qu'on va faire. Et c'est vrai que ce qu'on va faire, ça se définit aussi par rapport à ce qu'on peut voir. L'élevage, tu t'y connais un peu? Pas trop. Non. Tu habites à quel endroit exactement? À Man. Man, c'est pas loin d'ici, ça. Ouais. Là, on en a un qui est en vue d'être éleveur. C'est comment ton prénom à toi? Joran, Et toi, Johan, tu serais intéressé pour devenir éleveur? Ouais. Éleveur de quoi? De vaches, de brebis? de brebis. Ouais, de brebis, pourquoi pas? Alors, t'as vu, peut-être que demain, moi, j'aurai le plaisir de venir présenter, et puis ce sera toi, qui sera un peu plus grand. T'as quel âge aujourd'hui? 7 ans et demi. 7 ans et demi, ouais, peut-être que dans quelques années, ce sera toi qui seras ici, à la place du jeune homme là qui est ici, tu vois, qui est éleveur, ou en vue d'être éleveur. T'apprendras à manipuler les brebis, à ausculter, à regarder si elles sont en bonne santé, etc. Et puis ben, tu seras peut-être dans les montagnes. Tu diras à papa, maman, eh, tiens, venez voir, j'ai des nouvelles bêtes. Mais vous êtes nombreux dans la famille, dis donc. Vous êtes nombreux, vous êtes combien? Vous êtes 5? 5 enfants? Ah ouais, vous avez composé. Pas mal, dis donc. Bon bah c'est bien en attendant que vous soyez venus là, et puis après vous allez aller manger quelques petites choses sympas, hein? Vous êtes là sur la journée? Ouais, vous savez pas encore, vous verrez. Bon, c'est chouette. Ici, toute la journée, de toute façon, on va être pour une grosse partie de la journée avec les brebis, et on va s'intéresser de savoir comment elles mangent, comment elles sont en bonne santé et tout. Tout à l'heure, il y aura de la tonte qui sera effectuée. On enlèvera la laine qu'elles ont sur elles, sans leur faire de mal, bien sûr. Et puis après, tu verras comment on nettoie la laine, comment on peut faire des super pulls. C'est très intéressant. Et toi, c'est comment ton prénom? Léo, Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu sais pas encore? oui. Bon, ça se définira plus tard. Ah, elle était plus jeune que ton frère. Bon, bah merci les parents, hein. Vous êtes dans quoi, vous? Ah, vous êtes éleveur de moutons. Oh, bah alors. Bah alors. Je comprends mieux. Ah ouais, je comprends mieux. Et ton papa, il t'a donné une brebis? Eh ben, t'en as de la chance. T'en as de la chance. Elle est déjà allée à la transhumance. Eh ouais. Là, ça y est, les brebis de papa, elles sont... Enfin, les moutons, ils sont redescendus ou pas? Non? Ouais, ils sont redescendus. Quoi qu'il fait pas encore trop froid dans les montagnes. Mais bon, hier, on les avait là, juste en face. Tiens, regarde, elles apparaissent. T'as vu? Alors toi, tu manipules? Non, pas encore, hein. Ouais. C'est même fait... T'as mis la cloche. Ah, déjà, c'est déjà bien. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Voilà, on remarque que c'est pas si évident que ça. Il faut pas forcément faire preuve de force. Et on va voir quelqu'un qui va nous expliquer
Et une fois que cette manipulation aura eu lieu, quelqu'un qui va nous expliquer effectivement en quoi consiste cette manipulation et comment on doit s'y prendre. À bientôt. Hein. Je viendrai vous voir dans l'élevage. Allez, on vous laisse prendre les notes. Pour l'élève qui vient de passer, on va vous poser 2-3 questions quand même. De toute façon, est-ce qu'on ait quelques détails par rapport à ce qu'on vient de voir et par rapport à ce pourquoi vous êtes là. Représentez-vous, dites-nous qui vous êtes et puis ce que vous faites exactement ici. Ok. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Clémence Sutra. Je suis éleveuse de brebis limousines en plein air intégral à une vingtaine de minutes d'ici sur la commune de Roued. Et je suis double active, donc je suis aussi formatrice pour divers organismes de formation, notamment le CFA de Saint-Gaudens. Très bien. Donc aujourd'hui, dans le cadre du salon, on participe à pas mal de choses, dont les Olympiades. Donc du coup, moi je suis jury avec Aurélien sur la partie état sanitaire d'une brebis. Bonjour Aurélien. Alors quels sont les gestes à effectuer? Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez donner des notes aujourd'hui, les aspects? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en brebis, c'est particulièrement important de savoir faire un très bon état de santé parce qu'il y a de moins en moins de vétos ruraux. En général, le coût et les frais liés au déplacement du vétérinaire coûtent aussi cher que le prix d'une brebis. Donc en fait, très fréquemment, on appelle plutôt le véto en lui décrivant les symptômes et discute avec lui du traitement adapté. Donc si quand on appelle le vétérinaire, on n'a pas des symptômes très précis à lui décrire, etc., c'est difficile pour lui de nous aiguiller. Donc en ovin, c'est vraiment très important de très bien savoir faire un état de santé pour donner des éléments vraiment importants au vétérinaire
pour qu'il puisse essayer de nous aider à traiter l'animal correctement. Donc l'état de santé, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir nous-mêmes. Là, je regardais par exemple la demoiselle qui précédait, elle constatait les sabots notamment. On appelle ça un sabot? Oui. Ouais, d'accord. Oui, effectivement, quand c'est un problème de sabot, il y a une boiterie. Il y a déjà une première intervention mécanique qui peut se faire de la part de l'éleveur, donc c'est-à-dire couper les onglons, etc. Très bien. Il peut aussi, si on a atteint un certain niveau de gravité, devoir aller jusqu'à des traitements médicamenteux. Et donc c'est à l'éleveur de savoir observer le niveau de gravité de cette boiterie et d'adapter son traitement. L'éleveur sera autorisé à pratiquer lui-même un traitement sous accord du vétérinaire alors. Ouais, c'est ça. En fait, le vétérinaire sanitaire qu'on appelle, il vient tous les ans faire une visite, on fait le point avec lui et après il est autorisé à nous délivrer des médicaments en fait, sans forcément avoir systématiquement observé l'animal selon en fait ce que nous on lui dira. Très bien. Là, on a défini l'état de santé, mais on a remarqué qu'effectivement, il y avait une manipulation avant pour pouvoir établir cet état de santé. C'est quoi exactement ça? Alors du coup, nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde la brebis dans son ensemble. Donc moi, je leur conseille de démarrer des naseaux et de, en gros, observer l'animal jusqu'au pied. Donc Aurélien va vous montrer comment on démarre. Ah ouais, avec grand plaisir. Venez et ce voir, qu'on mesdames et regarde messieurs. étape par étape. Tiens, c'est par ici, hein. Profitez-en. La manipulation, elle s'effectue ici. Profitez-en, madame. Donc Aurélien, là, on va d'accord. démarrer sur une brebis pas debout, couchée. Donc en fait, ce que je vous disais, voilà, là, il vient de retourner la brebis. L'objectif, c'est que l'éleveur ne force jamais sur son dos parce que c'est vraiment une des causes de réforme d'un éleveur, un problème de dos. On parle de réforme de brebis, mais aussi d'éleveurs et d'éleveuses. Donc ensuite il va démarrer par, en ce moment il y a de la FCO sur le secteur, donc les premiers symptômes c'est de l'écoulement nasal. On vient de voir que cette brebis elle n'a pas ce souci là, c'est un des premiers trucs qu'on va regarder. Après on va aller regarder la dentition. Donc la dentition en fait ça nous permet d'estimer l'âge de l'animal et éventuellement pareil sur des animaux trop âgés qui commencent à perdre les dents de choisir de la réformer pour cette cause là. D'accord, on définit l'âge de l'animal avec les dents, c'est-à-dire c'est par rapport à la longueur de la dent? Ouais, le nombre de dents, la longueur de la dent, etc. D'accord. Ensuite, il va regarder la troisième paupière. En fait, de par sa manipulation qu'il est en train de faire au niveau de l'œil, on aperçoit la paupière et la couleur de cette muqueuse va nous donner une indication de l'état de santé de l'animal. Donc là, on a une paupière qui est rosée. Donc c'est un animal en bonne santé. Parfait. Par exemple, si on a une paupière très rouge, ça peut indiquer une infection. Si on a une paupière plutôt jaune, ça va être un problème de foie. Ouais. Une paupière très blanche, ça peut être signe d'anémie et donc de parasitisme. D'accord. Et ça va nous permettre de commencer à faire un petit premier diagnostic. D'accord, j'étais en train de regarder la demoiselle qui est derrière vous là. Montre-moi tes paupières, voir un peu. Ça a l'air d'aller. Je crois que ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. T'es en bonne santé, toi. Donc ensuite, on va regarder les cornes, les boucles, en fait tous les endroits où il peut y avoir des petites plaies qui s'infectent, etc. La boucle, typiquement, c'est un endroit qui peut faire une plaie rapidement. A priori, là, il n'y a rien. On remarque qu'il y a deux boucles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi là déjà ou pas? Ouais, alors en ovin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a obligation de la boucle électronique sur l'oreille gauche. C'est l'espèce de gros bouton là que vous voyez à l'intérieur de l'oreille. Donc ça, en fait, c'est relié à c'est une puce électronique qui permet que si on a un lecteur de boucle, en fait, immédiatement, on peut avoir le numéro de la brebis qui s'affiche. Et ensuite, la deuxième boucle, à droite, c'est une boucle classique. Donc, sur les animaux qu'on garde pour l'élevage, on a obligation de mettre les deux boucles. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un arrachage de boucle éventuellement dans les tripes. L'objectif, c'est de conserver toujours l'identification de l'animal pour la traçabilité. Donc, en ayant deux, potentiellement, si elle en perd une, on a toujours la trace. Allez, on peut continuer parce qu'on va pas la laisser comme ça pendant trop longtemps. Elle est confort là, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, parfait, c'est rassurant déjà. Donc ensuite, on va aller regarder les membres, notamment les articulations, d'accord? Si elles sont gonflées, chaudes, c'est pareil, ça peut être signe d'une inflammation. Un animal qui boite, c'est un animal qui peut pas aller se déplacer pour boire, pour manger, etc. C'est aussi un animal qui souffre, évidemment. Ensuite, on va regarder les pieds. Les pieds, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de compliqué, mais qui peut se gérer facilement. Donc un animal qui boite, il souffre. En général, ça peut vite
dégénéré. Donc on vient regarder entre les ongles qu'il n'y ait pas d'infection, etc. Oui, parce qu'on imagine qu'en plus de ça, comme ils sont sujets à avoir des mouches, ça risque de parasiter encore plus la plaie, non? Oui, c'est ça. Et puis globalement, je vous dis, dès qu'un animal boite, il se déplace moins, Ouais, il mange forcément. moins, etc. quoi. Ouais, ouais. Ensuite, il regarde la mamelle parce que là, on est sur des femelles. On va Ouais. venir regarder qu'il y ait bien les 2 trayons, qu'il n'y ait pas, pareil, d'infection, etc., de mammites. Quand elles sont en train d'allaiter, en fait, des fois, une mamite, ça va faire un gonflement un peu chaud, un peu rouge. Et en fait, c'est qu'il y a une infection dans la mamelle. À ce moment-là, c'est pareil, elle ne peut pas nourrir son agneau correctement, etc. Donc, il faut intervenir. Encore une fois, dans les interventions, on peut être du plus simple au plus compliqué. Des fois, une simple mamite, ça peut se traiter en trayant correctement la brebis, lui mettant un peu de crème. Très bien. Ou il faut sur un traitement médicamenteux un peu plus lourd. On adapte vraiment en fonction de ce qu'on voit quand on fait son état de santé. Ouais. La dernière chose qu'on peut regarder, c'est la NEC. C'est la note d'état corporel qui, comme ils font à côté, une brebis par exemple qui va beaucoup maigrir. Oui. Si en plus, par exemple, on a vu que la paupière était blanche tout à l'heure et que c'est cumulé aussi à des problèmes de diarrhée, bah là, ça nous aiguille vers plutôt un problème de parasitisme. D'accord. Donc, grâce à 2-3 éléments qu'on a pu observer qui concordent, on peut commencer à poser un diagnostic. Oui, déjà là, on a effectivement possibilité de poser le diagnostic et donc d'orienter un petit peu le vétérinaire, ce qui fait qu'on fait des économies également de temps et d'argent sur le soin potentiel. Exactement, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout produit qu'on injecte à nos animaux se retrouve aussi dans l'environnement, etc. fait. Donc moins on peut en donner, mieux c'est. Et voilà. Et ensuite, ces examens-là, ils peuvent être complémentaires de d'autres examens. Donc par exemple là, on pourrait faire une coproscopie en plus pour voir exactement quel type de parasite a infecté la brebis et du coup adapter la molécule D'accord. qu'on va injecter à l'animal pour la traiter. Coproscopie, c'est une prise de sang. Non, c'est Non. un prélèvement de fesses directement D'accord. qu'on fait analyser où ils vont regarder le type de parasite qui a infesté l'animal. Eh bien, on en apprend des choses, hein. T'as vu un peu? C'est génial, hein? Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, et nous, ça nous fait plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir d'avoir toutes ces informations. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails? Allez, on a d'autres participants. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un chronométrage qui était effectué.
Pour ceux qui nous rejoignent ici même sur le ring 4, nous sommes en Olympiade. Venez assister à ce concours avec des élèves qui à la fois manipulent les ovins, regardent leur état de santé, les contrôlent, les sélectionnent, apprennent à établir une fiche d'identité des animaux. Et donc on a un jury qui est ici, qui nous explique au fur et à mesure quels sont les gestes, les pratiques, pour quelles raisons on installe ce genre de procédé. Pour certaines épreuves, elles sont timées. Il y a un chronomètre, elles sont chronométrées, pardon, et ça permet effectivement de voir si le futur éleveur manipule convenablement son animal et dans les temps. Alors pour certains d'entre vous, vous découvrez peut-être le métier. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans le métier. On apprend plein de choses depuis ce matin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, profitez-en, c'est Ring 4 toute la matinée. Alors, est-ce que tu as un moment à nous consacrer ou est-ce que tu restes concentré, toi, sur tes épreuves? Tu as une autre épreuve à passer, là? C'est comment ton prénom? Indira. Donc, tu as encore une dernière épreuve à passer, c'est bien ça? Oui. D'accord. L'épreuve que tu viens de passer là, qui vient de se dérouler, pour toi, comment ça s'agence? Est-ce que tu penses avoir réussi, oui ou non? Est-ce que tu es déçu sur certaines choses ou pas? Bon, Non, ça a été? bon, je pense. C'est la première fois que je le faisais. Première fois que tu le faisais? J'ai jamais fait l'Olympiade encore. Très bien. C'était Après- chronométré, ça t'a pas mis la Oui. pression? Non. Non, pas du tout. Non, je suis pas du genre à stresser. Et puis, de toute façon, si j'ai fait des erreurs, je sais pas comment ça se passe pour les résultats, mais au moins je verrai. Oui, tout à fait. Ouais, toi, ton but, c'est d'évoluer, Ouais, d'avancer. voir, où est-ce que je me suis trompée. Oui, où est-ce que tu t'es trompé potentiellement? On t'a vu tout à l'heure manipuler la brebis pour voir sa masse de gras. C'est quoi exactement les gestes à connaître? Il faut regarder un peu dans le prolongement du dos, au-dessus de la queue. D'accord, Voir si elle est un peu grasse, passer les doigts au-dessous des côtes. très bien. Et là, en fonction de l'épaisseur, tu vas sentir ça par rapport à tes doigts, en fait. C'est du doigté. Oui, à peu près. Après, à l'œil aussi, ça se voit. En plus, comme elles sont tendues, c'est plus facile à voir. Ah oui, c'est plus simple, parce qu'il y a des fois, tu dois intervenir sur des brebis si qui elles sont les pas nazes, tendues. Enfin, si elles sont pas tendues encore. Ah, c'est pas forcément facile. On le fait comme ça, mais il y a l'épaisseur de la laine aussi qui joue. Eh pas oui, mal. donc ça n'aide pas. Ouais. Bon, merci beaucoup. On te laisse aller à l'épreuve suivante. On te prend en direct pour voir un petit peu à chaud quels sont tes avis. Allez, on vous laisse chronométrer l'épreuve suivante. Puis si des fois il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire à la fin, ça pourrait être intéressant. Ouais, à la fin. D'accord, super. Vas-y, Jean-François. Alors, juste pour les candidats là, quand vous avez fini les épreuves ici, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez rester par là parce qu'après, on va faire le quiz des races. Et donc, mais on va les diffuser directement à l'écran. Donc, c'est pour ça qu'il faudra rester ici sur place. Merci. Allez, super. Oui, donc ce qu'il y a, c'est qu'en complément, là, il y a l'épreuve génétique qui se passe et on va passer un quiz de race directement sur toutes les races. Ouais, à super. l'écran. Comme ça, on aura des commentaires en même temps. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les gradins du ring 4 pour participer à ce quiz des races qui vous permettra à la fois de découvrir les différentes races, peut-être les découvrir, peut-être vous les connaissez déjà, et puis surtout voir si vous êtes parfaitement affûté en termes d'informations. Il y aura des cadeaux à vous offrir. Allez les amis, on vous invite à rester à l'extérieur du ring. Merci beaucoup.
Parce que là, on est en pleine épreuve. Puis on n'est pas à l'abri qu'il y ait une brebis qui ne sorte pas de la cage. Non, non, on vous en prie, on vous en prie. C'est normal. Si toutefois vous voulez voir les brebis de près, vous les avez juste là derrière. Et ici, on est en ring d'épreuve. Donc vous avez le cheminement qui est ici. Par contre, vous pouvez faire le tour si vous le souhaitez. Allez, comment manipuler une brebis? Comment l'ausculter? Comment la sélectionner? Comment la manipuler dans les gestes parfaits? C'est ce qui est enseigné ici tout au long de l'année pour ces élèves. Et là, aujourd'hui, ils le mettent en pratique. Et ce sont des épreuves chronométrées et jugées. Donc pour l'ensemble des candidats là qui vont avoir fini les autres épreuves, ce qu'il y a, c'est que n'oubliez pas de passer au niveau de la contention. Là, il y a la partie nec brebis qui va être finie. Et donc par rapport à ça, on va passer à la deuxième partie de l'épreuve qui va être sur la manipulation. Et on va voir le timing et après on vous fait la reconnaissance des races. Allez, merci beaucoup. La reconnaissance des races, comme tu viens de le dire, Jean-François, effectivement. Ce seront des questions qui vont vous être posées ici même à l'écran. Concernant les races, allez-vous les reconnaître? C'est la grande question. Alors, il a l'air de vous connaître. Il vous connaît ou il vous reconnaît? Et bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Si vous le souhaitez, tout à l'heure, il va y avoir un quiz des races d'ici une petite dizaine ou une quinzaine de minutes. Vous pourrez répondre au quiz. Et si vous êtes bien et bon, vous repartirez avec des cadeaux. D'accord? Vous pourrez vous mettre ici même dans l'estrade, sur le podium. On peut continuer, on peut continuer.
Bon les amis, merci de nous rejoindre sur le ring 4. Alors après, là vous voyez, là c'est la manipulation. Et après, rassurez-vous, c'est pas vous qui allez manipuler les brebis. Non, 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 non. Ce sont les jeunes éleveurs qui pour le coup sont amenés et à les manipuler et à établir leur état de santé, à les ausculter, etc. Et ils sont notés bien sûr en fonction par un jury de professionnels qui est ici. Sachez qu'il va y avoir un quiz d'ici quelques minutes, un quiz des races. On va vous demander, ça va s'afficher à l'écran, et on va vous demander de reconnaître les brebis, leur aspect génétique, etc. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, hein, mais vous repartirez avec des cadeaux. Ça peut être sympa. Non, vous repartirez pas avec une brebis, monsieur. Mais il y aura des petits cadeaux quand même. Ouais, c'est ça. Par contre, vous pourrez déguster tout à l'heure. C'est du café. T'en voulais un ? Ça va bien les amis? Je vous rappelle qu'après il va y avoir le quiz des races qui va s'effectuer ici même sur le ring 4. Vous allez pouvoir vous asseoir dans les gradins. Et ensuite il y aura une démonstration de tonte à partir de 13 h tout à l'heure. Et on va voir le tissage de la laine et le lavage de la laine, nettoyage, etc. Le filage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure après votre repas. Peut-être que vous mangerez à midi, enfin quoi que je veux dire, vous pouvez manger à toute heure ici. Hein. Profitez-en. On est ici sur le ring 4 avec nos amis au vin. Salut les enfants. Ça va bien? Vous venez découvrir les brebis et les animaux en tout genre. C'est sympa, hein? Alors ici, pour ton information, on est ce qu'on appelle au ring 4, numéro 4. D'accord? Tu vois, c'est marqué là-bas. Et en fait, il y a des adolescents. Des gens, toi, tu as quel âge à peu près? Tu as 5 ans et demi. D'accord. Bah, ils ont une dizaine d'années de plus que toi à peu près. Et il se trouve que là, ils sont notés par des professionnels, notés pour manipuler les brebis, pour les rentrer dans un enclos, pour voir s'ils sont en bon état de santé, pour faire de l'élevage professionnel. Tu sais déjà ce que tu veux faire comme métier, toi, plus tard ou pas? Non, pas encore? Maman, elle est dans l'élevage ou maman, elle est dans autre chose? Tu es dans les chevaux, toi? D'accord. Donc les brebis, tu connais un petit peu quand même? Non, pas spécialement. Très bien. Bah, c'est sympa de venir découvrir. C'est sympa de venir nous voir. Ouais. Et là, dans quelques minutes, on va avoir un quiz qui va s'afficher à l'écran. Et on va vous demander de reconnaître les races. Et si vous reconnaissez bien les races, vous repartez avec des cadeaux. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ah, c'est intéressant. Pourquoi il y a de la couleur sur les brebis? Alors moi, je peux te répondre à la question parce que hier, justement, la question a été posée. Il y a les professionnels qui en ont parlé. En fait, ce sont les éleveurs eux-mêmes qui mettent la couleur sur les brebis pour repérer les brebis dans leurs troupeaux quand elles sont dans les vallées. Tu sais, dans les montagnes, des fois, tu regardes et tu cherches
tes brebis. Bah là, comme ça, tu peux compter à peu près tes brebis et tu sais les reconnaître. Et surtout, par rapport à d'autres troupeaux. Parce que des fois, tu peux croiser un autre éleveur avec d'autres brebis. Comme ça, bah, ça ne se confond pas. Il va connaître quelles sont les tiennes. Tu vois, les couleurs sont différentes. Alors vous vous en doutez, dans le cadre de ces Pyrénéennes, eh bien, nous avons ici même un concours qui est organisé et tout ce qui se passe ici même sur le ring autour des ovins, eh bien, c'est porté notamment par Innovin, la filière ovine. D'ailleurs, cette filière ovine recrute, sachez-le, hein, mais c'est porté par Innovin et également Interbev Occitanie. Et puis, nous remercions bien sûr les fournisseurs de matériel qui sont ici Occitane Group, hein, c'est bien ça. On les remercie. Occitane Agri. Et d'ailleurs, si tu veux dire un petit mot ou si quelqu'un veut dire un petit mot, c'est avec grand plaisir. Jean-François, on t'écoute. Un, deux, oui. C'est vrai qu'un événement comme aujourd'hui, en fait, il faut remercier tout à l'heure, on a parlé de l'ensemble des personnes de la filière, mais c'est vrai qu'autour de l'élevage, du monde de l'élevage, vous avez plein de métiers différents qui sont évidemment des constructeurs, comme vous voyez, de matériel de contention, tout ce qui est barrière et le reste, tout ce qui est celui-ci, dans certains cas, d'abri pour les animaux. Et donc, par rapport à ça, on les remercie parce qu'ils nous soutiennent aussi. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est l'alimentation, le monde de l'alimentation animale qui permet justement d'apporter aussi des produits de qualité et d'avoir des animaux finis comme ici vous avez sur le ring. Et donc par rapport à ça, voilà, c'est pas le métier d'éleveur est aussi dépendant de l'ensemble de ces acteurs de la filière. Oh ouais, c'est important effectivement de le préciser. Il y a tous ces organismes. Donc Occitane Agri, pour le coup, livre ces matériaux qui sont fabriqués par Javier Camara. Et c'est important effectivement de savoir que tout ce qui se passe là, notamment pour les élèves, ils sont des professionnels de divers métiers qui se regroupent autour du métier essentiel de l'élevage de la brebis. Voilà. Et donc sur l'autre pôle, sur le porte-pôle du développement durable, c'est pareil, on a des équipements de contention qui sont mis à disposition par la coopérative Val de Gascogne, le service matériel de Val de Gascogne, qui nous permettait de compléter aussi par rapport à l'organisation un petit peu l'ensemble de ces Olympiades. Donc là on va finir les dernières épreuves. Est-ce que tout le monde est passé à l'état de santé ou est-ce qu'il y en a? C'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois, il reste combien de personnes là pour l'épreuve de tri des agneaux, s'il vous plaît? Une seule, deux, trois? Allez, encore trois personnes a priori pour les tri. On va laisser passer ces trois personnes. Très bien. Après, au tri des agneaux? D'accord. Alors, je vais demander au jury qui commence la contention, la partie contention au niveau de la nec brebis. Donc là, je vais demander aux candidats. Donc en fait, je vais expliquer l'épreuve pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'on va vous désigner une brebis. Une fois que la brebis est désignée, vous devez la sortir du parc. Vous devez faire le tour du parc. On va vous désigner un point. Vous devez asseoir la brebis et vous devez la remettre dans le parc. Donc c'est une épreuve qui est relativement rapide. On risque de couper cette épreuve pour passer le coup de race. Et après, du coup, on finira là-dessus. Et on terminera l'ensemble des épreuves ici. Et puis, on se donnera rendez-vous après à 13h sur le pôle développement durable pour le tri
et l'épreuve de parage qui va se passer là-haut. Ouais, tu fais bien de leur préciser, effectivement. Comme ça permettra de suivre les épreuves pour les personnes qui sont ici. Vous nous rejoignez, ça nous fait plaisir. Comment ça va tout le monde? Ouais. Vous êtes intéressés par les ovins, pour le coup, les brebis et également les béliers qui sont ici. Je vous rappelle que depuis ce matin, nous sommes en Ovimpiade. On a des futurs éleveurs qui sont pour certains même qui sont en études ici dans les lycées alentours. Et pour le coup, ils ont montré devant jury comment ils manipulaient les brebis, comment ils savaient reconnaître leur état de santé. Là, vous allez avoir une épreuve de véritable manipulation. Il va falloir faire un tour de parc avec la brebis, mais vous allez voir que l'éleveur ne s'y prend pas n'importe comment. Tout est dans la technicité, et donc les jurys vont noter la technicité. Ici même cet événement donc depuis ce matin, on remercie bien sûr, c'est chapeauté je dirais et organisé par Innovin notamment et Interbev Occitanie, donc on les remercie. On remercie également les partenaires, Occitane Agri pour le coup qui apporte ce matériel ici même qui fait et qui est ici même en présentation. Il apporte ce matériel construit par Javier Camara notamment. On remercie bien sûr les organisateurs et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici même, vous allez avoir tout au long de cette matinée et jusqu'à 13h après sur le pôle, notamment, comme nous le disait Jean-François, sur un autre pôle, il y aura encore une manipulation de brebis. Vous allez pouvoir suivre, je dirais, les participants tout au long de cette journée. Là, ça va être la dernière épreuve. Ils sont en train de sélectionner les agneaux. Pour le coup, il y a encore 3 participants qui font passer les agneaux et qui les sélectionnent pour voir si ce sont des agneaux qui sont suffisamment engrossés, je dirais, pour passer dans la consommation ou pas. Vas-y Jean-François, on te laisse la parole. Alors juste, je vais rappeler les candidats là sur le ring, s'il vous plaît là. Donc on va débuter la partie des épreuves de manipulation des animaux. Donc par rapport à ça, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir comment expliquer ça? Vous allez prendre un animal dans le parc d'attente, vous allez devoir le sortir par le portillon, vous allez devoir faire le tour du pneu et vous devez asseoir l'animal. Une fois que l'animal est assis, vous relevez l'animal et vous le remettez dans le parc. Donc voilà. S'il vous plaît, vous pouvez approcher les premiers candidats là, parce qu'on va commencer ça, après on va faire un point, on va arrêter et après on va continuer les épreuves, s'il vous plaît. Ensuite, il y aura un quiz des races. Vous avez remarqué la manipulation. Voilà, c'est tout un art, hein, la manipulation des brebis comme ça.
Moi, c'est tout. Ça y est, c'est passé pour toi l'épreuve. Allez, il n'y a plus qu'à manipuler maintenant. Il va falloir manipuler les brebis. Non, pour toi, t'as pas besoin de faire le tour là? Faire le tour du parc? Ah ouais, c'est ça après. Allez. Voilà, on remarque que dans la gestuelle, il y a vraiment des techniques bien précises à connaître. Il faut savoir attraper la brebis, notamment par l'arrière. Alors là, on a les spécialistes qui vont nous expliquer un petit peu les thématiques, enfin du moins les techniques et le nom des gestes. Mais on l'a remarqué, il faut aller chercher la brebis dans l'enclos, ouvrir, ce qui n'est pas forcément simple, puisqu'il y a les autres brebis, il ne faut pas les déranger, ou du moins qu'elles ne sortent pas toutes seules. Fermer cet enclos, faire le tour avec la brebis, faire en sorte de ne pas forcer. L'éleveur ne doit pas forcer sur son dos non plus. C'est-à-dire qu'il doit à la fois respecter l'animal, mais également se respecter lui-même. Parce que comme on le disait tout à l'heure, effectivement, c'est un des mal des éleveurs, c'est d'avoir mal au dos ensuite si les manipulations sont mal effectuées. Voilà, sélection d'une brebis. Voilà, vous avez compris la technique. Allez, une fois qu'elle a fait le tour, il faut l'asseoir. Allez, c'est tout un art. On leur demande d'aller chercher une brebis en particulier, hein, vous avez remarqué. Là, pour le coup, on ne va pas forcément leur demander d'aller chercher la brebis la plus simple à attraper. Mais souvent, c'est également aller chercher la brebis qui est au fond du troupeau. On a bien compris que là, ils étaient notés, hein, vous savez. C'est tout un art, hein. Me pique pas mon café, toi, hein. J'ai bien vu que tu voulais me piquer le café. Ouais, t'y penses. C'est à quelle heure la dégustation? Ah pardon, tiens, je le rends. Je sais pas. Demande à Nadine.
Bon, Jean-François, on assiste à la manipulation là depuis tout à l'heure. Ils sont amenés à les asseoir et à un moment, ils sont amenés à pencher comme ça leur tête sur le côté. Alors, Pourquoi leur pencher la tête un peu plus comme ça sur le côté? alors si vous voulez, c'est comme pour nous. C'est un animal, il est sur 4 pattes. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'habitude d'être assis. C'est pas une posture naturelle Oui. de l'animal. Donc, quand on l'assoit, en fait, on l'assit sur l'os du coccyx. D'accord. À part que, comme c'est un animal qui a 4 pattes, l'os du coccyx, lui, il s'en sert pas pour s'asseoir. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de tourner légèrement la tête pour l'asseoir sur une fesse, Sur une côté d'une fesse. Sur un gigot, quoi. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, si vous voulez, l'animal, le fait qu'il appuie que d'un côté, il n'est plus en tension sur sa colonne vertébrale. D'accord. Et donc, l'animal, tout simplement, va se poser. Voilà. Et vous avez juste qu'à tordre un petit peu la tête, il va se poser sur un côté. En fonction de ce que vous voulez faire, les manipulations, vous pouvez faire d'un côté ou de l'autre. Tout Très bien. simplement. Et à partir de là, vous avez l'animal qui est tout calme, parce que c'est pas une posture qui est dérange. habituelle, Ouais. mais qui permet de pouvoir intervenir sur l'animal, lui faire les pieds, faire les différentes interventions, dans le calme sans le stress. Si l'animal reste sur le dos, la colonne vertébrale, le dos droite, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous l'avez entre les jambes, que vous gardez l'axe, il peut vous donner un coup de rein. Ah, Et donc, ouais. quand il donne un coup de rein, il s'échappe. Donc, du coup, le fait que vous le mettiez simplement sur une fesse sur un côté, vous cassez cette possibilité de tension. Et donc, du coup, vous pouvez baisser si l'animal est trop nerveux. Vous pouvez lui tordre légèrement la tête et lui baisser la tête vers le bas et la caler. Et là, l'animal n'a Tout à plus fait. la force du tout de pouvoir se débattre. Et on en voit quelques-uns qui mettent également le doigt dans la bouche directement. Alors, si vous voulez, pour maîtriser l'animal, il y a plusieurs techniques. La première chose, c'est que il faut relever la tête, en fait, Ouais. au-dessus des épaules de l'animal. Si l'animal a la tête vers le bas, il va avoir beaucoup plus de force que vous. Donc le premier objectif, c'est de vite attraper la tête. Oui. On peut maîtriser un animal simplement avec une main, en lui prenant la tête, naturellement. Si vous relevez la tête au-dessus des épaules, naturellement l'animal, on lui enlève totalement sa force. Donc par rapport à ça, après, en fonction de l'intervention que vous voulez faire, vous lui tordez le cou et naturellement, légèrement, alors on lui fait pas mal du tout. Bien sûr, oui, Je parce tiens que à le mot. signaler, il n'y a Ouais, pas tout à fait. de maltraitance là-dedans, mais on lui tourne le cou et l'animal, progressivement, il se sent déstabilisé. Vous avez juste à l'orienter où vous voulez le mettre, Voilà. tout simplement. Et donc cette technique d'asseoir un animal, c'est pour ça que c'est demandé dans le cadre des Olympiades, parce que c'est Oui. une technique qui est relativement simple, accessible à tout le monde. Ce n'est pas une question de force, je Non. tiens à le signaler, c'est juste la maîtrise. Alors pourquoi on peut mettre alors le plus souvent c'est le pouce au niveau des mâchoires. Il faut savoir que les ovins, en fait, la particularité, c'est que au niveau de la dentition, donc ils n'ont pas la même dentition que nous, puisque eux, ils mangent que de l'herbe et ils arrachent de l'herbe. Ils ont des molaires en haut et en bas, et après ils ont que des incisives. D'accord. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça, entre les incisives et les molaires, en fait, il y a une barre, comme pour les chevaux, quoi, là. Donc, on a Très un endroit bien. où on peut passer à l'intérieur de là. Et ça nous permet d'avoir un peu de force pour soulever la tête et la tourner. En fait, D'accord. c'est avoir une prise. Vous pouvez faire la même chose quand vous avez un peu plus de technique, vous n'avez plus besoin de mettre le doigt, vous levez simplement et vous tournez. Mais c'est pour aussi, en méthode d'apprentissage, pour essayer de montrer aux apprenants qu'ils peuvent maîtriser et contenir l'animal et avoir la force dans la main. Ah ouais, tout à fait. Oui, on remarque que là, en fait, on incite l'animal à faire le tour. C'est lui, en fait, qui Alors, doit travailler pour nous. Voilà. Si vous voulez, c'est pas une question de force. Donc on lui demande, on fait une technique de la brouette. Donc vous voyez, l'objectif c'est de prendre l'animal, alors soit comme une brouette, ou soit simplement avec une seule patte relevée, et vous lui donnez la direction. Donc c'est l'animal qui doit faire le travail. Vous voyez bien le gabarit des participants, on a à peu Ouais, près tout à un fait. poids qui est équivalent entre les deux côtés, même moins. Donc par rapport à ça, on est obligé de compenser avec de la technique. Oui, on remarque effectivement. Voilà, c'est toute une. Alors, tout un la art. rapidité de ça, c'est que si vous voulez, il faut aller relativement rapidement. Ouais. Parce que l'animal, évidemment, s'il voit que ça va passer rapidement, il retrouve ses réflexes naturels et oui. il a plus de force que vous. Eh Donc oui. du coup, c'est pour ça que par rapport à ça, il faut des fois s'y reprendre.
le fait de prendre au niveau du puits du gracier, en fait, on lui fait pas du tout mal à l'animal. En fait, à cet endroit-là, on a un endroit, on a des nerfs qui passent. Comment vous l'avez appelé, le puits du gracier? Le pli du gracier. Puits du gracier. Ouais, sur le côté. D'accord. Donc quand vous attrapez là, derrière à ce niveau-là, c'est que vous avez tous les ligaments qui servent à actionner la patte. D'accord. Donc quand on les prend là, on neutralise. Si l'animal veut Oui, bouger, on ça continue évite à les serrer et donc du coup l'animal s'arrête, s'immobilise. D'accord. Évidemment, on ne fait pas du tout mal. On est juste à contenir, à comprimer pour essayer justement d'immobiliser l'animal. D'accord. Alors, je le reconnais sur des animaux qui sont plus gros, plus nerveux. C'est clair qu'avec l'apprentissage, au fur et à mesure, voilà. Mais on peut le faire, c'est accessible à tout le monde. Bon, c'est très intéressant en tout cas de pouvoir voir à quel point on peut dans le bien-être animal, voilà, manipuler un animal. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va comment ça s'appelle, on va interrompre les épreuves. Très bien. Dans 2-3 minutes, on attend que les derniers candidats, là, le dernier candidat qui sont en cours passe. Après, on va demander aux autres candidats de se mettre sur les rings, et on va faire le quiz des races. Il va vous être projeté, donc les candidats vont avoir 10 races à reconnaître. Chaque fois, ils ont 3 propositions. Et donc, par rapport à ça, on va projeter des races au niveau de l'écran. Et avec 3 propositions, les candidats doivent reconnaître ces races-là. Donc les candidats, si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur le gradin. Ceux qui ne participent pas là, s'il vous plaît. Vous allez sur le gradin, on va reprendre après. Hein, juste le temps de faire 10 minutes ça. Et après on reprend. Ok. Comme ça, après, Emric va pouvoir faire la présentation de ses races. Nous, on va finir entre temps. C'est bon, vous pouvez aller sur le ring. Oui, oui. Là, on va arrêter les épreuves. Vous allez sur le ring et on va faire l'épreuve des races, s'il vous plaît. Merci. Pardon ? Moi, j'ai quand même une question à poser à une ravissante demoiselle qui s'appelle... alors... Ah, on attend. Elle est en épreuve pour l'instant, elle n'est pas disponible. Ça va les filles? Eh, un petit commentaire. Non? Un petit commentaire là. Vas-y, Lucie. Comment ça s'est passé pour toi? Non, mais j'aime pas. Ouais, t'aimes pas le micro? Bah ouais, en même temps, chacun son métier. Moi, je vais te dire un truc, Lucie. J'aurais pas fait le quart de ce que t'as fait là. Hein. On essaiera. J'essaierai. Alors, allez, merci beaucoup. Hein. T'as pas parlé dans le micro, toi, pour ta part. Mais j'ai Jean-François qui va parler, mais... Oui, je vais parler. Donc là, on va présenter les épreuves des races. Allez, les épreuves des races, ça va être un quiz. Pour mettre en forme les participants, on va essayer de... Est-ce que c'est possible de passer devant les participants là? Et je m'adresse à Franck. Pour mettre en forme les participants, ouais. En fait, on va leur faire déguster un petit morceau de viande, juste le temps de mettre en route un petit peu le quiz des races. Donc là, c'est un petit morceau, puisqu'on a parlé tout à l'heure de produits finis. Donc par rapport aux produits finis, ce qu'il y a, c'est que c'est de déguster quand même ces produits-là. Et donc par rapport à ça, si vous voulez, on a vu des agneaux qui étaient sur pied. Et donc par rapport à ça, si vous voulez, on s'était aussi proposé de la dégustation d'agneaux. Ici, on est sur de l'agneau sélection, label rouge sélection des bergers. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de faire découvrir le produit, puisque la viande d'agneau est une viande qui est relativement un peu plus typée que les autres viandes. Et donc, c'est aussi de faire découvrir aussi aux candidats ce genre de produit
pour essayer qu'ils parlent aussi le mieux possible auprès du consommateur de leurs produits qu'ils élèvent avec passion. Alors on va bientôt débuter le quiz des races. Attends, je vais avoir besoin de toi. Tu distribues le quiz, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Alors, s'il vous plaît, tu peux distribuer? Ouais. Est-ce que vous avez conservé les stylos là, s'il vous plaît, les participants? Merci. Donc, s'il vous plaît, on va vous passer le quiz des races. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va vous projeter à l'écran. On va vous projeter à l'écran en fait le quiz des races. Merci. Ouais, et après Donc, ce qu'il y a, c'est que il va y avoir une présentation de 10 races. Et donc par rapport à ça, on va donner 3 propositions à chaque fois. Et on va repasser 2 fois le diaporama. À partir de là, une fois que derrière on a fini, ils vont reprendre les épreuves pour finir. Et après, on va faire la pause. Et on redébutera à partir de 13h sur le pôle développement durable. Voilà. C'est bon? Vous allez là-bas, s'il vous plaît? Vous finirez tout à l'heure. Hein? Non, on arrête et on reprend. On fait ça 5 minutes, le temps qu'ils fassent les trucs, et après on reprend les épreuves. Ah non, il finit là. Il finit son épreuve là. Et après les autres, mais c'est les autres. Ça y est, c'est fait. Oui. Ah merde, ouais, il faut faire les projetés. Là, il faut qu'on finisse les épreuves. Je voulais faire quoi? Ah là, ici, là, sur celle-là? Oui. Oui, mais sans le faire, ça c'est pas le souci. Non, parce qu'après, il faut qu'on fasse reprendre et que... Attendez, s'il vous plaît, on va vous présenter les races au fur et à mesure. J'attends que le dernier participant là soit là, finisse son épreuve et après on attaque aussitôt. Ouais, pour ceux qui sont intéressés dans le public, le quiz, c'est pour les élèves, mais pour votre part, vous pouvez jouer entre nous, on peut jouer si vous préférez. Hein. Et si tout à l'heure, quand Jean-François donne les réponses, ce sont les bonnes réponses, on vous offrira des cadeaux. Vous voyez, ça peut être sympa. Comme ça, vous devenez un petit peu éleveur d'un jour. Ça va être sympa. Donc, allez, hop. Allez. Ah, c'est bon. Allez. Donc, on va projeter les différentes races. Donc on va commencer la première diapositive. Chaque fois, vous avez 3 propositions, d'accord? Donc ce qu'il y a, c'est que je vais énoncer, on va passer la diapo, et chaque fois 3 propositions. S'il y a besoin, on vous repassera une deuxième fois. Allez, si vous avez les bonnes réponses à la fin, vous aurez des cadeaux. Donc on verra, on repassera après pour le public, d'accord? Donc première diapositive, donc Berrichon du Cher, Taxel, BMC. Donc on est sur du Berrichon du Cher, Taxel, BMC. Alors je tiens à signaler que c'est bien évidemment individuel l'épreuve. La deuxième diapositive, s'il vous plaît. Donc deuxième diapositive, donc Avranchin, Mérinos, Île-de-France. Avranchin, Mérinos, Île-de-France.
Troisième diapositive, s'il vous plaît. Donc, mouton charolais, rouge de l'Ouest, berrichon de l'Aisne. Mouton charolais, rouge de l'Ouest, berrichon de l'Aisne. La quatrième diapositive, s'il vous plaît. Donc, on est sur le rouge du Roussillon, Cosse du Lot, rouge de l'Ouest. Donc, rouge du Roussillon, Cosse du Lot, rouge de l'Ouest. Cinquième diapositive, s'il vous plaît. Donc, Laconne, BMC, Limousine. Laconne, BMC, Limousine. Sixième diapositive, s'il vous plaît. Suffolk, manège tête noire, bleu du Maine. Suffolk, manège tête noire, bleu du Maine. La septième diapositive, on est sur la limousine, le Texel, la romane. Limousine, Texel, romane. La huitième diapositive, on est sur la Corse, Île-de-France, Bizet. Corse, Île-de-France, Bizet. La neuvième, donc on est sur l'Île-de-France, le Soudan, Mérinos. Île-de-France, Mérinos. Île-de-France, Soudan, Mérinos. Et pour finir, les couleurs locales, on est sur la Charmoise, la Tarasconnaise, Préalpes. Charmoise, Tarasconnaise, Préalpes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Donc on va ramasser les copies. On va ramasser les copies et puis on va continuer les épreuves. Donc vous revenez au niveau des épreuves, s'il vous plaît. Et on va finir les épreuves en cours. Moi je vais faire la correction pour le public. Attendez, je vais vous les récupérer. Il y a qu'à les mettre sur la chaise. Le public, vous étiez là-bas, vous auriez su répondre ou pas? Ouais, plus ou moins quoi. Avec Jean-François, on va faire une petite correction pour le public, pour voir si vous avez remporté des cadeaux ou pas quoi. C'est bon, tout le monde a... Et... Est-ce que tout le monde a donné son quiz race, s'il vous plaît? Donc je demande au jury du part de tri, du tri des agneaux, de la NEC agneau et de la contention de manipulation contention de revenir pour essayer de finir les derniers candidats. Ouais. Sachant que moi j'aimerais bien interviewer quand même une championne qui s'est parfaitement gardée de me dire qu'elle était championne. C'est Iris. Et Iris, tu vas nous dire quand même rapidement ce que tu as fait parce que j'ai cru comprendre que mondialement tu pouvais être connue toi dans les Olympiades. Allez, dis-nous quel est ton grade aujourd'hui. J'ai participé aux Olympiades l'année dernière. J'ai été élue meilleure bergère de France. Du coup, j'ai eu l'opportunité de participer aux Olympiades mondiales où j'ai terminé 3e et 2e féminine. Et tout à l'heure, t'as même pas dit ça au micro. C'est de l'humilité, ça s'appelle. Bravo à toi. Hein. Franchement, bravo. Donc t'as fait le salon de l'agriculture, etc. Et après, t'es parti carrément. C'était où les Olympiades mondiales? C'était en France, c'était à quel endroit? Ah, Tour de France, carrément. Waouh, génial. Génial, franchement. Alors, le temps qu'on attende les derniers participants, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont... Alors, tout à l'heure, on les voyait manipuler les brebis, mais il fallait regarder notamment le gras, etc. Quelles étaient les choses sur lesquelles vous donniez les notations? Oui, il y avait plusieurs choses. La première, c'était de donner la note d'état corporel de la brebis. Donc pour cela, il fallait venir tâter la brebis au niveau du dos, de la queue et des épaules, afin de découvrir l'état d'engraissement de la brebis, qui va de 1 à 5, en sachant que 1 c'est le plus maigre et 5 c'est très très gras.
Et ensuite, une fois que les élèves avaient donné cette note, il fallait qu'ils nous expliquent pourquoi ils avaient donné cette note en fonction de différentes palpations qu'ils avaient fait. Et ensuite, ils nous disaient ce qu'ils allaient faire de la brebis, s'ils allaient la mettre en lutte, la faire reprendre de l'état ou ensuite la réformer en fonction de l'âge et de la mauvaise condition que la brebis avait. C'est à peu près en termes de centimètres, parce que ça doit pas être facile. En plus de ça, là, elles sont tendues les brebis. Mais quand il y a la laine au-dessus, ça doit pas être facile de définir l'épaisseur de graisse. Comment on arrive à définir ça? C'est vrai que c'est très très compliqué, surtout quand les brebis sont pas tendues. C'est beaucoup moins palpable. Et après, c'est avec l'habitude, les années et l'expérience qu'on arrive à vraiment ajuster les différents stades d'engraissement. Plus on en fait, plus c'est facile de le faire et de le ressentir. Ça se sent, on va dire, aux os. Plus on sent les os, moins les brebis sont grasses. Mais quand il y a la laine, on sent moins les os, mais les brebis peuvent être quand même maigres. Donc c'est très difficile de le savoir sur des brebis laineuses. Ouais, si une brebis est trop grasse, alors peut-être que tu pourras répondre, hein. Si une brebis est trop grasse, il faut compter combien de temps pour qu'elle puisse obtenir la note de 3, si admettons elle est à 5? Pour être apte à une bonne reproduction, une brebis doit être, on dit, juste grasse, c'est-à-dire pas trop maigre, mais après une brebis beaucoup trop grasse, trop grosse, c'est le contraire. C'est pas bon aussi pour la reproduction. Les ovaires sont entourés de graisse et ça provoque une forme d'infécondité. Certes passagère, mais c'est pas bon non plus. L'idéal, c'est une brebis en reprise de poids ou légèrement grasse, notre 2, 2,5 ou 3. Voilà. Bon, c'est hyper intéressant en tout cas. C'est vrai qu'on a qu'une envie après, c'est de manipuler, de comprendre quelle est la différence justement de gras. Toi, tu es, quelle est ta profession exactement aujourd'hui au sein des brebis? Du coup, moi, je suis technicien chez Arteris. Donc, je suis principalement dans le suivi des troupeaux en label, avec les agneaux qu'il y a derrière. C'est ça, en label et OIGP. Et du coup, suivi des brebis, plan de repro, état de la NEC. Et pour savoir quand mettre les brebis à la lutte, quand les reprendre, quand changer les rations pour les faire reprendre en condition et autres. Et toi, pour ta part, c'est quoi ta profession? Alors moi, je suis éleveur ovin, du coup, en label rouge, commercialisé avec Arteris. Et je travaille avec les précieux conseils des techniciens Arteris. Voilà. Ouais, à savoir qu'Arteris, vous vous battez vraiment pour mettre en avant justement tout votre cheptel et votre savoir-faire, en quelque sorte. Bon, parfait. Là, vous attendez encore des participants, c'est ça? Ouais. Allez, les derniers participants, et puis on participera. Allez, on va participer, pourquoi pas. Les publics à participer en même temps, de manière indirecte, au quiz qui s'affichait. Donc là, vous allez avoir une dizaine de photos qui va passer, des photos de brebis. Il va falloir reconnaître la race, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Enfin, surtout pour les éleveurs. Parce que moi, je vous cache pas que... S'il vous plaît, les différents participants, vous venez finir les épreuves de contention, s'il vous plaît, de manipulation, s'il vous plaît. Il faut qu'on finisse avant de libérer le ring. Oui. Parce qu'après, on doit plier pour libérer le ring et tout doit être calé. Tout à fait. Tout doit être calé. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, merci. Oui, ça serait bien d'avancer, effectivement. Ouais. Il y aura des démonstrations après. Leur retourne, s'il vous plaît. Merci. Alors... Ouais, Franz, si ça ne te dérange pas de nous envoyer les photos du quiz de façon à ce qu'on fasse la correction. Jean-François, la première est affichée. Merci Franz. Alors, s'il vous plaît, les candidats, vous revenez sur le ring pour finir les épreuves. Merci. Allez, les candidats et candidates, revenez sur le ring pour finir les épreuves, s'il vous plaît. Alors, ce matin, je vous ai parlé qu'on avait plus de 50 races au niveau ovin. Et donc, par rapport à ça, sans compter des races qui sont... ce que j'appelle exogènes, qu'on ramène aussi pour du croisement ou qu'on a même en race pure au niveau français, d'un peu partout, principalement on va dire du nord de l'Europe. Oui. Donc là ici, ça c'est une race qui est purement française. En face ici vous avez le Berrichon du Cher. Ah j'allais le dire, c'est dingue, j'allais le dire dis donc. Tu allais dire pareil, Berrichon du Cher. Voilà. Berrichon du Cher, alors ici c'est une race que l'on retrouve en croisement pour faire des agneaux. Un croisement terminal, voilà. D'accord. Alors c'est facile à reconnaître, ils sont en fait, on va rechercher
C'est des carcasses qui sont relativement lourdes, donc on va ramener du poids et on ramène surtout de la conformation. Je vous ai parlé ce matin qu'on avait besoin. L'aspect commercial, en fait, si vous voulez, c'est vraiment la partie de conformation de l'animal qui va déterminer le prix final qui est payé à l'éleveur. Très bien. Ça, c'est comme le dit. En croisement, on les retrouve et évidemment, après, on a des schémas de sélection. Ça fait un point pour les personnes là-bas qui avaient déjà donné Allez, Berrichon on va du passer Cher. à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. Donc, deuxième diapositive. Alors ça, c'est une particularité, c'est ce qu'on appelle le mérinos de Rambouillet. D'accord. Donc, il faut savoir que là, on remonte à très très loin, c'est que la reine d'Espagne avait offert à Louis XIV, pardon. À Louis XIV, en fait, si vous voulez, à l'époque, tout le monde portait des vêtements en laine, et donc on recherchait, il faut savoir que le mérinos, c'est celui qui a le brin de laine le plus fin. Je vous en reparlerai cet après-midi par rapport à ça, et le plus intéressant. Et donc par rapport à ça, pour ramener, avoir au sein des races françaises, si vous voulez, ce brin fin, on a utilisé des mérinos par rapport à la finesse de la laine. De la laine. Qu'on a croisé avec certaines races locales. Donc ça a été offert à Louis XIV, et par rapport à ça, à Rambouillet, sur le domaine de Rambouillet, en fait, il y a ce qu'on appelle la bergerie nationale, et la bergerie nationale a été construite spécifiquement par rapport à ça. Voilà. Puisqu'à l'époque, on avait besoin d'avoir vraiment de la génétique pour améliorer et pour pouvoir aussi développer le marché de la laine. Et donc, c'est le mérinos de Rambouillet. Le troisième, s'il vous plaît. Allez. Donc là, on est vraiment aussi sur un bélier qui va servir en croisement pour faire de la viande. Puisque c'est un bélier, c'est le mouton charolais. Alors évidemment, c'est toute la zone de Bourgogne qui est mise en avant dans le berceau de la race. Mais nous, on s'en sert plutôt dans nos régions, ici, pour croiser sur nos races rustiques. Et on ramène évidemment de la conformation par rapport à ça. Le quatrième, s'il vous plaît. Quatrième. Alors là, c'est un autre produit. Justement, vous avez des produits qui sont devant là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rouge de l'Ouest. Le rouge de l'Ouest. On a croisé, ça veut dire un support femelle, et qu'on a croisé avec, pour faire du croisement terminal, avec du rouge de l'Ouest. Donc vous voyez bien que le gabarit, et on le retrouve évidemment sur ces produits finis par rapport à ça. Et donc c'est là où on va avoir une amélioration de la conformation sur du U, principalement sur du U et un petit peu de R. Oui, il a un peu l'aspect du berrichon du tout premier. Hein. Oui, mais celui-là il est un peu plus rose. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Il n'a pas attrapé un coup de soleil, il est comme ça. C'est ça. Allez, diapositive suivante. Alors là, on est sur du Lacone. Très bien. Donc ça, c'est une race que vous pouvez retrouver au nord de Midi-Pyrénées. Donc le berceau, c'est l'Aveyron, et les allergies. Donc avec un berceau qui sert une partie pour le lait, une partie pour la viande. Donc voilà un petit peu pour le Lacone. Allez, suivante. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait des races en France qui venaient en particulier du Royaume-Uni. Donc là, c'est le Suffolk qu'on utilise pareil en croisement. Alors là, on a des races qui sont pour améliorer la conformation en fait au niveau bouchère. Voilà. Alors les manèges tête noire, juste pour rebondir, c'est des animaux, des races qui viennent évidemment des Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Donc pour des brebis laitières. Oui. On est sur des brebis laitières. Et le bleu du Maine qu'on retrouve au nord de la France. Très bien. On continue avec la diapositive suivante. Donc ça, c'est la race romane. Romane, c'est ça. Ouais. Alors la race romane, en fait, elle a été créée en fait il y a presque 30 ans maintenant. Oui. Elle a été stabilisée. C'est un croisement avec de l'Île-de-France. Oui. Avec une race qui vient alors là de très très loin, qui s'appelle la Romanov, qui était une race qui avait une particularité, c'est qu'elle faisait beaucoup d'agneaux. Donc ça veut dire qu'elle faisait au-delà de 3 agneaux naturellement. Ah ouais, sans carrément. Traitement, sans rien. Je tiens à le souligner, on ne force pas la génétique là-dessus. D'accord. Donc on a utilisé ce qu'on appelle ce critère de prolificité. Oui. Ce critère de prolificité, on l'a récupéré pour essayer de croiser avec l'Île-de-France qu'on va voir tout à l'heure, pour stabiliser une race que vous avez devant sur 4 générations. On a fait ces croisements et on a obtenu cette race-là qui s'appelait à l'origine l'INIRA 401,
qui a été créé ici, pas bien loin d'ici, à Toulouse, au niveau de l'INRA de Pompertusa. D'accord. Et voilà, et donc par rapport à ça, elle a été stabilisée, aujourd'hui diffusée au niveau régional. Et donc ça, c'est la romane que vous avez, qui est une race prolifique. Est-ce qu'on peut noter la particularité du bélier? C'est un bélier qui est en bas là-bas, il n'a pas de cornes. Hein. Oui, les cornes, c'est pas spécifiquement romane. Hein. Je tiens à signaler, vous avez des races, et c'est ce qu'on a séparé ici aussi devant, qui sont des races avec cornes et sans cornes. Ah. Donc ça, c'est pas lié. Donc il y a des races où il y a des cornes et d'autres non. Voilà, c'est pas réservé aux mâles d'avoir des cornes. D'accord. Allez, la suivante. Donc là, on est sur une brebis. En France, on a 3 berceaux laitiers qui sont le premier, évidemment, le rayon roquefort, on va faire simple. Le deuxième, c'est tout ce qui est sur le Pays Basque, avec l'Ossoirati. Et le dernier, c'est la Corse. Donc là, devant, on a une brebis corse. Très bien. Voilà. Donc la 9e, s'il vous plaît. Allez, la 9e. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure d'un croisement qu'on utilisait pour faire la romane et le reste. Donc ça, ce sont des Îles-de-France qu'on peut utiliser aussi en croisement pour améliorer la conformation. Vous voyez, c'est un gros nounours qui est bien conformé. Alors on ne voit pas son arrière-train, mais bon, on peut l'imaginer. Donc très reconnaissable puisqu'il a de la laine vraiment sur le bout de la tête jusqu'en dessous du ventre, entièrement couvert. Et ça peut atteindre combien de kilos ça à l'état adulte? 90 facile? Ah non, il dépasse largement les 100 kilos. Dépasse les 100 kilos. Oui. D'accord. Oui. Donc là, on est des races, ce qu'on appelle des races lourdes. Hein. Donc on est des races qui... alors, la particularité, pour faire simple, c'est que chaque race s'adapte en fonction de son milieu. Plus l'animal est haut sur pattes, plus il va vivre dans des milieux qui sont qu'on s'appelle où la nourriture est moins abondante. Plus l'animal est court sur pattes, moins l'animal il a besoin de se déplacer par rapport à trouver sa nourriture. Donc ça c'est juste un petit peu le raccourci de l'évolution des races. Oui, c'est intéressant, effectivement. Et la dernière race, pour le coup, qui est présentée? Alors là, c'est la race locale. Moi, j'aurais dit tarasconnaise, moi. Voilà, donc là, vous en avez un peu partout. Ici, c'est les races tarasconnaises que vous avez qui sont représentées. Génial. Évidemment, dans son milieu, évidemment, comme on est aux Pyrénées, quand même, ça serait été malheureux de ne pas mettre une race locale. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, vous allez avoir une présentation de race faite par l'UPRA, des Pyrénées centrales, qui va vous présenter l'ensemble des races qui sont au niveau du massif et qui colonisent quand même une grosse partie des Pyrénées. Merci beaucoup Jean-François. On termine les dernières épreuves ici même pour les Olympiades. Il y aura la possibilité de déguster tout à l'heure. Alors la dégustation est en cours. Hein. Elle est en cours, ça y est. Il n'y a pas que l'odeur, hein. Vous pouvez vous rapprocher à côté de la dégustine. Derrière, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller déguster. C'était c'est de l'agneau label rouge sélection des bergers qui vous est offert à la dégustation. Alors je rappelle un petit peu les épreuves parce que je pense que les personnes qui sont dans les grandes dagues actuellement ne sont pas étaient présents ce matin. Donc ce qu'il y a, c'est que ici, donc on est sur le concours des Olympiades, donc qui mettent en avant en fait des jeunes bergers dans des situations, on va dire pratiques et théoriques. Ce qu'il y a, c'est que là, on a certaines épreuves qui se sont déjà terminées. Ici, on avait une partie des épreuves qui concernait la génétique, donc le choix d'un bélier, le choix d'un bélier en fonction des critères du choix d'élevage. Est-ce qu'on veut de la reproduction, du croisement terminal, et ainsi de suite, ou faire le choix par rapport aussi sur le choix des agnelles. On a aussi une partie derrière de l'état de santé d'une brebis. Donc l'état de santé d'une brebis, c'est que évidemment le souhait d'un éleveur, c'est qu'un animal ne tombe pas malade, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est amené évidemment à devoir intervenir sur son troupeau régulièrement. Et donc par rapport à ça, on est obligé de avoir un protocole pour essayer de déterminer un petit peu l'état de santé du troupeau. Et oui, ça on l'a vu tout ce matin d'ailleurs. Voilà. Donc on a vu aussi après, tout à l'heure, qu'on avait une évaluation d'une note d'état corporel de l'animal. Cette évaluation de la note d'état corporel de l'animal est faite, si vous voulez, par rapport à l'état d'engraissement. En fonction de l'évolution du stade physiologique de l'animal, donc si au moment de la mise en lutte, il doit avoir une certaine note, on doit être en reprise de poids au moment de la mise en lutte, de la démarrage de la reproduction.
Et à partir de là, un animal ne doit pas être trop maigre ou trop gras. Et derrière, après, disons qu'on va avoir tout le processus de la reproduction qui va continuer. À partir de là, si vous voulez, on doit aussi continuer. La gestation de l'animal va continuer. On doit obtenir avant la mise à bas de l'animal, en fait, une note de 3. Et donc, c'est ce qui est demandé au candidat d'évaluer cet état d'engraissement de l'animal pour voir à quel stade il est et est-ce qu'on peut le mettre à la reproduction ou est-ce qu'il est prêt pour pouvoir mettre bas, tout simplement. Les candidats sont en train de faire actuellement une épreuve de manipulation. Donc l'épreuve de manipulation, c'est une épreuve simplement, ils doivent sortir un animal d'un parc, faire un petit circuit, l'asseoir et derrière, par rapport à ça, le remettre dans le parc. Donc c'est une épreuve simplement de manipulation, des choses qu'ils font régulièrement au niveau de leur élevage. Bon, bah, l'essentiel a été rappelé. Merci beaucoup Jean-François. Moi je vais rappeler effectivement toutes les personnes qui ont organisé cet événement. C'était en alliance et en association avec Innovin bien sûr, la filière ovine. Donc on peut les remercier. On remercie également Interbev Occitanie. On remercie les différents partenaires, les distributeurs notamment Occitane Agri qui distribue notamment ce genre de matériel fabriqué par Yavier Camara. Donc on les remercie vraiment. On remercie également toutes les personnes qui ont concouru aujourd'hui. Bravo les élèves. On remercie Arteris, on remercie également les membres des lycées. Merci beaucoup à tous. On remercie également les organismes, la Belle Rouge, etc. Bravo. Et puis on remercie le public surtout. Parce que sans le public, les Auvergnpiades ont un goût un peu plus âpre. Vous avez apporté le goût à cet événement. Un grand merci à toutes et à tous. Oui, Iris s'est présentée, mais tu vois un peu, c'est dingue, cette humilité légendaire de la part d'Iris. On a une championne, on va dire presque une championne du monde, parce que c'est la 3e place sur la tribune mondiale qu'elle a atteinte en tant qu'éleveuse d'ovins des Pyrénées, mis en valeur grâce à Iris notamment. Ça y est, elle a parlé, mais elle est très discrète, très discrète. Alors, c'est vrai que... Oui. Alors, c'est vrai que la chose qu'il y a, on voit évoluer l'avantage des Olympiades, c'est qu'au fil du temps, alors évidemment, on a des gens qui sont directement dans le moule, on va faire simple, des fils ou filles d'éleveurs qui décident de continuer le métier. Mais aussi, l'enjeu qui avait été aussi mis derrière les Olympiades, c'était de faire découvrir le métier. Et découvrir le métier à des jeunes qui ne sont ce qu'on appelle hors cadre familial. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que ce genre d'épreuve permet, et c'est pour ça qu'on souhaitait mettre quand même l'accent aujourd'hui, un samedi où le grand public est aussi présent pour pouvoir faire découvrir ces épreuves-là, montrer l'accessibilité du métier. Et comme je l'ai dit ce matin, c'est de faire germer certaines graines dans la tête, de dire pourquoi pas. Moi j'ai certains apprenants qui, voilà, au départ oui, non, peut-être, bon, ils ne savaient pas trop. Ils se sont mis, ils ont pris quelques animaux, comme ça pour débuter, ils ont commencé par 20, 30 brebis, 50. Et puis progressivement, ils ont dit, allez, je franchis un cap, je continue d'aller plus loin. Et moi, quelle que soit la taille du projet, c'est pas la taille qui m'inquiète, qui m'interpelle, c'est surtout, voilà, cette passion de maintenir le métier de l'élevage, le développement de l'élevage qui est essentiel. Et c'est pas, il faut pas se focaliser de dire, oui, il m'en faut tant. Oui, il en faut tant pour arriver à avoir un moment, en fonction de la situation, une activité professionnelle conséquente ou non, en fonction du niveau de rémunération. Mais on peut commencer tout simplement avec 20-30 brebis et après monter progressivement en fonction des souhaits des personnes et des disponibilités de foncier aussi. Ouais, et surtout qu'en plus de ça, vous apprenez également à faire un métier de valeur et à garder ces valeurs justement du bon élevage, d'un respect de l'animal et d'un respect également des gens qui vont manger vos produits, parce que c'est également ça. Alors c'est vrai que, comme on l'a souligné, l'objectif c'était d'aller aussi loin au niveau de la filière. Alors je dis le démarrage de l'activité il est là, mais on a la chance d'être dans le département de la Haute-Garonne où aujourd'hui le conseil départemental, en plus des actions nationales, soutient encore davantage la filière ovine sur le développement des troupeaux et tout ça, et sur l'ovin durable et tout ça, et qui permet justement de conforter
quelle que soit la taille du troupeau, justement des professionnels de la filière, de franchir le cap. Et puis quand même, il y en a un jeu. La filière ovine, on ne produit que 50% de ce qu'on consomme. Donc derrière, il y a quand même un enjeu national qui est quand même relativement conséquent par rapport à ça, qui est de dire, on ne reviendra jamais, et ça fait depuis les années 80 qu'on est déficitaire, mais c'est quand même toujours dans une réflexion de fournir local, de fournir des produits de qualité, et aujourd'hui quand même il faut aussi apporter sa pierre à l'édifice justement pour apporter cette image aussi positive de l'élevage ovin. Et elle est parfaitement amenée cette pierre à l'édifice. Merci beaucoup Jean-François pour avoir animé comme ceci cet événement. Si tu as encore besoin du micro, sinon... Oui, je voulais voir parce qu'il normalement il doit y avoir la présentation des races. Je te le laisse. Je trouve l'intervenant et qui va arriver. Allez, super. Il va y avoir présentation effectivement des races ici même. Vous maîtrisez le planning ma question, la deuxième question, à 19h30. Donc vous allez avoir la présentation des races. Donc juste avant, je vais juste finir sur les Olympiades. Ouais. C'est vrai que cette année, on a eu la chance de pouvoir accueillir les Olympiades mondiales. Donc je vous rappelle le niveau de sélection départemental. Et après, on a le régional et le national. Et cette année, en plus, on a eu, et c'est pour ça que RIS aussi a participé et a gagné ce concours-là. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans une dimension tout à fait autre où on a des pays qui viennent de toute la planète, voilà, qui viennent participer, découvrir aussi l'élevage ovin, puisque la particularité à ce moment-là, ça a été sur 10 jours de temps. Donc si vous voulez, chaque jour, il y avait une épreuve et des visites un petit peu sur le territoire national pour faire découvrir l'élevage ovin dans son intégralité à des gens qui venaient des 4 coins du monde. Voilà. On avait tous les continents qui étaient représentés. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, c'est que les problématiques qu'on retrouve ici en France de renouvellement de génération, de l'élevage et tout ça sont à peu près identiques quels que soient les territoires. Voilà. C'est très intéressant effectivement d'avoir pu ouvrir comme ça à l'international. Émeric, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. Alors, il va vous faire... Alors, ce qu'il y a, c'est que comme on est sur le territoire ici au niveau de l'UPRA Pyrénées centrales, ils vont vous présenter un petit peu l'ensemble des différentes races locales qui sont spécifiquement pyrénéennes et leurs particularités. En ce qui concerne les résultats des Olympiades, on les aura, nous, pour notre part, on va y avoir le droit ou pas du tout? Ce qu'il y a, c'est que là, on va reprendre à 13h un petit peu les épreuves, mais sur l'autre partie, puisqu'ici, il faut qu'on libère le ring. Tout à fait. Donc, on doit libérer le ring. Alors, donc, du coup, après, ça veut dire qu'on va se retrouver sur le pôle développement durable pour 2 épreuves qui restent. L'épreuve de parage, donc la taille des onglons, et l'épreuve de tri, des animaux. Mais ça se passe au niveau du pôle développement durable, là-bas. Allez. Donc pour ceux qui voudront continuer les Olympiades, ça sera au pôle des développements durables. Voilà. Et tu vous tiendras informé, comme ça on pourra l'annoncer ici à l'arrivée. Et la remise des prix, c'est 15h30. Hein. On va maintenir, là, on a un créneau de 15h30 à 16h30 pour faire la remise des prix. D'accord, allez, parfait. Bien, bonjour. Émeric, rebonjour, voilà. Ça va bien? Et toi? Moi ça va en tout très cas. bien. Donc toi, tu es directeur, encore une fois on l'annonce, hein, chacun se représente à chaque fois. Directeur UPRA, hein, c'est bien ça? Voilà, directeur de l'UPRA ovine des Pyrénées centrales qui regroupe, fédère 6 races locales sur les Pyrénées centrales. Tout à fait. Donc tu es ici pour nous présenter notamment les 6 races
Alors, on va plutôt faire ça de manière ludique, c'est-à-dire Très que bien. si on a un peu de public, d'enfants, là, je vois qu'ils passent à droite, à On gauche. a des enfants qui sont ici. Tiens, Oh. les enfants, venez voir, juste là. On va essayer de faire gagner quelques lots, en fait. Ouais. Plutôt que moi de présenter les races, on va Ça essayer pourrait de être leur sympa. faire deviner les races que c'est. Donc, des petits lots à gagner. Ouais. Voilà, on va essayer de faire un petit quiz. Hein. Je vais vous donner des indices et vous allez essayer de trouver les animaux. Peut-être qu'on pourrait les faire rentrer dans le ring, hein, parce qu'ils sont pas Ah, très bah, pourquoi nombreux. pas, ouais. Vous pouvez venir autour des béliers, comme ça va vous permettre Allez, venez de, là. voilà, de David. jouer avec ça. Ils adorent Alors. être caressés comme ça. Vous êtes que 4, vous pouvez Allez. vous approcher, venez. Là, il y a quelques petits cadeaux, voilà. D'autres enfants, si vous le souhaitez, profitez-en. Même les parents de derrière, pouvez si vous voulez, hein, rentrer, vous pourrez oui, jouer. oui, mais Allez, venez. Ça vous permet de Tiens, venir viens. voir les animaux, là, ils sont... Viens, rentre. Voilà. Non Non, vous êtes sûr? Bon, il y en a qui sont un peu plus timides que d'autres, mais tu vas Ouais. pouvoir participer quand même. Bon, vous voyez, alors déjà, vous venez d'où, les jeunes? Ouais. Is. Is. Côté de Salis. À côté de Salis, d'accord. L'Almezan. Lannemezan, d'accord. L'Almezan. Ah oui, toi, vous êtes frères et sœurs. Toi, Lannemezan aussi? Et non, Nistos. D'accord. Listos. Siadux. Escanocrabe. D'accord. D'accord. Vous connaissez les brebis un peu vous en voyez de temps en temps Ouais. Vous en les voyez. montagne, par là En pâture, ça voilà. vous arrive? Ouais. Bon alors, la particularité, c'est que sur les Pyrénées centrales, on a 6 races allaitantes. Voilà, parce qu'on a grosso modo une vallée, une race. Voilà. Race allaitante. Qu'est-ce que Race ça allaitante. pourrait vouloir dire, à votre avis, race allaitante? Il y a quel mot dans allaitante? Le lait. Le lait. Ouais. Alors non, allaitant, c'est allaiter. Donc il allaite son agneau. Voilà, donc c'est pour les agneaux à viande, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Hein, et donc, comme je vous dis, on est sur des races qu'on va retrouver plutôt sur les Pyrénées centrales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Voilà, vous connaissez un petit peu ce territoire? Oui, l'Ariège. L'Ariège. Et vous connaissez un petit peu les Pyrénées? Ouais, vous y faites quoi dans les Pyrénées? Vous allez faire du ski? Vous allez vous balader? Se balader. Ouais, se balader. T'arrives à croiser des brebis quand tu te balades? Mon père, il est berger. Ton père est berger. Alors là, Oula, toi t'as un Voilà. petit avantage alors. toi, ton père est berger aussi ou pas? Oui. Ah là 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 là. Donc là, vous allez pouvoir reconnaître. Tu penses que tu peux reconnaître ou pas encore? Oui. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Et toi, tu penses que tu vas pouvoir reconnaître les races ou pas? Je joue pas. Non, tu veux pas jouer. D'accord. Bon. Bon. Tu peux jouer pour toi si tu veux. Après, hein, s'il y a encore du monde qui veut venir, vous pouvez vous approcher petit à petit. Hein. Il y a des goodies à gagner, des petits cadeaux. Il y a des petits cadeaux à gagner, ouais. Voilà, alors on va commencer. Je vais dire, on va choisir, on va commencer peut-être par la race qui est le plus présente sur les Pyrénées centrales, c'est-à-dire où on a les effectifs les plus nombreux. Hein, c'est une race où on a à peu près 100 000 brebis, 120 000 brebis présentes sur les Pyrénées. Et ça fait beaucoup. Hein. C'est ce bélier-là. Alors, déjà, est-ce que vous avez une idée si je vous dis c'est une race de 100 000 brebis qui est assez courante sur les Pyrénées? Ah. J'ai déjà peut-être donné trop Oui, un indice peut-être. trop fort. C'est vrai. Un Tarasconnais. Aïe, 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 aïe. Wow. Et oui, c'est Eh. le Tarasconnais, il a gagné. Allez, on va lui donner un Incroyable. petit... On va lui donner déjà. Voilà. Tiens. Donc c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu connais du Tarasconnais? C'est une brebis à cornes. Alors oui, tu as raison. Brebis et bélier sont à Tiens. cornes. C'est une des caractéristiques de la brebis tarasconnaise. C'est tout? Les cornes? Elles vont souvent en montagne. Elles vont souvent en montagne, tu as raison, Ouais. c'est une race transhumante. Ça c'est important de le dire, effectivement la race tarasconnaise, qui est une race locale que l'on retrouve sur les Pyrénées, est une race qui va beaucoup transhumer. Les systèmes d'exploitation utilisent cette race en transhumance. Ils sont l'hiver plutôt en bas, en plaine, et puis, ou dans les vallées, et puis l'été ils montent vers les sommets pyrénéens.
Et ça, c'est effectivement une caractéristique importante. Et on va justement sélectionner cette race-là pour cette aptitude à la transhumance. Hein, c'est pour ça qu'on va chercher ce qu'on appelle de la rusticité, hein, des animaux rustiques, avec des bons aplombs, des bien plantés, des bonnes pattes, des dos droits, etc. pour être sûr qu'elle se déplace bien en montagne. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de plus sur la tarasconnaise? C'est une brebis à viande. Brebis à viande, Wow. très bien. Ouais, t'es calé quand même. Et c'est tout. Bon, allez, je vais compléter un petit peu. Alors, comment on la reconnaît, la brebis tarasconnaise? Déjà, c'est un animal, vous voyez, il est d'un blanc uni. Hein, bon, là, il est un peu brun, mais voilà, normalement, c'est un animal qui est bien blanc. Donc, les cornes, tu l'as dit, les cornes chez les mâles et chez les femelles, parce que je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il n'y a pas que les béliers qui ont des cornes. Des fois, il y a les brebis. Eh oui. Et puis, on a aussi des béliers qui n'ont pas de cornes. Hein, c'est pas un critère de mâle ou femelle. Et puis quand on regarde la tête, vous avez vu, il a le nez un peu cassé, on dirait qu'il a boxé. Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle un chanfrein busqué. Donc toutes les races pyrénéennes, les races pyrénéennes, ils ont tendance à avoir ce nez un peu cassé, même sur les Pyrénées-Atlantiques, sur les races laitières. Donc les cornes larges, effectivement, la tête dépourvu de laine, c'est important. Et puis, vous voyez une couverture de laine qui descend pas trop sur les patins. On a le ventre qui est assez dégarni et qui a du poil. Voilà un peu pour les caractéristiques principales. Donc, on a dit 120 000 brebis. Ça fait quand même une population assez importante. Et on produit des agneaux avec, sous signe officiel de qualité. Souvent, on va le retrouver notamment dans une démarche qui s'appelle l'IGP, l'indication géographique protégée, agneau des Pyrénées. Ouais. T'en avais déjà entendu parler, toi, de l'IGP? Non, t'en avais jamais entendu parler? Souvent, c'est inscrit, c'est marqué IGP comme ça sur les emballages de viande. C'est marqué ça. Voilà, et puis on va aussi en trouver en sélection des bergers label rouge. Et là, vous pouvez en déguster juste derrière en sortant, une fois que vous l'aurez fait. Vous en avez mangé? Pas encore? Ouais, c'est bon, hein, t'as vu? Bon, en tout cas, je vois qu'effectivement, toi, tu connais bien la race, c'est très bien. On essaye la seconde. Alors, on va rester dans les bêtes cornues, peut-être. Hein. Donc, c'est une bête cornue. On va partir sur celui-là, tiens. Bête cornue, vous voyez. Ah, t'as dit quoi, toi? on a des experts, c'est pas possible. J'ai même pas besoin de donner des indications, ils savent quoi. Incroyable quoi. Tiens, je vais t'offrir ça et un autre cadeau. Vous pouvez nous rejoindre, hein, toujours, venir continuer à jouer pour ceux qui certains, veulent. S'il y a des jeunes, même des moins jeunes, si vous l'avez voulez. peut-être pas entendu. C'est Voilà. peut-être les béliers que ton papa a en élevage, non? Non, c'est des tarasconnais. Ah, il a été tarasconné ton père. Alors, tu connais les autres. Bien. Comment tu as reconnu que c'était un lourdé? Parce que le plus souvent, il a des taches noires aux yeux. Les taches aux yeux, oui, c'est un critère très important dans le phénotype de la race. D'accord. Oui, Voilà. parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à les confondre tous les deux, le tarasconnais. Quoique là, on voit qu'il y a un peu de laine quand même sur le haut de la tête, alors que le tarasconnais, lui, il en a pas, hein, a priori. Ouais. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, la tarasconnaise, Tarascon sur Ariège. C'est une race ariégeoise parce qu'elle vient de là-bas. Et puis après, elle s'est étendue, elle est allée sur tout le territoire pyrénéen. La lourdaise, elle vient de la grotte. La lourdaise, Lourdes, voilà. On est dans le secteur de Lourdes. Et alors, la particularité de cette race-là, c'est que c'est une toute petite race. C'est-à-dire qu'on a à peine 2000 brebis. Waouh. Donc, on la retrouve vraiment dans cette zone de la vallée de Lourdes. Enfin, je ne sais pas si vous allez skier de temps en temps par là. On est dans le pays de Lourdes, Cotteret. Voilà, on est dans ces zones-là. C'est là qu'on va retrouver cette race qui est en tout petits effectifs. Et alors,
Tu les as reconnus aux lunettes. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques importantes ou que tu connais sur la brebis lourdaise? Non. Bon, alors, moi je vais rajouter quelques éléments supplémentaires. Donc on a dit 2000 animaux, donc on est sur une race à très petits effectifs, ce qu'on appelle race menacée d'abandon pour l'agriculture. Et donc on essaye de la préserver aujourd'hui, et le collectif des éleveurs, eh bien, on essaye d'organiser des échanges de brebis, de béliers ensemble, pour redévelopper la race, pour pas qu'elle s'éteigne, parce qu'on est en danger d'extinction. Pardon. Effectivement, et on peut le remarquer, alors tu l'as très bien dit, l'important c'est le tour des yeux noirs. On peut avoir aussi souvent les oreilles, le bout des oreilles qui est noir, Ouais. et puis sur les pattes aussi. Hein. Et sinon le reste du corps est blanc. Donc on est sur des animaux là d'un bon gabarit. Hein. Les béliers ils font plus de 100 kilos. Ah ouais, quand même. Voilà. Et des animaux qui sont très hauts sur pattes et qui ont des membres solides et qui ont tendance à... Pareil, on est sur une race transhumante qui transhume. Elles vont en été au sommet pyrénéen Au sommet. et en hiver, elles sont plutôt dans la plaine. Ça monte à combien d'altitude maximum? 2000. Ouais, 2000, ouais, ça cherche pas, quoi. Enfin, au niveau des au niveau des sommets pyrénéens. Hein, donc, ça monte en haut. Ouais, ça monte vraiment, tout en haut, quoi. Voilà, on a l'habitude de dire que la brebis, eh ben, elle va là où aucun autre animal domestique peut aller. Ah ouais. Voilà. Et donc, pareil, on a la couverture de laine là qui, vous avez vu, il y a plus de laine, hein, que sur une tarasconnaise, une brebis tarasconnaise. Et puis voilà, donc on est sur des animaux de bon gabarit. Et là, pareil, hein, on a vu le nez cassé, le chanfrein busqué. C'est quelque chose d'important. Les cornes qui sont présentes chez le mâle et la brebis. Et la brebis. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, pour le moment, je pense qu'on est bien là sur la présentation de... C'est plus de l'ovin viande, celui-ci? Ouais. Ouais. Ah, les enfants. Tu nous quittes? Ouais, tu nous quittes. Alors attendez, parce que déjà avant de partir, vous allez quand même avoir quelques petits cadeaux. Mais on va continuer. Nous, il y a 6 races à présenter. On a des personnes qui sont ici. Alors avec les enfants, tiens le jeune homme, s'il veut un petit autocollant. Donc on est passé par la tarasconnaise, la lourdaise. Ah, voilà. Allez, déjà, c'est une experte. Hein, elle est douée. Voilà. Incroyable. Bon, allez, on va passer à la troisième alors. Peut-être un petit peu plus difficile celle-là. Ouais. Donc on a eu le tarasconnais, Tarascon-sur-Ariège, le lourdais, Lourdes. Et celui-là. Ah. Un peu crème, vous voyez, il ressemble pas mal à... Le barégeois. J'ai même pas besoin de donner C'est génial. indices. C'est incroyable. Allez, un autre cadeau parce que... Un autre cadeau. oui. Ouais. Un autre cadeau. Allez. Crac. Allez. Alors, le barégeois, d'où Tiens. il vient? Tu offres ça? De la... Un décapsuleur. Ça peut être sympa ça. Tiens. Barégeois. Barège, et voilà, donc Eh oui, Barège, Barège. hein, la Tiens. vallée de Barège, vallée de Gavarnie, on est dans le pays Toy, hein, on est au-dessus de Lourdes justement, hein, c'est la même vallée, mais si vous connaissez, en fait, en bas, donc on a la vallée de Lourdes, ça se resserre très fort, et au niveau de Luce-Saint-Sauveur, ça se réouvre, et là on a le pays Toy, donc qui est un pays qui a sa race. Alors le pays, c'est un canton, hein, oui. voilà, mais qui a sa race et qui a son signe officiel de qualité et qui est un signe officiel de qualité spécifique. Oui. C'est une AOP. C'est l'une des seules AOP viande en France. C'est l'AOP mouton Barège Gavarnie. Voilà. Ah, Alors, et d'accord. comment tu la connais celle-là? Moi, je la reconnais à sa tête. À sa tête, Ah. ouais. Et Et voilà. C'est À la tête. intéressant. Mais je vois que tu es une spécialiste de la tête, hein, parce que le lourdais, c'est les yeux, la tête, les cornes, etc. Le barégeois, pareil. Alors effectivement, on est sur un gabarit qui est équivalent au bélier lourdais. On est sur une population un peu plus nombreuse, hein, on va être plutôt autour de 4500 brebis.
Je vous dis une filière de qualité qui s'appelle l'AOP Barège Gavarnie. Et la production spécifique, c'est vraiment ce qu'on appelle le doublon. Le doublon, c'est un mouton, c'est du mâle qui a transhumé 2 années de suite avant d'être abattu pour la viande. D'accord, pour la viande. Et donc c'est vraiment un produit qui est vraiment très confidentiel, mais qui est un produit qui fait le régal de certaines grandes tables parisiennes. On est à combien de bêtes là? Combien de têtes à peu près en termes d'élevage? En lourdé? Ouais. Non, pardon, en barégeois, En 4500. 4500, Voilà. excuse-moi. Voilà. Et donc on le reconnaît effectivement, pareil, hein, les béliers cornus, une laine plus présente que sur le tarasconnais, hein, avec une laine qui descend un peu plus, Oui. mais toujours des gros gabarits, des montagnards, hein, des bonnes pattes, un bon dos et des largeurs. Voilà. Ouais. On sent que ceux-là, ils sont prêts. Gaillards. Ils sont gaillards. On va a passer- d'autres races. Ouais, on va passer de l'autre côté. Alors, on va voir si tu es toujours aussi doué. Mais bon, manifestement, il y avait Allez pas de les souci à jeunes, se faire. vous voulez Ah pas ouais, revenir c'est- là, c'est dommage. Hein. Tu connais pas? Ah, on va essayer de... Ah, oh. Alors je vais commencer connais. par lequel? Je vais commencer celui qui a le toupet là sur la tête. Castillonnaise? Le toupet sur la tête celui-là là? Non. Ouais, Ah. alors Le toupet. Alors on va jouer. Il faut pas Le souffler rose. trop vite parce que si je peux pas donner des indices. Alors Oui. c'est une race que tu trouves dans les Hautes-Pyrénées. Trop facile. Tu as dit quoi? Trop facile. Oroise. Et Ah. oui, c'est des oroises ou or et campan. Ah, ah. Voilà. Donc qui vient de or Or et campan. et Campan. De la vallée d'Or et de Campan et de la Barousse, quoi. Grosso modo, on est dans ce secteur-là, hein. Vallée d'Or, vallée du Louron, on est dans ces zones-là. Si vous connaissez Peyragudes, c'est le secteur, quoi. D'accord. Voilà. Alors là aussi, on est sur une race à petits effectifs. On va se retrouver avec 2500, 3000 brebis. Ah ouais, ça reste petit. Voilà, on est sur une race à petits effectifs. Et pourquoi, en fait, ces 3 races-là, elles sont ce qu'on appelle menacées d'abandon pour l'agriculture. C'est qu'avec la standardisation, l'augmentation des besoins en viande, etc., on a préconisé des types ratios. Sur les Pyrénées, c'est plutôt la tarasconnaise qui a pris le dessus par rapport aux D'accord. autres. Et donc, les autres races, elles ont régressé parce que les éleveurs les ont de moins en moins élevées. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des races qui font un rebond parce qu'il y a des jeunes éleveurs qui trouvent des qualités dans ces races-là et qui décident de se réinstaller avec ces races. Voilà. Et l'or et campan, bon, mais c'est pareil, hein, on est sur un gabarit assez élevé. Et là, on est sur une bête sans cornes. Voilà, chez le mâle et chez la femelle, on n'a pas de cornes. Ce qui est important à voir aussi, c'est sa couverture de laine. C'est la plus lainée des 6. Et en fait, ça, c'est dû au fait que à une époque, aux époques napoléoniennes, on a importé des béliers mérinos. Hein, on connaît les béliers mérinos, c'est les béliers qui ont plein de laine, pour mettre sur les brebis locales, pour essayer d'augmenter la quantité de laine sur les brebis. Parce qu'à l'époque, la laine, ça servait pour faire des habits. Et tout à fait. Et notamment pour les armées napoléoniennes. Et donc, on a introduit du mérinos sur les brebis françaises pour produire de la laine, pour habiller les armées françaises napoléoniennes. Et l'or et campan est l'une de celles qui a gardé le plus cette caractéristique laineuse. Et l'autre caractéristique qu'elle a gardée du mérinos, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, tu sais ce que c'est? L'instinct grégaire, c'est-à-dire qu'elle reste groupée. Hein, parce que les brebis, elles ont tendance à rester plutôt groupées en troupeau. Et celle-là particulièrement. Et ça, c'est vachement intéressant par rapport à la montagne, à la transhumance, parce que quand les brebis sont en montagne, le fait de rester groupé, quand le berger veut le regrouper, c'est plus facile s'il a toutes les brebis ensemble que s'il y en a partout sur la montagne, complètement disséminées. Ouais. Là, il faut courir, il faut faire courir le chien, etc., monter, descendre. C'est assez compliqué. Donc ça, c'est un de ses avantages quand même, hein, de cette brebis-là, d'être assez grégaire. Voilà, on passe Allez. aux 2 rousses.
Est-ce qu'ils vont réussir à les, Alors, définir? moi j'ai entendu un nom tout à l'heure. Ouais. À ton avis? On va dire la brebis tachetée. Castillonnaise. C'est la castillonnaise. tachetée. Allez, un cadeau supplémentaire. Je sais pas si Incroyable. elle a eu un cadeau là Alors, pour le. Là, t'as le cadeau. Là, je t'offre celui-ci également. Toi, tu n'avais pas eu Innovin Voilà. pour le coup, le petit pins. Voilà, la castillonnaise. Voilà, la brebis castillonnaise qui est une brebis aujourd'hui qui a un rebond important en termes de population. On est aussi sur une race menacée, on est autour de 4500 brebis. C'est pas beaucoup, hein, 4500. Et effectivement, alors la brebis castillonnaise, on la reconnaît à quoi, jeune homme? Toi, tu la repères comment? Comment tu as repéré que c'était une castillonnaise? Est-ce que je vais. On me l'a soufflé. Ah, parce que tu as eu un signe. Voilà. Dans la castillonnaise, effectivement, tu vois, elle est rousse, hein, avec une laine qui est crème, tachetée. Hein, elle peut être tachetée de roux. Bien sûr, le bélier et les brebis sans cornes, même si on trouve quelques béliers encore avec des cornes. Il y a des béliers sans cornes et des béliers avec cornes en castillonnais, mais c'est plutôt des béliers sans cornes que l'on garde et que l'on recherche. Et c'est une brebis qui est très prolifique, qui fait beaucoup d'agneaux. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recherché. Et on a de jeunes éleveurs aujourd'hui qui s'installent en brebis castillonnaise parce que c'est vraiment une race facile. Et donc, castillonnaise, elle va venir de... Castillon. Allez, Castillon. En Ariège. Voilà. Et vous voyez, on a fait Lourdes, lourdaise, Barège, barégeoise, Tarascon sur Ariège, tarasconnaise, castillonnaise, Castillon, Voilà. Auroise, Vallée d'Or. Voilà. Hein? Et la dernière, c'est le piège. Ah Qu'est-ce ah. que ça peut être la dernière? Qu'est-ce que ça peut être à ton avis? Il y a quelqu'un qui sait là-bas. Il veut son cadeau, il veut son cadeau. Alors, vous voyez, on va le regarder là, ce bélier, vous voyez, sans cornes. Aujourd'hui, on en trouve 4500 aussi. C'est le plus bouché que les autres. Les 5 autres, c'est des races qui sont transhumantes. D'accord? Alors que celui-là, elle va plutôt être, cette race, elle va plutôt être exploitée, je dirais, sédentaire, sur des coteaux secs. Hein? C'est une race, je dirais, qui est originaire plutôt pas des Pyrénées, justement. On est plutôt vers Castres, dans ces zones-là. Il y a un massif par là, autour du lac de Saint-Ferréol, si ça vous parle. Tu sais? Montagne Noire, exactement. C'est le Montagne Noire. Donc ça, c'est la plus jeune des races par rapport à celle-là. C'est-à-dire que c'est une race qui a été reconnue en 2008. Donc c'est assez récent. Avant, c'était des animaux qu'on trouvait, mais qui appartenaient pas vraiment à une population bien définie. Donc elle a été reconnue en 2008 et aujourd'hui on la trouve principalement sur l'Ariège, sur la Haute-Garonne et un petit peu sur les Hautes-Pyrénées. Et petit à petit, elle s'étend parce que c'est une race qui est très facile à mener, très fertile et en plus qui a des capacités bouchères, je dirais, intrinsèques intéressantes, quoi. Et aujourd'hui, les éleveurs, ils continuent à travailler ces aptitudes bouchères tout en gardant un animal qui est rustique, c'est-à-dire qui vit très bien et qui s'élève très bien sur des coteaux secs. Voilà, sur des coteaux secs, sur les contreforts pyrénéens. Si vous allez au Mas d'Asile, par là, en Ariège, vous allez en trouver des brebis comme ça. Voilà. Et on est sur aujourd'hui à peu près aussi 4500 dans les effectifs, quoi. Très bien. Donc là, si en quelque sorte on regarde cet enclos, il y a les 6 races de brebis et de béliers Pyrénées qu'il y a centrales. des Pyrénées centrales. Voilà. Donc on a Parfait. fait la diversité. Et alors la dernière question quand même importante. Vous avez vu, hein, toutes les brebis ont un nom différent et c'est un nom qui est lié en général à une vallée. Hein. Et en fait, vous voyez, on a des populations qui sont différentes. Et à votre avis, pourquoi on a des populations, enfin des types qui sont différents suivant les vallées? Est-ce que vous avez une idée? Ton avis? Non, vous cherchez?
Ah, ah. C'est pourquoi, grosso modo, on a une race, une vallée, une race. Hein, on a vu, hein, vallée d'Or, vallée de Barège, vallée de Tarascon. Hein? Attends, Parce je que vais t'amener pourtant, le des micro. brebis... Non, vas-y, dis-le. L'adaptation au terroir. Ah, oui, intéressant. oui, Adaptation au bien terroir. sûr, elles ont été élevées dans un territoire. Mais quand même, Ouais. quand on est à Lannemezan ou au nord de Lannemezan et quand on est à Tarascon, on n'est pas si loin que ça. Et pourquoi on a des races qui sont différentes? Mais en fait, il faut se rappeler que les Pyrénées, vous voyez comment c'est fait. Les vallées, c'est comme les doigts de la main. C'est-à-dire qu'elles sont profondes, avec des montagnes entre les vallées qui sont assez élevées. Et quand, au moment où les populations se sont spécialisées, ben, les échanges ils se faisaient plaine vallée, mais pas de vallée à vallée. Et donc, comme il n'y avait pas d'échange de béliers entre les vallées, eh ben, les types se sont fixés indépendamment les uns des autres. Parce qu'en fait, une race, c'est quoi? C'est des producteurs qui se regroupent entre eux et qui font des échanges de béliers, de brebis, d'agneaux. Et donc, ils se mettent d'accord sur un type qui est attendu. Moi, je veux un animal blanc pelainé, je veux un animal rouge, je veux un animal avec cornes, sans cornes, etc. Et donc, c'est ces groupes d'éleveurs qui, petit à petit, ont fixé des races suivant les territoires où on était. Voilà un petit peu l'histoire des races, comment se constituent les races et comment elles vivent encore aujourd'hui. Parce que même avec les schémas de sélection, les programmes de sélection qu'on a aujourd'hui, on est fixé sur un standard. Les éleveurs de ces races-là ont fixé le type d'animal, comment il doit être. Et dans le choix des futurs béliers et dans le tri des femelles, eh bien, on élimine ce qui ne ressemble pas au standard attendu. Voilà, Parfait. je pense qu'on a fait à peu près le on a le fait tour. un très et beau voilà. tour. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette présentation. C'était très agréable. Tiens, ma Et chérie. je vous souhaite une bonne visite du salon. Allez, on vous offre tout un tas de petits cadeaux. Merci beaucoup encore une fois à Émeric, on peut l'applaudir très fort, mesdames et messieurs, notre directeur UPRA Ouvine. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et ici même ensuite, vous allez avoir une démonstration notamment de tonte, pardon, ainsi que le tissage et le nettoyage de la laine. Merci Émeric, on se retrouve tout à l'heure. Merci, Au à plaisir. bientôt.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Bon, ça va bien? Eh, on est quand même bien de venir manger un petit truc ici, devant le ring 4. Vous attendez le spectacle là? Ça va pas tarder. Sachez que ça va commencer aux alentours de 13 h. Il y aura des démonstrations de tonte. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Vous allez voir la manipulation, la façon de tondre les brebis. Et puis, il y aura également des personnes qui sont dans le traitement de la laine. Donc, pour faire simple, ils vont tondre, ils vont récupérer en direct la laine, ils vont l'étaler, ils vont la nettoyer. Vous allez voir, ils vont mettre les petits morceaux de côté, etc. Ensuite, ils vont prendre cette laine, ils vont la nettoyer en direct devant vous. Une fois qu'elle sera nettoyée, ils vont la lisser, la tisser, la filer. Donc vous aurez tous les éléments qui seront ici, tous les instruments qui seront là. Et puis vous pourrez ensuite assister à la toute fin à une démonstration et à un défilé de mode de tout ce qui peut être fait avec cette laine. Enfin tout, quelques éléments. Sachant que vous allez pouvoir retrouver sur les stands qui sont ici à côté des brebis, ce que vous verrez ici. Voilà, vous irez voir directement les gens dans les stands avec les vêtements, avec les bonnets, les écharpes, mais également les manteaux, les robes. Vous allez voir, c'est très joli, hein, vraiment, très très joli ce qui est fait. Avec de la laine, avec des brebis qui sont croisées avec de la mérinos, etc. Enfin, ils vont vous expliquer tout ça. Voilà. J'ai des petites questions à poser aux enfants pendant qu'ils sont en train de manger. Ça peut être sympa, les enfants ici aussi. Bon, les adultes, hein, si vous voulez répondre, vous pourrez répondre aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai toute une liste de petites questions à vous poser. Vous allez voir, ça va être très sympa. Alors, que je les cherche. C'est bon, elles sont là. Salut jeune homme, installez-vous, il y a de la place. Le spectacle commence dans une petite demi-heure, grand maximum. Ils vont déjà mettre en place les brebis. Vous avez différentes races de brebis. Tiens, est-ce que tu peux me donner le nom, toi mademoiselle, le nom d'une des races de brebis qu'on peut voir notamment dans les Pyrénées, ici même, Pyrénées centrales, qui ont été présentées là tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont restées. Le nom d'une des races. Il y en a beaucoup, hein, des races. Mais ici, on peut dire entre 6 et 10. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme nom de race de brebis? Souvent, les races... Oh là là, joli. Tiens, viens, pour la peine, t'as un cadeau. T'as un cadeau. C'est un marque-page pour lire ton journal et marquer la page. D'accord? Voilà, ça c'est une des races. Souvent, le nom de la race, c'est le nom de la vallée. Avec une petite pièce en plus, quoi. Mais on reconnaît souvent le nom de l'endroit où elle est dans le nom de la race. Alors par exemple, si je te dis tarasconnaise. La tarasconnaise, forcément, il y a Tarascon dans tarasconnaise. On peut également parler de la barégeoise. Eh ouais, toute la vallée de Barège. Tu comprends? Allez, une autre race. Là, la rouge du Roussillon pour toi? Ouais. Alors moi ce que j'aurais voulu, c'est des races qui sont d'ici, surtout. Qui sont dans les vallées du coin, là, tu vois. Allez, admettons, si je m'en vais vers Lourdes, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme race qu'on voit souvent à Lourdes? Je sais pas. Lourdes. La lourdaise. La vallée de l'Or, notamment. La vallée de l'Or, on peut avoir l'Or et Campan. Ah, je pensais que vous auriez eu plus de noms que ça quand même. Bon, ben c'est bien, c'est aussi pour ça qu'on vient ici. C'est pour se documenter, pour savoir un petit peu ce qu'il y a. Allez, une question pour les enfants. Comment s'appelle la femelle de la brebis, le mâle de la brebis, pardon. C'est la femelle de la brebis. Il n'y en a pas, parce que la brebis, c'est la femelle. Quel est le mâle de la brebis? Waouh, génial. Attends, tiens, pour la peine, on t'offre un cadeau. Allez.
Un marque-page. Marque-page pour lire tes livres. Mais si tu lis. Alors. Tiens, j'ai même un petit magnète que tu pourras mettre sur le frigidaire. Est-ce que tu as la réponse à la question? Le mâle de la brebis. Le B. Le B. Le bélier. Effectivement, c'est bien ça. Tiens, ma chérie, en même temps, je te demande ça pendant que tu manges. Eh, c'est sympa. Allez. Les béliers, les agneaux, tous ces animaux que vous voyez là, bon pour le coup ici même, ils font partie de quelle catégorie? On a la race des équins, c'est pour les chevaux. Les caprins, c'est pour les chèvres. Là, ça fait partie de quelle catégorie? Qu'est-ce que tu dis? Les ovins. Effectivement, c'est bien ça, les ovins. Tiens, regarde. On va t'offrir un petit marque-page. Je pense que tu lis, toi. Ouais. Allez, tiens. C'est pour mettre sur tes livres. Voilà, tu vas pouvoir manger de l'agneau. En plus de ça. Vous êtes ici sur ce ring 4. Tout ce qui est organisé, à la fois les démonstrations, à la fois les concours, Olympiades, etc. Eh bien, on peut remercier les organisateurs et les personnes qui apportent justement leur contribution à tout ça. On peut remercier Innovin, pardon, la filière ovine. On les remercie. On remercie également Interbev Occitanie et toutes les personnes qui font que cet événement soit fait ici et réalisé sur le ring 4. Allez, d'autres questions? Je suis en train de chercher en même temps une question qui puisse correspondre un petit peu à vos connaissances. Tout à l'heure, il y a eu... Salut Sarah, comment tu vas? Sarah qui sera ici à partir de 13 h. Regardez comme elle est habillée. Regardez le gilet qu'elle porte là. C'est elle qui le confectionne avec la laine des brebis. Vous avez vu un peu? Eh bien, c'est elle qui va vous présenter tout à l'heure ses habits et ses affaires. C'est très très joli ce qu'elle fait. Très très joli. Je fais une photo. Photo souvenir. Tac. Non mais c'est parce qu'on essaie de m'appeler et je suis obligé de leur dire que je ne peux pas leur répondre. Donc pour leur répondre de manière simple, j'envoie une photo de moi avec le micro, comme ça ils comprennent de suite. T'as compris? Je suis en train de bosser. Tout à l'heure, on a vu, il y avait les Olympiades. Est-ce que vous pouvez me donner une des épreuves qu'il faut réaliser dans les Olympiades pour pouvoir concourir? Il y a une des épreuves, il y a plusieurs épreuves qui étaient organisées. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une épreuve durant les Olympiades? Ce sont des jeunes étudiants, je vais t'aider un peu, ce sont des jeunes étudiants qui vont s'occuper en quelque sorte de manipuler les ovins. Mais dans ces manipulations, il va y avoir plusieurs petites épreuves. Quelles vont être ces épreuves?
La tonte, non. Non, tu vois, hein, c'est... Ah ah. Là, pour le coup, pour ces ovins-fiades-là, il n'y avait pas la tonte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? À savoir que ce sont des jeunes qui vont avoir de l'élevage. Ils vont avoir à s'occuper de brebis et de béliers. Donc, s'ils sont amenés au titre de leur scolarité à apprendre certaines choses, il va y avoir des gestes de, je dirais, normaux et normales à connaître. Quoi, par exemple? La manipulation de... Apprendre à tirer le lait? Non, c'est pas ça non plus. Non, souvent, il s'agit d'ovins allaitants, c'est-à-dire que souvent, ils n'ont pas à tirer le lait, ils ne récupèrent pas le lait. Ce sont les agneaux qui vont venir se nourrir du lait. Les agneaux vont être sous la mer et ce sont des races à viande, tu vois. Donc, les agneaux vont être mangés. Donc, c'est dommage hein, parce que ça fait deux choses que tu me dis, mais ça fait ces deux épreuves qui n'ont pas fait partie des Olympiades, là. En fait, il va y avoir par exemple de la manipulation dans un élevage. Il va falloir, j'essaie de t'aider, il va falloir repérer si l'animal est en bonne ou mauvaise santé. Quel genre de choses ils ont eu à faire là par exemple pour reconnaître s'ils sont en bonne ou mauvaise santé? C'est pas facile, hein. Vous pouvez répondre également. Dis-moi, vas-y dis-le. La taille des ongles. La quoi? Ah, couper les ongles? Non. Non, ils n'ont pas eu à tailler, mais ça fait un peu partie de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils constatent si les pattes sont belles, si elles sont en bonne santé, entre guillemets, les pattes, et que les brebis soient en bonne santé. Tu vois? La contention. Ah oui, exactement. Apprendre à contenir la brebis, à la tenir et à l'emmener quelque part, en maîtrisant bien sûr la prise des pattes arrière, la faire avancer dans un enclos, lui faire faire un tour d'enclos, par exemple, ça c'est de la manipulation. L'asseoir, la brebis, sans qu'elle ait mal et sans que l'éleveur ne se fasse mal. Donc tu as tout un tas de techniques à connaître et à comprendre. Et là, en fait, les juges constataient s'ils maîtrisaient bien la technique. Apprendre à les asseoir, apprendre à regarder les naseaux, les yeux, notamment la troisième paupière, pour voir si elle est bien rosée ou alors si elle est blanche, si elle est rouge, ça peut être signe de mauvaise santé. Ensuite, constater les pattes, savoir s'il n'y a pas un problème dans les pattes, parce qu'elles marchent toute la journée, forcément. Donc, si elle boite, elle va avoir mal, elle risque d'être fiévreuse, elle risque de ne pas pouvoir se nourrir convenablement. Donc, l'éleveur, il doit faire attention à tout ça, de façon à ce que son élevage soit un élevage de qualité et que les brebis ne souffrent pas également. Si potentiellement il y a un premier soin à apporter à la brebis, parce qu'elle a les dents qui sont... on va pouvoir définir l'âge de la brebis en fonction du nombre de dents ou de la qualité des dents. On va pouvoir se rendre compte de tout ça. Et puis après, ils ont eu à constater le taux de gras notamment. Ils ont pris sur le dos comme ça des brebis, ils ont réussi à définir la matière grasse. Et la matière grasse peut définir quoi, à ton avis? En fonction de la matière grasse, qu'est-ce que ça définit? Non, mais vas-y, tu sais, souvent, tu sais pas? Ouais, c'est toujours toi, c'est parce que je vois que tu es très attentive. Si une brebis est trop grasse, sur quoi ça peut jouer, à ton avis? Si la brebis est trop grasse? Pour la viande. Alors, pour la viande, l'agneau, s'il est trop gras, pour la viande, effectivement, ça risque d'être un peu embêtant. Mais la brebis, si elle est trop grasse, la brebis, elle est là. Dis-moi, jeune homme, c'est quoi ta réponse? Si elle est trop grasse, la brebis, qu'est-ce que ça risque d'occasionner? Le cœur. Ah, pour son cœur, mais également pour les agneaux. Qu'est-ce que ça risque de faire? La naissance. Pour les naissances, effectivement, c'est bien ça. Ça risque de jouer sur la naissance. Parce qu'une brebis, alors moi, tout ce que je vous annonce là, c'est tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je ne suis pas le spécialiste, il y avait les spécialistes des brebis. Mais ça peut agir sur la naissance. Une brebis qui est un peu trop grasse, il risque d'y avoir autour de ses ovaires, etc., un peu de gras. Et donc, ça risque de jouer sur la naissance des agneaux.
Voilà. Par exemple. Donc on fait en sorte qu'elle en ait pour pouvoir accueillir quand même, il faut qu'elle ait un peu de gras, mais pas trop. Voilà. Ça, tu pourras le mettre directement sur le frigidaire. Ça tiendra les photos de la famille, tout ça. Ça peut être sympa. Le petit sticker. Allez, encore une ou deux questions. Et puis après, on va vous laisser manger tranquillement. Et je vous rappelle qu'à partir de 13 h, on envisagera de venir peut-être installer ici même les démonstrations de tonte et démonstrations de filage de la laine, etc. J'ai parlé de la manipulation qui était effectuée ici même pour les Olympiades. Ah ouais, on avait une championne qui est arrivée 3e mondiale. Elle est d'ici. Est-ce que vous vous souvenez de son prénom? T'as rien suivi, quoi? Ouais, t'as rien suivi. Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. T'étais là, genre, toi, t'es venu juste pour t'installer, pour dormir. Hein? Bravo, bravo, bravo. C'est comment ton prénom? Polia? Poliane, d'accord. Et t'arrives d'où? T'arrives du Brésil, carrément. T'es venu du Brésil pour venir aux Pyrénéennes, toi? Ah bon, d'accord. Ah d'accord. Donc t'habites ici, dans le coin, quoi. D'accord. Donc tu es venu t'asseoir pour te poser, quoi. Ah, tu viens de t'asseoir. Bravo. Monsieur, vous arrivez de quelle région, vous? Du Volvestre. Parfait. Pour le coup, les brebis, vous arrivez à en croiser de temps en temps, quand même. Ah, vous en avez eu? Ah, c'était quel genre de race que vous aviez? C'était de l'INRA 401. Pardon? De l'INRA 401. Ah, d'accord. Et vous avez arrêté carrément maintenant l'élevage, tout ça, c'est terminé pour vous? Ouais, d'accord. Donc vous venez ici, on a Nance qui est là, qui viendra vous parler tout à l'heure, tu vois, des brebis et tout ça. Il paraît pas comme ça, hein, mais en fait c'est un éleveur, il est spécialisé carrément même dans les cheptels, dans savoir un petit peu quelles sont les races. Il arrive à définir les différentes races, les différentes qualités de laine, etc. Il est incroyable, incroyable. Bon alors c'était quoi ma question? Oui, quel est le prénom de la demoiselle qui est arrivée 3e mondiale et puis qui est championne de la région, hein, à votre avis? Elle est toute jeune. I, ça commence par un I. I, ouais, pas Inès, non. Ça continue avec un R. Iris, bravo, Iris. Où est-ce que... Ouais, bravo. C'est Iris. Eh, t'as vu un peu? On a des champions du monde ici, quoi. Allez, je vais t'offrir ça. Ça te permettra de coller tes photos sur le frigo. Ça va être sympa, hein? Allez, par quel organisme était organisé? Il y a deux organismes notamment. Par quels organismes étaient organisés notamment les Olympiades qui se sont déroulées ici? Si tu regardes bien ici même, sur le ring, bah, tu as des panneaux un petit peu partout, des panneaux d'affichage. Tu le dis, c'est Innovin, effectivement. On remercie encore une fois Innovin. Et également, bah tiens, je vais te donner un autocollant Innovin, tiens, avec, et puis un stylo Innovin. Et également Interbev Occitanie. C'est les interprofessions du bétail et de la viande. On les remercie bien sûr d'apporter leur concours ici même pour l'organisation des Olympiades. Notamment. Et de tout ce qui se passe autour des brebis et des béliers. Allez, il y a un terme qui existe, vous le voyez, les brebis souvent, les brebis et les moutons, on les voit comme ça dans les enclos, mais même si on enlevait l'enclos, elles seraient ensemble. Le fait qu'elles vivent et qu'ils vivent ensemble comme ça, très rapprochés, ça porte un nom. Toi, tu le sais déjà. Ouais, tu le sais déjà. Alors,
la personne qui me donne le nom, ça sera la dernière question. Comment tu dis? Ouais, c'est un troupeau, mais quel est le nom, le terme employé pour expliquer le fait qu'elles soient ensemble comme ça, tout le temps? Grégaire, ouais, c'est l'esprit grégaire, effectivement. Pour la peine, et tu es le dernier gagnant. Je vais t'offrir plusieurs petits cadeaux. Regarde, voilà. Petit cadeau sympa. Le jeton pour les caddies. Ça, c'est très intéressant pour aller faire tes courses dans les grandes surfaces. Des fois, tu pourras retrouver de l'agneau des Pyrénées. Le stylo pour faire ta liste de courses. Le petit ballon parce que tu es un jeune homme. Et puis, forcément, les petits stickers que tu pourras mettre sur le frigo pour tenir les photos de famille. Voilà. Les amis, je vous remercie de votre attention. Restez ici. Vous verrez que tout à l'heure, eh bien, il y aura des démonstrations et on se retrouvera tout à l'heure. Bon appétit, bonne dégustation. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il pleut dehors, dis donc. Non? Ah d'accord, allez. On se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Allez, tiens, je te laisse l'éteindre du coup.
amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 et ce poème, écrire que pour toi, belle Pyrène, endormie sous nos pieds comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. Na, 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 na. Na, 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 na. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I should stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, does it feel ya? All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh, all right. Oh, come on, y'all. Say yo, All right. yo, All right. Have to say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. You'll never stop being the feel, y'all. Because I feel, y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe là. Oh Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato. Hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite là, hein. Oh Marius, fais un effort. C'est Enedis ça, ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il est fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
l'amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Hey, na 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 et ce poème, écrire que pour toi, belle Pirène, endormie ce entier comme une reine, attendre le retour de l'être aimé. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Bonjour à tous et à toutes. Donc ce matin on a fait les épreuves des Olympiades des jeunes bergers qui se sont déroulées. Et au vu de la météo, normalement la deuxième partie devait se passer à l'extérieur. Et au vu de la météo, on finalise les épreuves, du moins une épreuve ici au niveau du ring, en attendant qu'il y ait aussi l'intervention de nos collègues concernant la laine. Donc on va faire une épreuve de parage. Donc ce matin, les participants des différents lycées, donc Saint-Gaudens, Sauzeville, Auch et Pau-Montardon, qui étaient présents. Donc les différents concurrents vont repasser au niveau d'une épreuve de parage. Donc ça veut dire la taille des onglons qui va se faire dans un coin évidemment du ring, pour laisser la place aussi à l'ensemble de la présentation de la laine qui va se faire en parallèle. Donc je rappelle le contexte un petit peu des Olympiades. Les Olympiades, c'est un concours national et international qui est réalisé. Et donc là, au moment des Pyrénéennes, simplement, on est juste sur une participation d'anciens élèves qui ont déjà réalisé ces épreuves-là l'année dernière.
Et donc, il nous semblait logique qu'au moment des Pyrénéennes, on puisse présenter aussi ce travail-là et les différentes activités concernant l'élevage ovin. Donc là, simplement, on va avoir une présentation du parage. Donc ça veut dire qu'on taille les onglons aux animaux. Donc il faut savoir, c'est comme nous, hein. Vous avez les onglets qui poussent et vous les taillez régulièrement. Là, en fonction de l'activité de l'animal, il faut aussi repasser au niveau de l'ensemble des pieds pour faire une taille, pour continuer à ce que lui, il puisse avoir une mobilité, puisque évidemment, pour lui, c'est l'ensemble de ses chaussures qui sont au bout de ses pieds. Tu veux que je me mette là-bas ? Non, il la met non, sur pas la boutique. Au milieu des autres. Ah oui. T'es pas assez grand, tu veux qu'on te mette une barrière de plus? Je te mets une barrière de plus. Hein. Je remets une barrière de plus. Je vais garder ça. Donc on va commencer l'épreuve de parage. Donc je rappelle, ce matin, les participants concernant les Olympiades ont fait déjà plusieurs épreuves. La première, ça a concerné la génétique. Alors, ils ont commencé par des épreuves théoriques. Bonjour. Et, les épreuves théoriques, donc ce qu'il y a, c'est que vous avez obligatoirement des épreuves théoriques concernant le quiz. Donc c'est toutes les questions concernant un petit peu les généralités techniques et des données générales sur la filière. Après, ils avaient un quiz concernant des races, ça c'était les épreuves théoriques. Et après, on a fait directement des épreuves pratiques. Donc on a commencé par la génétique. Donc ils avaient le choix d'un reproducteur mâle
à faire sur papier et en physique, puisqu'on avait des béliers qui étaient présents au moment de l'épreuve. Après, on avait une épreuve qui concernait la note d'état corporel d'une brebis, où on évalue l'état d'engraissement de la brebis. Donc ça, c'était puisque en fonction du stade physiologique de l'animal, eh bien, on doit savoir à peu près à quel stade elle se situe et l'état d'engraissement pour savoir si au moment de la mise bas, elle pourra assurer une bonne lactation ou non. Au moment de la reproduction aussi. Donc ça, c'était les épreuves du matin. Après, ils ont poursuivi par une épreuve qui concernait l'état de santé d'un animal. Donc ils ont fait l'évaluation totale de l'état de santé. Donc on prend l'animal évidemment sur pied. On commence de la tête jusqu'à l'arrière, on le couche et on regarde un petit peu l'état de santé global de l'animal. Après, l'épreuve suivante était sur une épreuve de manipulation. Donc par rapport à ça, sur cette épreuve de manipulation, on avait le candidat devait sortir un animal d'un enclos, faire un parcours et l'asseoir sur une technique bien particulière au niveau de la contention. Et après, on avait une dernière épreuve, puisqu'on est sur l'évaluation du travail fini de tri d'agneaux. Donc on avait un lot d'agneaux qui était présent, qui est destiné à la boucherie. Et donc par rapport à ça, on avait une évaluation est-ce que les agneaux étaient commercialisables, est-ce qu'ils correspondaient bien au cahier des charges et l'évaluation du poids de l'animal. Donc on a une évaluation directement sur pied de l'animal. Donc les candidats ont été jugés sur l'ensemble de ces épreuves-là. Là on continue. Au vu de la météo, on avait normalement une épreuve qui était prévue au niveau du pôle de développement durable, mais au vu des incertitudes, on a préféré la neutraliser. Et donc on a une épreuve là ici de parage qui revient sur le ring pour finaliser un petit peu ces Olympiades. Ces Olympiades, on aura la remise des prix à 14h15, 15h15, 15h30 sur ce ring. En sachant que on a eu aussi dans le cadre de ces sélections, si vous voulez, c'est une sélection départementale, régionale et nationale qui se passe au moment du concours au niveau du salon à Paris au mois de février. Et c'est vrai que la particularité cette année en 2024 ont été organisées les Olympiades mondiales au niveau national. Et Iris, qui a fini 3e au niveau du concours, sera présente, était membre du jury ce matin et vous témoignera aussi un petit peu de son parcours et aussi de l'envie de la passion du métier d'éleveur. Ils sont là. Donc on va demander aux candidats de se présenter. Donc l'objectif, comme on a simplifié l'épreuve, habituellement on a un couloir de tri avec une cage. Là on va faire simple, on va demander aux candidats d'asseoir la brebis et d'assurer la taille des onglons sur deux pieds. Une patte avant, une patte arrière en quinconce. Donc on juge sur cette épreuve-là évidemment la qualité de la coupe, évidemment si la posture du candidat est correcte et surtout puisque toutes les épreuves sont chronométrées, donc d'avoir évidemment le meilleur temps par rapport au geste.
Donc on demande aux différents participants des Olympiades de se présenter, de rentrer sur le ring là. On va passer pour optimiser le temps et laisser aussi la place aux collègues par rapport à la présentation de la laine de venir se présenter, se mettre à l'angle là et on fait passer 2 participants ensemble. Je lance. Je lance. Bon, on y va? Hein? Non, tu y vas. Ok, c'est bon, je lance. Ça va être trop long. Bon, j'y vais. Bonjour à tous. Alors on va commencer en vous présentant un peu la filière laine. Donc là on démarre avec la première étape, donc la tonte. Donc là on est sur la race auroise. Je vais passer la parole à mon collègue qui va parler un peu plus de cette race à laine. Bonjour à tous, bienvenue à ce déploiement de la filière laine. Donc Sarah vient de le présenter. On va commencer par la race auroise et Campan. Donc c'est une brebis, comme son nom l'indique, aux Pyrénéennes. Elle est donc native des vallées d'Or et de Campan. Comme vous pouvez le voir, c'est une race qui a une laine particulière. À côté, vous avez des tarasconnaises qui sont moins lainées et qui ont une fibre qui n'est pas tout à fait la même. L'Or et Campan est une des races qui a été la plus mérinisée de nos races pyrénéennes. C'est-à-dire que au moment de la loi agricole, de la loi Quitté notamment, des béliers mérinos avaient été offerts à la France, notamment à la bergerie nationale de Rambouillet. Donc on a diffusé le patrimoine lainier
par le biais de la race Mérinos, notamment sur la race auroise. Voilà, je pense que j'ai dit déjà quelques éléments. À côté de moi, c'est Émeric Jouet, le directeur de l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales. Donc lui, il pourra également rajouter quelques mots sur les animaux qui sont présents, puisque ce sont des races qui sont défendues par l'UPRA. Et cette race notamment fait partie des races à faible effectif. Émeric, un petit mot. Merci Aurélien. Bonjour à tous. Oui, effectivement, Émeric Jouet, directeur de l'UPRA Ovine des Pyrénées centrales, qui est l'organisme de sélection qui gère les populations raciales donc des races allaitantes des Pyrénées centrales, donc auroises, barégeoises, castillonnaises, lourdaises, montagne noire, et qui sont des races menacées d'abandon pour l'agriculture, des races à petits effectifs qui constituent un vrai trésor pour la biodiversité domestique, et puis une race qui est un peu plus étendue sur la chaîne, qui est la race tarasconnaise, qui elle compte 120 000 brebis. Alors tu en étais, je crois, Aurélien, peut-être tu peux m'aiguiller. On est sur la race Oré-Campan. Voilà, alors je pense que j'ai entendu quand je suis arrivé que tu avais parlé de race mérinisée, l'introduction de sang mérinos à l'époque où la laine valait quelque chose pour constituer des vêtements, et effectivement c'était un vrai revenu pour les éleveurs, ce que c'est moins aujourd'hui. Et l'Oré-Campan aujourd'hui c'est une race très endémique de la vallée d'Or et de Campan vers la Barousse, dans ces secteurs là, où on compte aujourd'hui environ 3000 brebis encore actives, quoi. Voilà. Comme tu l'as dit, effectivement, c'est une race qui a subi la standardisation, la mécanisation, où on cherchait des bêtes plus productives en viande, qui produisaient plus d'agneaux. Et là, comme on est sur des brebis qui sont très rustiques, avec des conformations qui sont moindres que sur des brebis plus spécialisées bouchères, et bien forcément, c'est des brebis où les élevages ont disparu progressivement, même si aujourd'hui on a encore des éleveurs passionnés qui entretiennent ce trésor, parce que moi je considère que c'est un trésor génétique, voilà, puisqu'on ne sait jamais dans ces temps de changement climatique, etc. On parle d'aller chercher des gènes pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique. Et dans toutes ces petites populations, on a des gènes spécifiques qui, aujourd'hui ou jusqu'à présent, n'ont pas été forcément considérés comme utiles, mais peuvent le devenir par la suite. Voilà, après, Aurélien, si tu veux me poser quelques questions, j'y répondrai. Voilà. Voilà, si tu veux me poser des questions, j'y répondrai volontiers. On va parler un peu de la laine. Donc là, on vient de voir une brebis qui a été tondue. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de laine. Sur les auroises, ça recouvre la totalité du corps. Donc c'est pas le cas sur les tarasconnaises. Donc là, on voit Florence qui va ramasser la toison. Donc nous, c'est important d'avoir des toisons les plus propres quand on traite la laine. Ça se joue à plusieurs niveaux, d'obtenir une toison propre. Ça se joue dans tout ce qui est élevage, déjà dans les méthodes d'élevage, mais aussi la période de tonte. Effectivement, on préfère, quand on travaille la laine, on préfère avoir des tontes qui se font après les estives. Ça garantit d'avoir des laines qui n'ont pas été en bergerie et où la laine a été un peu souillée. Mais bon, c'est pas totalement ce qu'on retrouve dans la réalité. On a quand même beaucoup d'élevage aujourd'hui en Pyrénées où on tond en début d'année ou au printemps. Donc là, on a une belle toison, une belle toison bleue, je dirais. Donc ça aussi, on n'aime pas trop dans la laine, mais effectivement, on sait pourquoi. Voilà, donc les éleveurs ont besoin
de marquer ces brebis pour les repérer en estive. Et donc on sait l'importance de ce marquage. Néanmoins, pour nous, c'est une perte. Donc on peut la valoriser sur de la ouate de rembourrage ou autre, mais ça ne part pas au lavage. Donc c'est des parties qui sont souillées. C'est les parties qui sont souillées, c'est les meilleures parties de la brebis, puisque donc pour la partie tri, on va donc étaler la toison. Donc déjà on aime bien quand les toisons elles sont entières, ça nous permet de bien voir toutes les parties de l'animal. Et donc les parties les plus souillées sont souvent les parties du bas du corps, au niveau des pattes. Donc ça, on va venir l'écarter. C'est des fibres souvent plus courtes et on va pouvoir les travailler en feutre ou en rembourrage. Toutes les parties du haut du corps donc qui ne sont pas marquées, donc on va pouvoir les utiliser, les transformer. Derrière, on le verra, tout ce qui est filature. Voilà. Si je peux t'interroger quand même, quel poids tu as sur une brebis hongroise en moyenne, parce que c'est quand même une brebis très lainée et pour ça, aujourd'hui, vous, dans votre filière, c'est quelque chose que vous cherchez. On cherche le poids et la qualité, je dirais plus la qualité que le poids, mais effectivement, c'est intéressant là sur le rendement de l'auroise, on est presque sur 2 kg sur certaines toisons, voilà. Alors que sur une tarasconnaise, une laconne, on va être sur... je les traite pas trop, donc c'est pas, mais je crois que c'est moins d'1,5 kg. Voilà. Donc alors les lourdaises, les barégeoises, voilà, ce sont des races laineuses, contrairement à d'autres, comme on vient de le citer, dans la tarasconnaise. Alors tu parlais justement aussi de ce qu'on était obligé de jeter sur la peinture, tout ça. Il faut expliquer pourquoi on a aussi ces peintures sur les brebis. Donc il faut se rappeler qu'on est sur des races transhumantes, donc qui partent en estive, souvent sur des estives collectives où les troupeaux sont mélangés. Donc le marquage des toisons, on voit là DC, c'est la marque de l'éleveur. Parce que quand on redescend d'estive, qu'il faut retrier les troupeaux, c'est au moins à l'œil, on voit rapidement quelles sont les brebis et à qui elles sont. Voilà, donc c'est effectivement, même si c'est une contrainte derrière pour vous, laigner avec du déchet, etc., c'est vrai que dans la pratique et dans l'élevage, nous, ça nous permet de repérer effectivement les brebis, notamment dans le cadre de la transhumance. Bien sûr, et d'ailleurs, il n'y a pas de solution aujourd'hui. C'est que voilà, le constat, c'est que on n'a pas trouvé mieux, mais le constat, c'est que nous, sur une toison, on a à peu près 30% de pertes, voilà, sur ce qu'on va écarter. Pour vous donner un peu les rendements, pour comprendre aussi pourquoi finalement la laine et des produits en laine coûtent assez cher quand on est sur des produits français, c'est qu'on a beaucoup de pertes à chaque étape de la transformation. Déjà, la fibre de laine, c'est la fibre qui demande le plus de transformation par rapport à d'autres fibres comme le chanvre, le lin ou évidemment tout ce qui est synthétique. Mais pour vous dire les rendements, c'est qu'on va perdre à peu près 30% au tri. Ensuite, on va perdre entre 35 et 65% du volume au lavage. Donc après, je vous laisse faire vos petits calculs sur 1 kg. Et ensuite, si on va en peignage, en cardage, souvent on perd en semi-industriel jusqu'à 15%. Donc en fait, il ne reste pas grand-chose sur ce qu'on a eu à la base. Donc c'est là où on doit travailler sur les volumes et avec justement les fabricants sur des volumes pour avoir des marges suffisantes et pouvoir dégager un peu de bénéfices. Et en fait, effectivement, c'est le grand drame de la filière lainière française, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des éleveurs pour qui la laine, c'est un déchet, on ne le valorise plus puisque la laine est quasiment plus payée. Et donc, les éleveurs ne prennent pas soin non plus d'avoir des animaux qui ont une bonne qualité de laine. À partir du moment où c'est un déchet, on ne va pas prendre soin Et comme on dit, une laine au départ où il y a beaucoup de déchets, peu de matière, etc., ça coûte cher à l'intermédiaire, donc forcément à l'arrivée, c'est beaucoup plus cher. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut bien, si on veut une production lainière française à l'arrivée, il faut que les produits transformés en laine française soient très chers au bout pour pouvoir rémunérer les éleveurs sur la laine pour qu'ils fassent un effort de qualité, quoi. Et là, c'est toute une chaîne à reconstruire. Exactement, c'est l'importance aussi d'impliquer les éleveurs dans la démarche, et c'est ce qu'on fait nous avec notre groupement.
depuis 6 ans, où on a une cinquantaine d'éleveurs aujourd'hui. On collecte 17 tonnes, en tout cas c'est ce qu'on a collecté cette année sur les races rustiques Pyrénées centrales. Et donc il est important qu'on explique nous nos problématiques en transformation, comme on parlait du rendement, mais aussi de comprendre celles des éleveurs, puisque moi je viens du milieu du textile et donc j'apprends avec eux le milieu agricole. Je crois qu'on doit passer... Ouais. Qu'est-ce qui se passe du côté du parage? Voyons, où est-ce qu'on en est? Les élèves ont bien avancé. Jean-François, monsieur Léris, un petit mot. Donc ici on est sur les épreuves des Olympiades, donc on est en parallèle, si vous voulez, on devait faire ça à l'extérieur, mais au vu de la météo on a décidé de rapatrier l'épreuve ici. Donc l'épreuve des Olympiades, en fait on est sur l'épreuve du parage des onglons, donc la taille des onglons comme pour nous les ongles. Si vous voulez, les animaux ont une usure naturelle de faire des déplacements, mais des fois il faut intervenir parce qu'ils ont un excès de cornes qui peut les blesser, voire si ça se dégrade, avoir des boiteries. Donc par rapport à ça on fait une taille des onglons. Donc ce matin les participants, je tiens à rappeler, on avait des participants de l'établissement de Saint-Gaudens, de Pau-Montardon, de Hauzeville et de Auch. Voilà. Et ces participants, si vous voulez, ont fait réaliser différentes épreuves. Le choix génétique d'un mâle reproducteur, d'un bélier. Ils avaient une épreuve concernant l'évaluation des notes d'état corporel des brebis en fonction du stade physiologique. Ils avaient une épreuve de manipulation, ils avaient des épreuves de théorique sur la filière. Et donc là on finit les différentes épreuves par l'épreuve de parage. Et après on aura les résultats entre 15h15 et 15h30 pour voir quels sont les finalistes par rapport à tout ça. Donc là vous l'avez vu, après le poste manucure, on revient au poste coiffure. Et là ce coup-ci on est en train de tondre une brebis de race tarasconnaise. Et là donc c'est Emery qui va en profiter pour la présenter. Alors tout à l'heure on était sur l'Or et Campan, Vallée d'Or, race à petits effectifs, menacée d'abandon pour l'agriculture. La brebis tarasconnaise, je dirais, c'est la brebis principale sur les Pyrénées centrales. De la zone qui va des Hautes-Pyrénées jusqu'à l'Ariège. Voilà, c'est le cœur de zone de la race tarasconnaise. Et comme son nom l'indique, tarasconnaise, donc Tarascon sur Ariège. Voilà, donc c'est la race de Tarascon sur Ariège. C'est de là-bas qu'est son origine. Et on est sur une brebis aujourd'hui qui compte à peu près 120 000 brebis sur le massif des Pyrénées. On en trouve un petit peu dans les Cévennes par tradition. C'est aujourd'hui une brebis qui est sélectionnée pour ses aptitudes à produire des agneaux, bien évidemment. On est sur des races allaitantes. C'est une brebis qu'on va aussi sélectionner pour, je dirais, être dans des systèmes d'exploitation qui pratiquent la transhumance. Donc c'est une race transhumante. Et donc sur cette base-là, on a une brebis qui est sélectionnée pour ça. Et donc quand on va regarder la brebis, déjà c'est une brebis donc, blanche, vous voyez la toison blanche, c'est quelque chose qu'on recherche, qui est cornue chez les mâles et chez les femelles, les deux. Parce qu'on a des races qui ont des cornes chez les mâles, pas chez les femelles. On a des races qui n'ont pas de cornes ni chez les mâles ni chez les femelles. Bon, là, on est sur une race qui est cornue dans les deux sexes. Et on cherche des cornes en spirale comme ça, un petit peu allongées. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une tête qui est découverte de laine, blanche, avec un poil blanc. Et un muséo qui est légèrement cassé là. Vous avez vu, on a un peu le nez cassé, c'est ce qu'on appelle le chanfrein, le nez qui est busqué, cassé. Voilà, chanfrein, busqué.
Et puis ensuite, on va regarder la taille de la brebis, les aplombs, les membres, ils sont assez fins, mais voilà, c'est une bonne montagnarde, une bonne marcheuse. Il faut, parce que quand il faut crapahuter dans les estifs pour aller chercher l'herbe ou l'eau, ben voilà, on cherche des animaux qui sont rustiques, qui ont de bons aplombs, des membres fins, mais suffisamment forts. Voilà, et puis au niveau de la laine, comme on l'a vu, le roise est bien lainé, la tarasconnaise l'est un peu moins, c'est-à-dire qu'on va chercher moins qu'elle ait de la laine sur le dessus, mais vous voyez, dès qu'on passe sur le ventre, on passe plus sur du poil que sur de la laine, c'est une des caractéristiques. Alors c'est je dirais en exploitation, c'est une brebis qui est très maternelle, donc qui élève bien ses agneaux, qui désaisonne facilement, c'est-à-dire qui est capable de produire des agneaux toute l'année, et puis qui a de bonnes capacités laitières. Par contre, comme on est sur une race rustique, eh ben, c'est une brebis qui est d'un standard un peu moyen, enfin d'une taille et d'un poids assez faible finalement par rapport à d'autres races. Et donc vous voyez notamment sur les agneaux en général on cherche du gigot, et là le gigot il n'y en a pas trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer et répondre à la demande des bouchers et puis du consommateur? C'est qu'en général sur des produits viande, et notamment sur le label rouge qui est la filière de valorisation, le label rouge sélection des bergers, on va utiliser des béliers de croisement terminal, c'est-à-dire qu'on va prendre des béliers bouchés, je dirais un peu bodybuildés pour ceux qui connaissent. On peut parler du berrichon du Cher, c'est vraiment des belles bêtes qui font deux fois la taille de ces brebis-là, et puis on va les croiser avec des brebis de race tarasconnaise. Et comme ça, l'agneau qui est croisé, il profite à la fois de la capacité maternelle de la mère, puisque nous, on a des brebis qui sont très maternelles, et puis des aptitudes bouchères de son père, ce qui fait que ça fait des beaux agneaux de qualité. Puis là, on a une deuxième filière de valorisation qui est l'IGP agneau des Pyrénées, donc une indication géographique protégée, où là on travaille plutôt en race pure, c'est-à-dire que c'est des agneaux de ces des races pyrénéennes qui sont utilisées en race pure ou en croisement avec la montagne noire. La montagne noire, elle est présente dans les cases, là elle n'est pas sur le ring, mais qui permet effectivement de produire de l'agneau des Pyrénées IGP. Voilà, indication géographique protégée. Je pense que j'en ai dit assez. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je suis prêt à y répondre. S'il y a une question ou deux, moi je suis prêt à y répondre. Voilà, levez la main, il n'y a pas de souci, on viendra vous chercher. C'est bon? Allez, à savoir qu'on a un deuxième micro éventuellement pour répondre aux questions de notre ami Émeric. Se fera un plaisir de vous répondre. C'est bon pour vous? Pour le moment, c'est bon. Bon, ben on va passer où, Aurélien? On va en profiter pour aller voir juste le tondeur qui exerce depuis tout à l'heure, donc il s'appelle Thibaut. Il vient de l'Ariège, c'est quelqu'un qui tonde depuis 5 ans déjà. 5 années, 5 saisons de tonte, c'est ça. Et vous voyez la qualité de son travail, il a fait quelques toutes petites blessures. Il le disait tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un coup de rasoir quand on se taille la barbe. De suite, on a procédé à l'application d'un coup de bombe d'antiseptique. Voilà. Est-ce que Thibaut, tu veux nous dire 2 mots sur ton métier, sur ton activité? Voilà, j'en ai dit un petit peu, mais si tu veux en dire un peu plus, voilà, tu peux te présenter. Bonjour. C'est un métier qui peut paraître un peu difficile, mais en fait, ça va. Il faut faire des saisons complètes en fait pour apprendre à tondre, être prêt à faire des bornes et à tondre quoi. Ça se passe souvent plus au printemps, après il y a des saisons d'automne, ça peut se faire en hiver, ça se fait un peu tout le temps en France. Mais la grosse saison c'est quand même plutôt au printemps. Voilà. Après la tonte elle est très différente d'une race à une autre, il y a beaucoup de particularités en fonction de l'épaisseur de la peau qui va jouer sur la tenue de la poignée, il y a pas mal de choses, la laine aussi, il y a une contention différente en fonction du physique de la bête. Enfin,
Voilà, mais ça fait partie d'un tout en fait. On a tendance à l'oublier en France parce que la laine n'est pas trop valorisée. Il y a des petites filières qui se remontent, mais c'est chouette de voir que ça peut être valorisé. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est une récolte, la laine, la tonte. Une petite question, Thibaut. Dans ton métier, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense que ouais, c'est les 2 premières années sur le physique, avant d'apprendre la technique. C'est de faire des journées complètes, de se lever le lendemain matin et de faire ça tous les jours, pendant 2 ou 3 mois entiers, quoi. Donc, vous l'avez bien vu, quand il travaille, c'est en fait comme une danse avec la brebis, puisqu'en fait il faut qu'elle soit maintenue immobilisée et à la fois que la position soit acceptable pour l'animal, pas trop douloureuse pour le tondeur qui va être souvent baissé sur l'animal. Donc c'est vrai que c'est souvent le dos qui a tendance à charger, les lombaires. Et après les cuisses où tu les manipules pour... voilà. Ah ouais, c'est ça que je voulais appuyer là-dessus. Ok, on vous laisse continuer? Allez, super, on continue. Merci. Ouais. Et on revient vers Sarah qui va nous présenter les différents intervenants de la filière laine. Tout à fait. Avant de les présenter, juste les critères de qualité de la fibre de laine, ce qu'on va regarder. Donc 2 grands critères, la longueur de fibre et la finesse. Donc il faut quand même savoir que nous, en France, on va dire une grande majorité de nos races sont dites grossières. En tout cas, on est sur donc une unité de mesure sur la fibre de laine, c'est le micronage, et donc on est sur des micronages assez élevés, ce qui n'est pas bon signe. Habituellement, voilà, pour être sur un mérinos ultra fin, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est pull, on va être en dessous de 20 microns. Donc plus c'est bas, plus c'est fin, donc plus ça intéresse en filature et dans la transformation du textile. Nous, pour avoir une idée, c'est que sur une oroise qui fait partie qui est la plus fine, en tout cas dans les derniers tests des Pyrénées, on est autour de 28 microns, donc bien loin du mérinos qui est à 19, 20 microns. Et après, on monte sur tout ce qui est en Nouvelle-Aquitaine, sur les manèges, dans des races plutôt laitières, là, avec ces longues mèches, on peut monter à 33, 34 microns. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en faire. Ça veut dire qu'on doit trouver des débouchés ou qu'on doit trouver les bonnes applications pour chaque laine. On est plusieurs acteurs dans le sud-ouest et même à l'échelle de la France où on essaye justement de trouver ces débouchés, ces nouveaux débouchés où on teste ces laines. Par exemple, je parlais de la manèche. La manèche, elle a fait très longtemps de très beaux tapis et c'est une activité qui reprend à l'image de laine paysanne sur l'Ariège qui retravaille cette race dans le tapis traditionnel. Voilà, donc nous sur l'oroise, voilà, on arrive à la travailler dans le textile parce que, encore une fois, plus de finesse, mais aussi on va regarder la longueur de fibre, je disais. Donc ça va permettre en transformation au niveau de la filature de pouvoir faire une étape qui est assez clé pour avoir un fil qui va être le plus doux possible. Et ça, c'est ce qu'on recherche, la douceur. On a un stand à côté et là, on vous voit tous faire. La première chose, c'est que vous caressez tous nos produits parce que vous avez peur que ça gratte. Donc on sait l'image de la laine des Pyrénées. Et donc voilà, soit on va pouvoir justement, grâce au peignage, arriver à enlever toutes les fibres courtes, tout ce qui va justement gratter une fois que vous allez porter le pull. Voilà, sinon il existe des après, ça on appelle, donc ça veut dire c'est les finitions qu'on fait sur un produit pour pouvoir l'adoucir un peu, mais bon, il y a des limites. Et ce qu'on fait aussi régulièrement dans le textile, c'est qu'on va travailler sur les mélanges, c'est-à-dire qu'on va travailler la laine avec d'autres fibres qui vont permettre d'adoucir et de plaire plus aux consommateurs. Derrière moi, donc ça bosse depuis tout à l'heure. J'arrive, Rosemary. Et ouais, c'est ce qu'on voit, Sarah. Eh ouais. Ah, ça bosse pas mal. Revenu. Alors. Ah oui, je vous ai laissé parler, j'ai remarqué que vous saviez faire le métier. Ah, donc mais y a non, pas de mais problème. viens. Allez, vas-y. Allez. Donc là, Rosemary, qui file au rouet. Je te laisse parler, je te laisse te présenter un peu. Oui, alors là, je suis en train... Tu me le tiens?
Ouais. Je suis en train de transformer la laine en fil de laine, et c'est le rouet qui va me faire la torsion sur les fibres pour que mon fil soit costaud et tienne. Alors il faut savoir quand même que il va me falloir 2 bobines pour ensuite pouvoir finir mon brin de laine, car un brin de laine a au moins mon fil de laine aura au moins 2 brins, voilà, pour qu'il soit plus costaud, plus souple. La petite question, comment s'appelle cet appareil avec lequel vous travaillez là exactement? Alors là c'est un rouet. C'est le rouet. C'est le d'accord. rouet, oui. Donc à chaque fois que vous appuyez, ça fait tourner. Si vous n'appuyez pas, pour le coup, ça ne tire pas la laine. Oui, ça ne le fait pas c'est ça. tourner. Voilà. Alors le rouet fait la torsion sur la laine, et la fileuse ou le fileur donne la laine pour faire l'épaisseur du fil et retient pour que le rouet ait le temps de faire la torsion correctement. Très bien. Alors là, on a un exemple typique, c'est que a priori la laine, c'est la fin du morceau. Comment vous allez réassocier? Alors il n'y a pas de boule, il n'y a pas de fin. D'accord. Mais là, voilà, j'ai lâché les fibres, donc du coup, elles sont plus liées entre elles. Elles sont plus liées entre et avec elles, une d'accord. main, je n'y arrive pas. Voilà. Et donc je vais remettre les fibres les unes sur les autres. Très bien. Je vais actionner le rouet, pardon. Et c'est le rouet, voilà, si vous étiez plus près, vous verriez la torsion du fil. Et voilà, ça va repartir. Très bien. Pour expliquer juste au niveau de la structuration de la fibre, encore une fois, c'est qu'en fait, la fibre de laine, ce sont des écailles, donc elles s'accrochent très bien les unes aux autres. Et donc c'est vraiment une fibre qu'on peut feutrer très facilement aussi, et donc c'est ça aussi, c'est la technique de voilà, qu'elle s'accroche par ces petites écailles, et c'est comme ça qu'on arrive à filer. Dans tout, là, on est sur une démonstration artisanale. Est-ce que tu peux nous dire un pull, tu le fais à peu près en combien de temps, tu le sais ou pas? La question piège. Oui, il a l'air d'y avoir pas mal d'heures alors. Ouais, Ouais. bon. Voilà, mais en tout cas, ça. Ouais, Porte le micro. 3 hein. heures. Donc Ouais, une 3 heures. bobine, 3 heures. Voilà, pour faire. À 3 heures pour faire une bobine comme celle-ci? Et Ah oui. oui, en effet. Ouais, ouais. Donc en industriel, on est sur les techniques, donc en fait c'est comme s'il y avait plein de rouets différents. Donc nous sur la laine, quand on travaille sur du 100%, on va souvent travailler sur des retors, donc on va retordre les fils pour avoir plus de solidité. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France il nous reste plus beaucoup d'industriels, et les industriels qui nous restent, ou semi-industriels, ou même micro-structures de filature, tisserands et autres fabricants. Donc ils ont plus vraiment il y en a beaucoup qui ont perdu les savoir-faire. Donc c'est compliqué pour eux de transformer, de travailler le 100% laine. Ça on le constate nous depuis 6 ans. On travaille avec une trentaine de fabricants. Donc voilà, donc on va être obligé de retordre plusieurs fois le fil. Donc, et du coup on a du mal à atteindre une certaine finesse de fil. Voilà, donc il y a des efforts à faire, bien évidemment, et plus on s'intéressera à la filière, plus on la travaillera, et mieux on arrivera à la travailler. Donc après la filature, Oui, on passe vas-y, à vas-y. l'étape suivante, donc le tricotage. Le Allez. tricotage. Juste avant la filature, vous avez nettoyé la laine au préalable Tout ou à pas? fait, on a complètement zappé cette étape, je me suis jetée Non, sur mais Rosemary. au contraire, au contraire. Alors, Alors, avance-toi quand même un petit peu, parce que je pense qu'avec l'enceinte, tu Ah. risques d'accrocher avec le micro. c'est bon? Ouais, ouais, vas-y. Ok. Donc le lavage. Donc le lavage, c'est une étape importante donc pour hygiéniser. L'hygiénisation, c'est un gros mot, mais en fait, il est très important dans la laine, puisque quand elle est à l'état encore donc brut, donc comme on peut le voir sur la table, c'est un produit agricole. Donc ça veut dire qu'il est réglementé et qu'on ne peut pas nous le transformer en industrie tant qu'il n'a pas été lavé pour devenir donc un produit textile. Donc on va directement l'envoyer chez soit quand on est à échelle, nous, sur plusieurs tonnages, chez un laveur qui ne fait que ça, qui va utiliser une machine qui s'appelle le Léviathan. Donc ça, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc des grosses machines qui travaillent en continu, et donc la laine va passer dans plusieurs bacs consécutifs, donc 5 bacs exactement, donc 3 qui vont être pour le nettoyage et les 2 autres de rinçage.
On n'utilise pas grand-chose, c'est très écologique la laine. On est sur du bicarbonate de soude, on est en bio en France. Et il faut savoir qu'il reste un seul laveur en France, en semi-industriel. Vous avez dû en entendre parler peut-être d'autres laveurs comme la filature de Nio, qui sont des microstructures. Mais à échelle semi-industrielle, il nous reste malheureusement plus qu'un seul laveur. Voilà. Lavage, c'est bon. Lavage, c'est bon. Oui, vous avez compris. 5 passages dans l'eau. Donc l'eau avec 3 passages avec le bicarbonate de soude et Ouais. ensuite 2 eaux de rinçage. C'est Voilà. bien ça. Et après, séchage. Oui, un peu. On Le notera. séchage est très important. Ouais. Une laine mal séchée, et même à l'état brut, c'est pour ça aussi qu'on le dit aux éleveurs, une laine qui est humide détériore la fibre. Donc après, on a des colorations aussi qu'on n'aime pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tondre avec des brebis humides. Quand c'est possible. Et pareil, quand elle est lavée, elle est encore plus fragile puisqu'elle n'a plus son suinte, donc ce gras qu'on retrouve sur la brebis. Et donc, il faut vraiment la traiter et la sécher derrière. D'accord. Bon, une fois qu'on a travaillé la laine et qu'on l'a tissée comme ça, pour le coup, on va en faire des pulls ou des écharpes. Tout à fait. Donc là, on est avec du fil, on peut tricoter, on peut tisser. Là, on a les deux. Ah, t'es attaqué Donc par les on mouches. commence par le tricotage. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais et est-ce que c'est facile de tricoter la laine? Une écharpe. Voilà, une écharpe. Et je tricote la laine sur les fileuses et je fais tout, des doudous, des bonnets, de tout quoi. Donc si vous voulez aller voir les créations de ces artisanes, c'est juste à côté, c'est là où il y a écrit filière laine, donc je vous invite à aller voir ces beaux métiers. Tissage. Le tissage. Allez. Hop, c'est parti, bonjour. Là, je fais du tissage sur table, avec un métier à tisser sur table. Donc après le travail du filage, je vais mettre en place ce qu'on appelle le fil de chaîne. Et avec une navette, je vais aller de gauche à droite et c'est ça qui va créer le tissage. D'accord, ouais, tu passes en fait au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, c'est un petit peu ça. Ah oui, non, d'accord. Je passe entre mes fils de chaîne. L'appareil que tu utilises, Avec la effectivement, t'ouvre en quelque sorte les deux fils de façon à ce que tu n'aies plus qu'à passer entre. Oui, en fait, ça vient reproduire. Aujourd'hui, on connaît les machines mécaniques. Oui. Mais quand c'est pas mécanique, justement, le travail de tassage, c'est moi qui vais le faire avec le peigne à tasser. D'accord, c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé ton fil, tu Voilà, amènes le je viens peigne tasser. pour tasser effectivement les fibres les unes avec les autres. Et au fur et à mesure, c'est ça qui va créer le tissu. Waouh, ah oui, effectivement. Là, à peu près combien de temps pour réaliser ça? Ça, c'est une écharpe que tu es en train de faire? Oui, que sur ce temps-là, j'ai déjà mis 3 heures. Déjà 3 heures juste pour faire une écharpe Parce qu'il y a de le 20 travail cm. de fil de chaîne qui est différent. On imagine Voilà. bien, on imagine bien. Changer de couleur. Si c'est que de l'uni, ça met 5 heures minimum. Ah, 5 heures minimum, vous comprenez mieux? Vous allez pouvoir les voir ici, les Et produits finis. On est l'association Le Fil du Rouet. Alors, vas-y, répète le nom de On est l'association. l'association Le Fil du Rouet. Le fil du rouet. Et donc du coup, on fait différents ouvrages à partir de la laine filée. En partant du coup de la matière brute, donc de la tonte, Oui. le tri de la laine qu'on va récupérer. Nous, contrairement à comme on n'est pas en gros, Oui. on n'a pas besoin de laver tout de suite la laine. On peut la travailler brute Très ou bien. la tremper avant. Ça va dépendre. D'accord, t'es pas obligé de la nettoyer avant de la travailler. Dans notre situation à nous. Après, bien. dans d'autres situations, on est obligé de la laver avant. Eh oui, forcément. Bon, c'est intéressant tout ça. Alors, une fois qu'on est passé c'est le tissage, pardon. Oui. On passe ici même à un autre atelier. Non, c'est deux travails différents. D'accord. En fait, soit on file la laine, soit on décide de faire du feutre. Et là, du coup, il n'y a pas d'étape de filature. On passe sur une étape après le lavage qui s'appelle le cardage. Donc, on obtient une nappe. Donc, c'est un peu ce qu'on... Beaucoup doivent connaître les nappes cardées dans les matelas. Voilà, ces espèces de nappes où on enchevêtre aussi les fibres entre elles. Mais voilà, on n'est pas du tout sur une étape de filature ou de torsion.
mais plutôt comme des gros peignes. Faut penser cardage, ça vient de cardon, donc de chardon. Donc voilà, donc ce qui permet de paralléliser les fibres aussi et de les fixer entre elles. Donc là, on a le travail de Florence, qui est donc feutrière, artisane, et donc sur la méthode savonneuse. Je te laisse expliquer ton travail. Tiens, je vais même te prendre le micro. Ok, merci. Ouais, je t'en prie. Alors mon travail, il se fait en phase humide, mouillée. Donc c'est pas forcément tout à fait compatible si je vais leur mouiller leurs affaires aux voisines qui font du filage ou du tissage, elles vont pas être très très contentes. Ouais. Moi je prends la nappe qui est déjà cardée et je vais aller chercher toutes les microfibres qui se trouvent dedans et je vais croiser la pose des fibres comme si je faisais un tissage, mais sauf que je m'embête pas à aller les mettre les unes au-dessus des autres. Je les mets toutes au-dessus les unes des autres et je vais aller frotter tout doucement avec de l'eau savonneuse. L'eau savonneuse, elle va sortir les écailles de la laine et puis ça va les accrocher. Et au départ, j'y vais tendrement avec des petites caresses, je lui dis des mots d'amour parce qu'elle est très fragile et ensuite elle va rétrécir. Là, j'ai un gant, il se tient, mais en fait, si je le mouille et que je le déchire, il va partir et il fait 2 fois la taille de ma main, alors que à la fin, quand il aura fini de feutrer, il aura juste la taille de ma main. Donc le feutrage, c'est d'abord de la pose, de la conception de patronage, etc. Et puis après, c'est calculer la réduction et finir par un produit fini qui va être beaucoup plus resserré. Et du coup, à la fin, autant je lui ai dit des mots d'amour au début à Malène, autant à la fin, j'y vais, je la soulève, je la frappe, je la malaxe comme une pâte à pain pour qu'elle se resserre vraiment et qu'on arrive au produit fini. J'espère qu'il n'y a que la laine que tu traites comme ça. Hein, parce que... Non, dans mon mariage, c'est pareil. Ça commençait tout doux. Et non, voilà. Mais, et maintenant, et du coup, avec ça, le feutre, c'est connu pour faire des matières qui sont très rustiques, épaisses, pour la cape du berger, etc. Mais on peut aussi faire des choses qui sont très très fines. Et avec la laine d'Oroise Campan, par exemple, je laisse Sarah se débrouiller avec le cardage, le lavage, etc. Ouais. Et moi, je fais du feutre, je fais des gants en feutre de laine des Pyrénées, je le mélange avec de l'alpaga, on peut faire des lampes, je fais des soutiens-gorge et des vestes. Ah, carrément, des soutiens-gorge également. Voilà, je peux prendre vos mensurations si vous voulez tout à l'heure. Oui, pour mon épouse éventuellement, mais moi ça m'ira. Ok. Voilà le métier de feutrière. Ce que je voulais dire sur le tri aussi, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est pas un métier en fait. Alors que si vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est un métier, vous pouvez avoir jusqu'à 6 bacs, où on trie la longueur, l'épaisseur, etc. Puisque la même brebis, il y a des endroits où c'est plus court, et où on valorise tous les niveaux de matière. Et du coup, si la filière française doit se développer, il va y avoir besoin de gens qui sachent trier. Aujourd'hui, les gens qui savent trier, ils sont quasiment tous bénévoles, ou alors ils sont petits artisans et ils revendent leur propre laine, comme on fait avec Sarah. Et voilà. Donc ça va être un métier qui devrait être amené à exister. Donc voilà, j'appelle la filière agricole à venir jouer avec nous. À jouer avec vous. Il y a une petite chose dont tu nous faisais part hier, c'est que comme tu manipules la laine de manière assez régulière, tu as le visage qui s'adoucit lorsque tu te frottes le visage. Je suis de toute beauté. C'est ça. Non, alors mon secret de jeunesse, c'est que en fait, la laine, quand on la trie, et puis quand on est dans la laine brute, moi des fois j'utilise de la laine lavée, cardée, mais des fois j'utilise de la laine brute aussi. Elle a du suinte. Ce suinte, il se met sur les mains. Mes mains, elles sont super douces. Tout à l'heure, j'avais les mains sales mais douces. Je les ai juste frottées et mises dans l'eau, et c'est comme si j'y passais du savon. Et en fait, c'est mieux que du savon. Dedans, il y a de la lanoline. Et c'est un produit qu'on met dans les produits de beauté de base. Et du coup, quand je passe la journée à trier, que je transpire, que je me frotte le visage et tout, le soir, j'ai la peau éclatante. Voilà, comme si tu n'avais pas travaillé, quoi. Comme si le visage, il n'y avait même plus besoin de prendre de douche. Voilà, comme si j'étais Cléopâtre, reine de beauté. Et voilà, t'as vu un peu toutes les petites combines qu'on apprend là, comme ça. Et puis à côté de ça, eh bien, on a quelqu'un qui nous fait, alors, comme tu le disais hier, la soupe à l'oignon. Mais tu vas nous expliquer exactement ce que tu es en train de faire, puisque tu fais cuire de l'oignon là. Oui, alors l'oignon, en fait, c'est anecdotique, c'est pour le clin d'œil, puisque tout le monde a des pelures d'oignon dans sa cuisine. À un moment donné, donc nous, on intervient en teinture
pour donner de la couleur à la laine ou à d'autres textiles. Et on peut intervenir à différentes étapes. Ça peut être à partir du moment où la laine est lavée, qu'elle soit juste sous cette forme-là, juste cardée comme manipule Florence en ce moment, ou bien au niveau du fil, ou bien au niveau d'un produit fini. On intervient pour rajouter de la couleur dessus et on travaille sur les couleurs naturelles, c'est-à-dire essentiellement végétales, qui sont une alternative aux produits de pétrochimie et qui peuvent utiliser et valoriser ce qu'on considère comme des déchets. Donc les pelures d'oignon, c'est un clin d'œil, mais nous avons aussi par exemple ici une veste qui a été colorée avec des bogues de châtaigne. On peut utiliser un grand nombre de plantes. C'est selon le même principe, c'est-à-dire les bogues de châtaigne, tu les mets à bouillir également, c'est pareil? Alors il y a un grand nombre de procédés possibles, Ah, ça d'accord. dépend de la plante qu'on utilise, ça dépend de la fibre qu'on va teindre. Oui. Et nous on travaille, là on est sur le secteur du Béarn, sur Pau et Oloron-Seine-Paris, sur la revalorisation de la teinture, mais pour essayer de passer à une échelle un peu plus importante que la marmite dans la cuisine. Donc là j'ai amené une petite casserole, mais sinon Oui, il y c'est ce a qu'on a vu. des cuves de 400 litres. Ah oui, c'est pas d'accord. très Ah oui. facile à transporter. Quand même. Voilà, donc on peut arriver à trouver des très belles couleurs dans la nature, dans des plantes, des fleurs, des écorces, des feuilles qui sont pas du tout valorisées, qui sont jetées. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je sens qu'il va y avoir plein de monde qui va garder ses épluchures demain. Ils vont toutes t'amener des épluchures en disant tenez, écoutez. Alors il y a Pas mal de couleurs. des couleurs plus ou moins solides, donc on essaye de trouver les couleurs les plus solides, les procédés aussi, maintenant qui sont les moins gourmands en eau et en énergie, pour Oui. pouvoir embellir tous ces tissus à différents stades. Bon, c'est très intéressant en attendant. Merci beaucoup. Sarah, tu vas reprendre le micro. Oui. Est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir un défilé là cet après-midi ou tu Pas vas... du tout. Non, Non, bon, le c'était défilé il hier. est déjà à ton stand. Et oui, non, par contre, oui, pour tous ceux qui sont intéressés par la filière hein, et qui ont envie de découvrir notre travail, donc le stand qui est juste à ma gauche sur la filière laine, donc qui présente tous les artisans que vous venez de voir. Et nous, on est en face, de l'autre côté des Auvins, donc Maria Maison Isard. Voilà, et vous pouvez voir un peu notre travail donc sur le mannequin. Donc nous, on travaille sur une échelle un peu plus importante. Donc on fait quelques milliers de pièces par an et quelques kilomètres de tissu. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de vendre et de faire acheter surtout aux marques françaises de la laine pyrénéenne. Donc on leur propose des tissus. On développe des tricots pour eux. Et là, vous avez un exemple de veste qui est faite en chanvre d'Occitanie et en laine de race lourdaise. Avec le travail aussi d'Elisabeth sur la partie teinture. Sinon, on est en couleur naturelle. Et pour revenir par rapport au travail sur les teintures végétales, on est loin encore de le faire à échelle industrielle. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'acteur industriel. Il y en a un, mais qui est quand même pas vraiment industriel. Simplement parce qu'on a encore du mal à stabiliser. Mais en tout cas, l'association d'Elisabeth, on arrive à travailler quand même sur des volumes. Et donc ça va vraiment être produit sur plusieurs dizaines de pièces. Donc on arrive quand même à faire des petites séries en garantissant une teinture qui est complètement naturelle. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est très très bien. C'est très très bien pour notre part. On en a profité, hein, puisque là vous étiez en animation. On avait déjà une animation comme celle-ci hier. Et là on se retrouve avec notre ami Jean-François, puisque nous sommes depuis ce matin dans les Olympiades. Il se trouve que normalement tu aurais dû être dans un autre endroit, mais au regard du temps, on a rapatrié un petit peu toutes tes équipes ici. Donc tu vas nous réexpliquer très rapidement ce pourquoi vous êtes ici en Olympiade et pourquoi il y a quelles sont les épreuves à parcourir ici. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc ici vous avez les Olympiades, le concours de jeunes bergers, donc qui s'est déroulé depuis ce matin 9h. Et on a différentes épreuves théoriques et pratiques qui permettent justement d'évaluer un petit peu le savoir-faire que doit connaître un éleveur ovin. Donc là, ce sont des élèves de l'établissement de Saint-Gaudens, de Pau-Montardon, de Hauzeville et de Auch qui sont présents aujourd'hui, qui participent à ces épreuves-là. Donc les épreuves théoriques, c'est la connaissance un petit peu sur la connaissance de la filière et de la technique. On avait un quiz qui concernait aussi les races, la reconnaissance de races. On avait aussi, par rapport à ça, sur les épreuves pratiques, là. Donc vous en avez une ici, je finirai tout à l'heure par le parage. Donc ça veut dire le choix d'un mâle reproducteur d'un bélier.
Donc là, avec le choix sur papier et le choix physique. À quoi on va pouvoir le reconnaître justement dans les aspects physiques? Alors, on a deux choses. C'est que quand on veut faire évoluer le progrès génétique au sein de son troupeau, on regarde déjà sur papier. D'accord. Et après, on confirme sur le visuel. Parce que on peut améliorer, si vous voulez, principalement la production laitière des descendants. On peut améliorer aussi ce qu'on appelle la prolificité, donc c'est la capacité de l'animal à faire plusieurs agneaux. Donc ces deux critères-là qui sont majeurs, on fait toujours en fonction des parents et des grands-parents, on peut connaître déjà l'amélioration génétique, puisque le potentiel génétique se transmet de génération en génération. Oui, d'accord. Voilà. C'est là où tu vois sur le papier de toute façon la généalogie. Donc on a déjà ce potentiel génétique et à partir de là, on peut le confirmer d'un point de vue visuel. Est-ce que les aptitudes que l'on recherche en fonction des races correspondent bien à ce qu'on va retrouver sur papier? Voilà. Donc ça, c'est sur l'épreuve génétique. Donc ça, c'était essentiellement, on le fait sur la voie mâle, là, l'épreuve, puisque je tiens à le souligner que concernant l'élevage ovin, il faut un mâle, un bélier pour 30 à 50 femelles. Ah, non, c'est chez les béliers, monsieur. Hein. Un bélier pour 30 à 50 femelles. Voilà. Comme disait Jean-François, voilà. Ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était sur l'épreuve génétique, donc d'où l'importance de ce critère de choix. Après on continue dans l'évolution du projet. On avait les notes d'état corporel. On mesure l'état d'engraissement des animaux sur leur dos, tout simplement. On va mesurer un petit peu à ce niveau-là l'état d'engraissement de l'animal. Ça veut dire qu'au moment de la reproduction, l'animal doit être en reprise de poids. Et au moment de la fin de la gestation, juste avant la mise bas, il doit atteindre une note de 3 d'engraissement, qui est une grille de 1 à 5, pour vous donner un ordre d'idée. S'il en a trop de gras, qu'est-ce que ça occasionne? Alors, si l'animal est trop gras, on a des difficultés au niveau de la mise basse. Ça veut dire que le gras se met au niveau de la croupe et tout autour, évidemment, de la sortie de l'expulsion. Et donc, ça va être plus difficile pour la brebis d'expulser son agneau. D'accord. Voilà. Donc, c'est également ne pas prendre le risque de perdre la brebis. Oui, alors c'est surtout que si c'est douloureux, ça peut prendre du temps. Hein. L'expulsion de l'agneau peut prendre du temps. Et donc là, on peut avoir aussi des risques de mortalité ou de ce qu'on appelle des agneaux qui sont trop mous à la naissance et pas suffisamment de vigueur au démarrage. Voilà. On a autre chose aussi, c'est que si un animal est trop gras, ça peut pénaliser aussi la production laitière de l'animal. D'accord. Donc voilà. Et donc forcément, ça pallie à la nourriture de l'agneau, encore une fois. Donc ça veut dire que si on a une production qui est moindre, l'agneau aura moins sa tétée et donc du coup, sa croissance sera peut-être diminuée. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est d'où l'importance de connaître la note et des corporelle sur les brebis. Et après, on avait une épreuve de manipulation d'animaux. Donc le candidat devait prendre une brebis, faire un parcours, l'asseoir, comme les candidats qui sont à côté, et la remettre dans son parc. Donc voilà, tout ça, toutes les épreuves sont chronométrées. Donc c'est ce qui permettait d'évaluer un petit peu aussi la technicité des jeunes qui participent. Alors là, on est en train de constater une épreuve, c'est l'épreuve de la manucure. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais pour nous, ça serait en comparaison l'épreuve de la manucure. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment ça s'appelle? Alors, ce qui se passe, c'est que là, c'est une épreuve de parage. Donc, c'est comme pour nous, les ongles, elles poussent. À part que les brebis ont 4 pattes, qu'elles se déplacent sur leurs 4 pattes et qu'elles n'ont pas de chaussures. Donc, naturellement, ça s'use. Mais à certaines périodes, comme elles bougent beaucoup moins, elles peuvent être en bâtiment et tout, l'usure naturelle n'est pas suffisante et donc on est obligé d'intervenir pour pouvoir régulariser les excès de cornes. Très bien. Alors, est-ce que c'est facile à définir? Parce que là, on a l'impression, quand on s'approche un petit peu, qu'il faut être très précis afin d'éviter de couper la peau. Voilà. Est-ce que c'est loin la corne et la peau? Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que là, on a des animaux où l'excès de corne est moindre. D'accord. Donc, c'est justement le geste technique est encore plus compliqué. Ouais. Puisque
je tiens à signaler que si on vient à faire saigner l'animal, la note est totalement dégradée. Eh oui, forcément. Donc, si vous voulez, on taille la pointe et on donne un coup de ciseau de chaque côté. Donc ça, c'était l'épreuve de manucure, ou pédicure, si vous voulez. Ouais, c'est un peu ça. Et on avait aussi l'état de santé, où on évaluait l'état de santé de A à Z, de la tête jusqu'aux pieds d'un animal. Et donc l'ensemble de ces épreuves nous permet de déterminer en fait les activités du métier de l'élevage de l'éleveur ovin dans sa globalité, et donc d'arriver à évaluer un petit peu toutes les situations qu'on peut rencontrer dans l'année. À savoir que on précisait tout à l'heure, il y a eu des Olympiades qui ont été organisées ici, des Olympiades mondiales, hein, c'est bien ça. Oui. Et d'ailleurs, les Pyrénées ont été mis à l'honneur avec une demoiselle qui s'appelle Iris. Oui, qui va nous rejoindre après. Ouais. Donc, si vous voulez, l'organisation des Olympiades, alors là, pour les Pyrénéens, on a fait quelque chose de particulier. C'est que on a pris des anciens candidats, puisque l'année scolaire débute. Donc, on a pris des candidats qui avaient participé aux éditions antérieures pour venir aux Pyrénées. Et là, c'est vraiment, on souhaitait vous partager des moments avec vous, justement pour expliquer le geste professionnel et vous montrer un petit peu l'éventail des activités de l'élevage ovin. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les candidats le 3 décembre sur Saint-Gaudens vont avoir la sélection départementale, donc au niveau des établissements de la Haute-Garonne, et on reçoit aussi d'autres établissements. On va avoir une sélection départementale, une sélection régionale qui va se passer au mois de janvier, et pour arriver au Salon de l'Agriculture au mois de février, fin février, où on aura évidemment la finale nationale concernant les Olympiades. Donc on sera au courant d'ici quelques mois, là, parce qu'on est déjà au mois de septembre. Voilà. Donc le mois de décembre, là, ça approche très très vite. Hein. Voilà, ça approche dans les préparatifs. Alors pour revenir en particularité en 2024, c'est que la France a été retenue pour organiser les Olympiades mondiales. Et donc là, ça s'est déroulé pendant 10 jours. Les candidats avaient une épreuve chaque jour et répartis un peu sur tout le territoire national. Donc les différentes délégations participaient un petit peu. Ils ont fait le tour de France pendant 10 jours avec les différents participants et voir les différentes facettes du monde de l'élevage ovin. Oui, tout à fait, c'est ce que tu nous disais effectivement tout à l'heure. On va repréciser quand même une chose, c'est remercier notamment les partenaires et les organisateurs de cet événement-là, notamment Innovin, la filière ovine, ainsi qu'Interbev Occitanie. Et puis on remercie bien sûr tous les partenaires financiers, etc., qui œuvrent pour justement mettre en valeur les brebis. À savoir qu'ici, dans nos régions, on a une reconnaissance notamment nationale et internationale. Alors oui, la particularité, si vous voulez, c'est que là, on représente le monde de la production, le monde de l'élevage. Mais ce qu'il y a, c'est que le monde de l'élevage n'existe qu'au travers aussi de l'ensemble des autres partenaires. Donc qui vont évidemment du matériel d'élevage que vous voyez devant, des bâtiments, de l'alimentation des troupeaux, du matériel qui permet d'assurer l'alimentation. Donc c'est un monde déjà sur le monde de la production assez particulier. Après, si on avance un peu plus dans le reste de la filière, on est sur la revalorisation du produit, donc les signes officiels de qualité. On a la chance d'avoir ici sur notre zone trois signes officiels de qualité qui sont le label rouge sélection des bergers. Et on avait des agneaux ce matin ici présents justement qui correspondaient à ce cahier des charges. On a aussi une reconnaissance européenne qui est l'IGP Agneaux des Pyrénées depuis 2 ans, et qui nous permet justement de mettre en valeur nos produits, nos races et notre terroir. Donc ça, c'est des choses importantes, ainsi que le bio, voilà, l'agriculture biologique, et tout ça, c'est géré par la commission ovine et Pyrénées centrales, avec le groupement ici sur la zone, le groupement Artéris qui est présent pour porter l'ensemble de ces démarches-là. Concernant les brebis, la saisonnalité, en ce moment elles sont en train de redescendre des montagnes, c'est bien ça? Alors, sur nos territoires, on en a parlé ce matin, il y a plus de 50 races en France ovines. Donc on a un peu de toutes les couleurs, de toutes tailles, de toutes formes. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une particularité, donc il y en a certaines brebis là justement qui occupent la partie estivale
la montagne, elles descendent et elles mettent bas. Par contre, on a besoin aussi des autres élevages qui vont assurer des agneaux tout au long de l'année. Autrement, s'il n'y avait que les brebis de montagne, vous ne mangeriez même pas d'agneaux à Pâques. Donc au moins c'est vite fait. Il n'y aurait même pas un agneau français en Pâques si tous les troupeaux montaient en montagne. Eh oui, puisque de manière naturelle, elle donnerait naissance au mois de mai, quoi, à peu près. Disons que le Pâques, ça se passe sur le mois de mars et sur le mois de mars ou avril. Vous remontez 4 mois, entre 4 et 5 mois avant, et donc vous avez la date de mise bas. Donc avec les systèmes qu'on a de montagne, ça marche que partiellement selon les cas. Voilà. La majorité des agneaux sont déjà vendus. Donc si vous voulez, par rapport à ça, on a besoin de l'ensemble des autres éleveurs sur toutes les zones intermédiaires qui, eux, continuent à produire un peu tout le long de l'année. Et voilà. Et là, on est dans une période où justement, on manque d'agneaux cruellement sur ce qu'on appelle la contre-saison. Entre, on va dire, de septembre jusqu'à la fin novembre, on a une grosse pénurie d'agneaux en France. Et c'est vrai qu'on incite aussi les éleveurs à avoir une réflexion aussi par rapport à ça, parce que les prix sont très rémunérateurs, mais on n'a pas de demande. On n'a pas d'offre à porter sur le marché. Pour revenir juste sur le marché, je vais finir là-dessus. Si vous voulez que quand vous êtes producteur, vous avez un produit fini, après c'est la mise en marché. Donc on a vu un passage incontournable, c'est évidemment l'abattage. Et ici on a la chance d'avoir sur Saint-Gonès un outil d'abattage performant et qu'on souhaite développer dans le temps. Et c'est surtout qu'après, vous avez d'autres maillons qui sont évidemment des metteurs en marché. Ici, pour l'élevage vin, on a les établissements Jucla et Mathieu qui accompagnent la filière au quotidien pour pouvoir évidemment fournir les points de vente qui sont sur la zone jusqu'à Toulouse et les alentours sans problème. Que nous puissions tous retrouver des produits, effectivement, y compris dans les grandes surfaces, les moyennes surfaces, etc. Voilà. Et c'est vrai que, comme je dis aux consommateurs, des agneaux qui sortent de chez moi, ils font moins de 200 km, entre 100 et 200 km pour arriver dans votre assiette. Donc on est vraiment sur des choses, même si on peut considérer qu'on est dans une filière longue, on est quand même sur un produit de proximité avec des outils de proximité et des emplois de proximité. Donc il est important de continuer à faire vivre ce terroir, d'arriver à le dynamiser en maintenant de l'élevage. L'élevage, c'est de la production, mais c'est aussi l'entretien de l'espace, c'est tout ça, mais toutes ces fonctions-là sont importantes. Et la première chose, c'est de produire. Et effectivement, le fait de parler de l'entretien des montagnes, ça apporte notamment pour la faune et la flore et la diversité, a priori, dans les montagnes, le fait qu'il y ait des brebis. Oui. Alors, comme je dis toujours, moi, la première chose, c'est que plus on a des élevages diversifiés, plus on maintient déjà la biodiversité animale. Les ovins, ce sont des herbivores. Donc les herbivores, quand ils pâturent, leur principal plat, c'est les fleurs, c'est l'herbe, etc. Et donc du coup, par rapport à ça, c'est que quand on les fait pâturer, le fait de faire pâturer, on améliore la biodiversité, à condition que ça soit bien géré. Voilà. Donc il y a une pression qui soit suffisante. Je ne dis pas d'avoir le désert ou un paillasson, c'est pas ça. Mais que quand c'est bien géré, on gère la biodiversité. Et donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que dès qu'on enlève la pratique de l'élevage dans certaines zones, on a un retour de la friche et on a une diminution de la biodiversité. Oui, et d'autant plus que la friche il y a des risques d'incendie, il y a des risques de perte de certaines flores, etc. Voilà, on perd certaines espèces de flore végétale, mais aussi on a un risque, comme on le voit, et dans certaines zones, si vous avez nos voisins des Pyrénées-Orientales qui sont confrontés aussi à ces problématiques-là, l'élevage vin est au service de la collectivité à ces endroits-là pour maintenir des zones de défense contre l'incendie. Voilà, ça c'est important. Est-ce que vous vous baladez dans la montagne fréquemment? Vous connaissiez la montagne avant d'y venir ou pas? Vous êtes de quelle région, madame? Oui. Ah, vous êtes de Toulouse, d'accord. Donc la montagne, vous connaissez. Vous y allez fréquemment. Vous croisez les brebis et vous connaissiez déjà un petit peu l'environnement ou vous le découvrez? Non, vous découvrez beaucoup? Ouais. Voilà, c'est intéressant, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que ces salons et ces événements sont créés, et notamment le fait qu'il y ait le Ring 4 qui soit mis à disposition pour les ovins, ça vous permet, vous, de transmettre un petit peu le message. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est important d'avoir cette vitrine-là, et je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, voilà, on va dire, sur le monde de la production, mais aussi le soutien de tous les pouvoirs publics qui nous accompagnent, l'ensemble des collectivités, pour mettre en avant aussi nos produits, nos animaux, parce que on sait très bien que pour développer un territoire, il y a besoin aussi de cette activité économique qui
paraît sur le papier marginal, hein, mais qui a un jeu assez conséquent. Comme je dis toujours à tout le monde, l'agriculture, c'est 50% du territoire national. Si on délaisse l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires-là? Et on sait que si on veut valoriser un territoire, il faut que le territoire il soit vivant. C'est pas vivant, quand je dis, c'est au travers des animaux, mais aussi l'activité humaine. Si l'élevage disparaît dans certaines zones, pour X raisons, progressivement, on a une diminution de l'activité humaine aussi, puisqu'on a de moins en moins de services de proximité, et derrière, à un moment ou à un autre, ça pose problème. Donc il est important de contenir le soutien au monde de l'élevage en général, dans sa diversité, pour accompagner justement le maintien de l'activité économique à l'échelle de tous les territoires. C'est ce qui est le plus important, effectivement, et le plus intéressant. Donc là, vous remarquez la manipulation. Manifestement, l'ensemble des élèves est passé. Est-ce qu'il y a encore des épreuves à passer ou pas là? Oui, on est un petit peu en retard parce que du fait des décalages, donc ça, il n'y a pas de souci. Vas-y, t'inquiète pas, on est là pour justement en profiter. On est bien ici. Il pleut peut-être un petit peu dehors, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Quand on se retrouve dans les montagnes aujourd'hui, il y a effectivement des activités qui n'avaient pas lieu à l'époque. Aujourd'hui, on peut faire du vélo dans les montagnes, on peut faire tout un tas d'activités. Est-ce que ça ne perturbe pas un peu l'élevage et est-ce qu'il y aurait un message à passer par rapport au tourisme? Alors, comme je dis toujours, la montagne, c'est un milieu partagé, comme à plein d'endroits. Il faut savoir que quand on parle de milieu partagé, l'histoire de la coactivité, il faut prendre conscience qu'on n'est pas, même si on se balade dans un espace où on considère qu'on a une certaine liberté, mais malgré tout, c'est un milieu où il y a des contraintes qui sont liées par rapport aux usages. Donc ça veut dire que en tant qu'éleveur, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a certaines limites, on a certaines conditions, on peut aller à certains endroits et d'autres pas. Concernant, parce que je vois bien ce qui va venir derrière, hein, le message c'est par rapport à l'utilisation des chaînes de protection et autre chose. Si vous voulez, on est obligé aussi d'assurer, de sécuriser les troupeaux pour d'autres problématiques par rapport à la prédation et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois certains usagers de la montagne qui ne comprennent pas que derrière, à un moment, ils soient freinés dans leur balade. Mais ce qu'il y a, ce que je dis toujours, il y a un co-usage, une coactivité dans ces espaces-là. Ce n'est pas parce que ce sont des espaces ouverts qu'il n'y a pas des contraintes, des devoirs aussi à respecter. Voilà, c'était important quand même de repréciser le message. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes ici en direct avec l'organisme Innovin qui organise les Olympiades avec nos amis d'Interbev Occitanie. Donc là, depuis ce matin, nous sommes ici dans le ring. Il y a plusieurs démonstrations qui ont été effectuées, à la fois la manipulation des animaux, à la fois l'état de santé des animaux, comment reconnaître qu'une brebis est en bonne santé, la reconnaissance également des différentes races. Il y a eu quelques quiz qui ont été effectués à l'écran. Pour le coup, c'était les élèves qui devaient répondre, mais bien sûr, vous toutes et tous, vous pouviez répondre également pour partir avec des cadeaux. Et puis là, on se retrouve avec des séances de manipulation et effectivement d'entretien des pattes notamment. Comme on l'a vulgairement dit et expliqué, c'est un petit peu la manicure ou la pédicure des brebis. Et là, on remarque qu'effectivement, il y a nos membres du jury qui sont en train de constater comment les élèves manipulent les animaux. Voilà, vous avez remarqué, l'outil pour le coup est dans la poche. Pour éviter, on l'imagine, de blesser l'animal. On attend que l'animal soit bien stabilisé avant d'utiliser cet outil qui ressemble à un sécateur. On va demander le nom exact de cet outil. C'est un sécateur, c'est bien ça? Donc là, qu'est-ce que tu es en train de regarder, toi, pour ta part, pour voir si tout s'exécute bien? Alors là, ce qu'on regarde, c'est déjà qu'il coupe correctement, surtout qu'il blesse pas l'animal, qu'il respecte un petit peu la physiologie naturelle du pied quand il fait sa coupe, et voilà, surtout qu'il blesse pas et qu'il remette un pied de bonne qualité pour que l'animal puisse marcher et se déplacer pour aller se nourrir, s'abreuver, etc. Ouais, surtout qu'en plus, on le disait avec Jean-François, là, il n'y a pas énormément de cornes sur ses pattes.
Oui, là c'est un peu le problème, c'est qu'on fait du parage, on va dire, surpréventif. C'est rare sur une exploitation d'avoir des brebis qui ont déjà des pieds aussi courts. Très bien, mais là pour le coup, effectivement, on remarque qu'ils y vont avec parcimonie et beaucoup de tact. Bonjour. Alors, un petit commentaire quand même sur ce que vous voyez depuis ce matin. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites exactement, vous, dans vos métiers? D'accord. Mais moi, je suis éleveur au vin viande. J'ai des brebis tarasconnaises. Je suis éleveur transhumant. Et là, cet après-midi, on note des jeunes. Et pour compléter ce qu'a dit Clémence, on veille aussi à ce qu'eux-mêmes ne se blessent pas, les jeunes. Donc, dans leur pratique, leur approche de la brebis, la contention, le positionnement des mains sont primordiaux pour vraiment pas blesser l'animal, mais ne pas se blesser eux-mêmes. Ça, c'est important de le rappeler. Et oui, on imagine que la bête, à tout moment, peut donner un coup de patte. Ben, vous voyez bien, les animaux sont un peu stressés, il y a du monde, ils bougent. Et oui, en plus on est en train de parler, ça leur fait du bruit dans les oreilles. Voilà, ça fait un peu de chamboulement par rapport à l'exploitation. C'est pour ça qu'on est vigilant sur ces postes-là. Oui, c'est très intéressant. Mais les jeunes ont une approche quand même intéressante avec les animaux. Tout à fait, ouais. Non, c'est agréable de voir. Alors, on a bien sûr peut-être des gens du public qui veulent au moins qui ont des questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on réponde à des questions? Et auquel cas, vous pouvez à tout moment poser vos questions, hein. N'hésitez pas. Merci à toi. Et je vous rappelle que nous étions en démonstration de tonte également tout à l'heure. Avec les différents métiers de filage de la laine, les filières de laine. D'ailleurs, vous avez les stands qui sont ici hein, tout autour des brebis. Et le travail de la laine. Alors la question qui revient fréquemment, pourquoi les brebis ont de la peinture notamment sur les têtes? Eh bien, la peinture forcément, les couleurs permettent de repérer des animaux qui font partie d'un même troupeau. Et puis surtout de repérer des animaux qui potentiellement pourraient se mélanger avec d'autres animaux. Ben, comme ça on sait que ça fait partie du troupeau. Vous voyez? Voilà. Moi c'est ce que je fais comme j'ai beaucoup d'enfants. Vous voyez? Ben, je mets un petit peu de peinture comme ça sur le haut de la tête. Comme ça quand ils sont avec du monde, comme ça je les repère de suite. Vous voyez? Parce que sinon après je les perds. Ça m'embêterait de perdre les enfants. Ça va mademoiselle? Vous êtes dans l'élevage? Non, pas du tout. Vous découvrez un petit peu? Ouais. Ah, d'accord. Votre compagnon, lui, est éleveur. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui va faire partie du passage suivant. D'accord. Très bien. Bon, jeune homme, est-ce qu'il y a un petit commentaire? Toi, tu es pas encore éleveur? Tu n'es pas encore éleveur? Non. Tu envisages de le devenir prochainement? Oui, oui. Ouais, bon. T'es timide pour l'instant. T'es pas encore passé, c'est ça? Ah, d'accord. Donc tu vas pas tarder. On peut ressentir l'appréhension un petit peu, le stress. Salut toi, comment tu vas? C'est la première fois que tu vois des brebis comme ça? Non? T'en as déjà vu dans les montagnes? Ouais. Ah oui, là, ça, c'est vrai quand le monsieur au micro te parle, forcément ça impressionne, hein? Toujours comme ça. Allez, on voit la manipulation des animaux. Donc, je tiens à vous annoncer et à vous prévenir, hein, les animaux ne souffrent pas du tout là. Hein. C'est vraiment justement la méthode pour faire en sorte de les immobiliser. Ils sont posés comme ceci sur leur gigot, ça ne leur fait pas mal, bien au contraire. Ils sont posés tranquillement. Ils n'ont plus qu'à se laisser faire pour qu'on leur nettoie les pattes et les ongles avec ce sécateur. C'est un gros coupe-ongle quoi. Hein. C'est la séance pédicure. Donc là, les candidats sont en train de finaliser. Il reste encore 2 candidats encore à passer. Très bien. En ce qui concerne les résultats, est-ce qu'on aura la possibilité de les avoir ici même aujourd'hui ou pas du tout? Donc vous pouvez rester sur le ring là et le temps de finaliser les candidats, on rentre et normalement on essaye de prévoir pour 15h30
Allez, super. 15h30, normalement, on devrait être pas trop mal pour assurer la remise des prix. On a un petit décalage, mais normalement, on est bon. Oui, bon après, ce sont les aléas du temps qui ont fait que vous avez été obligé, au début, vous aviez démonté le matériel et vous avez été obligé de remonter les choses ici. Voilà, ça fait partie des aléas des organisations. Voilà, on s'adapte comme les éleveurs. Si éventuellement on a dans la salle des jeunes qui envisagent de devenir éleveurs d'ovins, qu'est-ce que tu leur conseilles? Déjà de se rapprocher de professionnels. Après, ils peuvent venir nous voir s'ils sont ici présents, il n'y a aucun souci. On a un stand de l'établissement et de l'enseignement agricole. Ils peuvent venir directement nous solliciter, avoir des informations. Ouais. Et après, en fonction de leur projet, on adaptera l'orientation qui est en fonction de leur projet. Oui, c'est ça. Après, les projets, ils peuvent être parfois un peu farfelus. Vous êtes là aussi pour centrer et recentrer les idées. Voilà, comme on discutait ce matin, si vous voulez, dans l'enseignement agricole, on a des élèves de 4e, 3e, ici sur Saint-Gaudens, on commence en 3e, jusqu'au BTS sur Saint-Gaudens. L'enseignement agricole peut aller encore plus loin. Ça c'est pour la voie scolaire initiale. Après, on peut avoir aussi des élèves qui sont en apprentissage. Et ici, vous avez des jeunes aussi qui sont en apprentissage. Donc, ils font une partie au niveau du centre de formation et en entreprise, 50% de leur temps. Et puis après, comme on l'a souligné ce matin, c'est qu'on avait aussi des projets qui peuvent évoluer dans le cadre de ce qu'on appelle la formation continue. Donc ça veut dire des personnes qui, soit en reconversion professionnelle, peuvent à tout moment soit compléter leurs compétences, soit franchir le cap, de créer carrément leur activité à 100%. Et donc on est là aussi pour les accompagner dans leur quotidien par rapport à ces réflexions-là pour qu'ils puissent aboutir à concrétiser leurs rêves. Eh oui, et c'est ça qui est important, c'est on a beau avoir des rêves, pour les concrétiser, il faut savoir s'entourer des professionnels et des gens qui seront pourvus de tous les conseils nécessaires pour pouvoir faire au mieux son métier. Donc je tiens à souligner par rapport à ça, c'est vrai que le plus souvent on nous dit au moment de l'installation c'est un parcours qui est relativement long, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut laisser le temps de la réflexion. Ce matin on avait abordé les différentes phases d'élaboration d'un projet, si vous voulez, entre le choix génétique, le choix de la race, le choix du foncier, des opportunités, l'alimentation, la reproduction, tout ça. Ça met beaucoup de temps à réfléchir, il y a beaucoup de possibilités différentes. Et donc, il faut prendre des hypothèses, poser ces hypothèses-là, les valider ou non. Et puis après, il reste quand même un enjeu majeur et on a des partenaires financiers qui sont ici autour du ring. L'arbitrage est aussi un arbitrage financier par rapport au projet. Et aujourd'hui, c'est complexe, mais on peut avoir des solutions aussi. Mais voilà, donc tout le monde travaille dans le même sens pour qu'on ait derrière une production qui soit pérenne, qui s'inscrive dans le temps et qui soit rémunératrice. Oui, c'est très important. Juste une petite précision concernant les élevages ici, c'est de l'ovin allaitant, il n'y a pas de produits laitiers et de fromage ici qui est fait sur la région ici, hein, j'entends. Alors, traditionnellement, on est toujours sur l'élevage allaitant. Pyrénées centrales, un élevage allaitant. Sur la partie, on va dire, des Pyrénées, on va dire côté basque, c'est lié aussi au climat. On a une pousse de l'herbe qui est plus importante. Et donc, avec la production laitière, voilà. Mais ici, on est sur une ressource qui est quand même plus limitée. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on retrouve de l'allaitant. Et plus on avance, évidemment, sur les PO, là, on a une ressource qui est encore plus diminuée. Et donc, une dispersion de l'élevage carrément. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, c'est qu'on a des troupeaux laitiers quand même qui sont présents, mais de manière disparate. Et après, reste quand même la valorisation du produit. Donc, soit ils transforment directement, soit ils fournissent des petites laiteries sur place. Très bien. Bon. Allez, on voit que petit à petit, les tribunes sont en train de se gonfler, de se charger. On passe le dernier candidat et Allez. après on finalise les résultats. Et après on passera au... Voilà, ça ne tardera pas, ça ne tardera pas. On voit notre ami spécialiste de la tonte qui est en train de ranger son matériel. Ça va bien? Donc là, on va dire que c'est la période où tu vas avoir un peu plus de... Tiens Jean-François, je vais te prendre le micro viteuf. Ça va être la période où tu vas avoir un petit peu moins, je dirais pas moins de boulot, mais
Moins de tonte à effectuer, c'est bien ça? Ouais. Ouais, tout à fait. C'est plus au printemps. Ouais, c'est plus le printemps. Ouais. D'accord. Après, il y a des régions là où ils tournent pas mal à l'automne, notamment en Béarn Ouais. et les Pays Basques. Très Et bien. Ils tournent les brebis à la descente de l'estive, les laitières là. Ouais. Toi, tu peux faire combien de brebis à peu près à la journée? Ben, entre une quand je suis pas trop motivé. Ouais, d'accord. Et plus de 250 si elles sont. Plus de 250 brebis sur une journée. Pas trop l'aîné comme ça, les tarasconnaises là, ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Ah ouais, en effet, ouais. Ouais. Mais après, pour un tondeur moyen, c'est rapide. Même pour un tondeur moyen, on peut facilement faire plus de 100 brebis dans la journée sans problème, ouais. Ah ouais, tout de même. Donc toi, Ouais. tu te déplaces, tu as ton camion, etc. et tu arrives avec ton matériel. Je mets le matos dedans, ouais. Et après, toute la laine, c'est l'éleveur qui la récupère ou c'est toi qui la récupère et qui la vend ensuite? Comment Alors, ça se passe exactement? À l'époque, ça se faisait pas mal comme ça sur les petits troupeaux. Les tondeurs, ils récupéraient la laine sur les toutes petites troupes. Ouais, d'accord. Mais sur les grosses troupes, non, la laine appartient à l'éleveur. Avant, ça payait la tonte. Maintenant, c'est plus le cas. Ça a plus de valeur en France. Ouais. Et une tonte, c'est combien de fois dans l'année? C'est une fois seulement? Sur une brebis? Sur ces races-là, on est à une fois par an. Et il y a des races qui produisent plus de laine qu'on peut tondre jusqu'à 2 fois, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. C'est les fibres longues plus certaines laitières. Et toi, la formation que tu as suivie pour être tondeur comme ça? Alors attention, tu as peut-être des choses à faire après. Hein, Ah non, non, pas du tout. Non, non. Tu as suivi quelle formation pour faire ce métier? J'ai fait... en fait, ils organisent des petites formations avec l'association des tondeurs de moutons, des Très bien. formations de 3 jours. Donc l'idée, c'est que c'est comme le forgeron qui apprend en forgeant, quoi. C'est en tondant qu'on apprend à tondre. Donc on fait une petite formation pour avoir les bonnes bases et après on tond et on refait des petites formations pour se former au fur et à mesure de temps en temps, quoi. L'idéal, c'est d'en faire une par an. Après, on fait comme on peut suivant notre emploi du temps, mais j'en fais quasiment tous les ans, voire tous les 2 ans, moi. Ouais, quand même. Ouais. C'est-à-dire tu te mets au fait. Pour se aux remettre nouveautés. les bons gestes, les bonnes... ouais. On nous disait que petit à petit la filière laine prenait un peu plus d'ampleur. C'est ce que tu redisais tout à l'heure avec Sarah, où tu vois petit à petit que la laine va être réexploitée a priori. Bah, moi, ça fait que 5 ans que je suis dans ce milieu-là, donc j'ai pas vraiment d'idée globale, mais grosso merdo, en Ariège, il y a quelques structures là qui se remontent, ouais. Après, je connais pas sur le reste de la France, je saurais pas dire. Mais c'est des petites structures pour l'instant, ouais. Ouais. Donc c'est toujours intéressant, effectivement. Des métiers qu'on croyait perdus ou presque, Ouais, qui petit à petit reviennent sur les devants. Ouais. Mais la majorité de la laine jusqu'au Covid, où là c'est un peu différent maintenant, mais Tout à fait. elle partait en Chine. Eh ouais. Oui, ce qui est assez effarant, c'est qu'effectivement la laine à la base, elle a toujours été utilisée pour s'habiller, pour avoir chaud. Et aujourd'hui, on a laissé la place un petit peu au synthétique, alors que concrètement, on pourrait très bien et parfaitement, surtout dans nos territoires, s'habiller avec nos... Surtout qu'en plus, on se retrouve avec des pulls de laine qui ont des aspects tout à fait modernes, je veux dire. Après, Sarah me disait tout à l'heure que les gens préfèrent quand même que ça soit mélangé avec d'autres matières, la laine, qu'elle soit pas pure à porter contre la peau. Tout à fait, oui. Mais j'ai pas bien compris, je sais pas si elle est là. Non, elle est Oui, il y avait a priori une association avec du chanvre notamment. Il y avait une association de chanvre et de laine qu'elle mettait en même temps. Ok. Mais Sarah, pour le coup, vous pourrez avoir des compléments d'information à son stand. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant, tous ces métiers qui reviennent sur les devants de la scène. C'est parfait, ça veut dire que petit à petit, les gens ont pris conscience qu'il y avait des vérités aussi sur nos territoires. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il faut que le local se développe quoi, par les temps qui courent. Très important. Exactement. Merci à toi. Rappelle-nous ton prénom. Thibaut. Thibaut, merci beaucoup. Allez, on va en profiter pour faire intervenir nos différents partenaires. On remercie d'ores et déjà Innovin, la filière ovine, pour la conceptualisation de tous ces concours, les Ovimpiades. On remercie également Interbev Occitanie, qui est présent ici. Rebonjour Fabienne. On a nos partenaires, notamment la Banque Populaire Occitanie, qui va prendre la parole. On voit que vous êtes équipés du porte-flamme olympique. Alors déjà, on vous laisse vous présenter et puis nous expliquer un petit peu l'aventure que ça peut être que d'être partenaire sur des événements comme cela. Exactement, merci à vous, bonjour à tous.
Donc, je suis Dorian Blanquier, directeur de secteur agri à la Banque Populaire Occitane. Je suis accompagné d'Anaïs Crassou qui vient de nous rejoindre dans le secteur du Lauragais, mais qui est issue d'une famille d'éleveurs ovins et caprins dans l'Aveyron. Donc c'est tout un symbole pour nous d'être présents ici, comme on fait chaque année lors du concours des Olympiades. Géraldine fait appel à nos services pour être membre du jury lors des Olympiades. C'est toujours un bonheur effectivement de mettre en avant la filière ovine qui est toujours déficitaire en France, c'est-à-dire qu'on consomme moins de viande ovine qu'on en produit. Donc toujours très heureux d'accompagner les jeunes qui peuvent aller représenter la filière ovine à Paris. Je me rappelle de 2 jeunes qu'on a accompagnés dans leur trajet à Paris l'année dernière. Donc le symbole des flammes olympiques sont ici, ça prend tout son sens, je pense, avec un concours qui s'appelle les Olympiades. Donc à la base les Olympiades des ovins, si je dis pas trop de bêtises. Donc voilà, nous sommes très heureux de vous mettre à l'honneur les flammes olympiques. Vous pouvez venir bien sûr sur notre stand, stand Banque Populaire qui est face à la région, juste derrière nous, derrière le ring 4. Les enfants, les parents peuvent faire des photos, les prendre en main, ça sera un grand plaisir. Et super. donc on entretient un petit peu la magie des jeux à travers ce symbole. La commission ovine des Pyrénées-Centrales qui est ici représentée. Regardez ça, la Copic. Et il se trouve que j'ai à côté de moi, merci beaucoup de votre venue, j'ai à côté de moi Francesca. Alors Francesca, vous êtes espagnole, c'est bien ça? Pardon. Italienne, pardon, autant pour moi. Francesca, pour le coup, vous allez vous présenter encore une fois. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes ici. Et il me semble que vous allez nous parler notamment de la transhumance qui est mise à l'honneur à l'international. On vous écoute. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Ça me fait Mettez le plaisir micro d'être bien à près de la vous. bouche. Voilà. Alors je suis le point focal pour l'Espagne pour la déclaration de la transhumance patrimoine culturel immatériel. Et je suis aussi la coprésidente pour l'Europe de l'année internationale des bergers et des pâturages. Alors ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être ici avec les jeunes qui font les Olympiades. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très très fort déjà, mesdames et messieurs, et on peut les applaudir nos partenaires. Fabienne, on te laisse reprendre la parole. Non, je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Francesca, c'est que sur cette année internationale en 2026, il y a des groupes de travail donc, qui ont été constitués. Dans les groupes de travail, il y a 10 thématiques et il y en a une sur la jeunesse et dans laquelle on va s'inscrire évidemment avec l'enseignement agricole et notamment le lycée agricole, évidemment le campus agricole Pyrénées-Comminges, puisque on est engagé avec Francesca, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, la Mongolie et le Maroc dans un gros projet Erasmus d'échange avec les élèves et ça fait partie effectivement des actions qu'on mettra aussi à l'honneur à ce moment-là. Et ça, on envisage. Ah, éventuellement, ouais, une petite traduction, ça pourrait être intéressant, Francesca. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ma chemise. Elle dit que les animaux qui pâturent cultivent la vie. Donc, c'est une petite chemise pour honorer le pâturage. Et j'espère que bientôt, on l'aura aussi en français. Eh oui, mais pourquoi pas, bien sûr. Fabienne, c'est prévu pour quand l'émission dont tu nous parlais là juste précédemment? Sur le dossier. Alors, donc 2026, oui. C'est l'année internationale, donc il faut qu'on s'y prépare évidemment en amont. Donc nous, on est déjà depuis 1 an impliqués dans ce projet Erasmus qui se termine en 2026, donc on va pouvoir en faire la promotion. Donc là, dans les actions, en fait, on met à l'honneur les jeunes sur tout ce qui est sensibilisation à la pratique de la transhumance, c'est-à-dire que pourquoi ne pas intégrer en tout cas la pratique dans son système d'élevage. Voilà, donc on essaye de sensibiliser plutôt les futurs installés. Voilà, donc hier on a parlé avec notamment le Coram de tout ce qui était autour de formation de bergers vachers, qui est très important. Nous on se situe sur une action en amont, c'est comment les sensibiliser pour continuer à avoir envie aussi déjà de s'installer oui, en ovins, bovins et caprins et autres, mais en plus d'avoir envie de pratiquer la transhumance. Voilà, donc on est plutôt dans cette position-là et donc on va mener un certain nombre d'actions pour ça. Voilà, on va voir de plus en plus de brebis et de vaches qui vont parcourir les montagnes. Est-ce que nous avons d'autres partenaires qui vont intervenir ici même? Je me tourne vers mes amis d'Innovin. Groupama, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Est-ce qu'il y a des...
Est-ce qu'il y a des membres de Groupama qui peuvent nous rejoindre? Vous faites également partie des partenaires. Tiens, je vais vous prendre le micro, Francesca. Et on va vous transmettre le micro. Qui prend la parole? Ah, d'accord, bah, c'est très bien. Allez, je vous laisse le micro. À vous de vous départager. Rappelez-nous qui vous êtes. Enfin, qui vous êtes, oui, on le sait, mais qui vous êtes, ce que vous faites du moins. Et quel est l'intérêt justement de venir en tant que partenaire sur des événements comme celui-ci? Nous sommes partenaires Groupama, donc on est là chaque salon. Ma collègue, elle s'occupe de l'agricole. Et c'est important d'être présent pour représenter le local. Eh oui, représenter le local, pour le coup, c'est très intéressant. Des gens qui sont du local et qui sont très très investis. Est-ce que quelqu'un de chez Innovin souhaite reprendre la parole ou pour ta part, tu peux rajouter quelque chose ou pas? Oui, vas-y, on t'écoute. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente notre nouveau partenaire pour Innovin, la société Neoen, avec qui nous construisons d'une manière positive, qui permet d'acquérir, du moins d'avoir accès à du foncier additionnel pour faire paître les brebis. Donc voici la société Neoen, il va dire en 2 mots tout ce qu'il fait pour l'élevage ovin. Monter sur le ring éventuellement, oui, on va vous annoncer là-bas le ring qui permet de faire office de scène. Ça vous permet d'avoir un petit peu de hauteur. Rappelez-nous votre prénom, monsieur. Donc Fabien Cascales. Voilà, très bien. Et on vous écoute. Donc Fabien Cascales, effectivement, je me présente rapidement. Donc je représente la société Neoen. On fait des projets effectivement agrivoltaïques, ce avant même que le décret soit sorti, dans le sens où on a tout de suite mis en place un partenariat avec la FNO, notamment, aussi avec l'IDEL. Donc on travaille avec différents acteurs du monde agricole. Et le but, c'est pour nous d'avoir une connaissance agricole assez profonde pour mettre en place un projet donc, qui soit réellement agrivoltaïque. Voilà. Alors que j'ai à côté de moi monsieur qui vient juste de prendre place. Si vous souhaitez rajouter un mot également, nous rappeler très rapidement qui vous êtes, de façon à ce que toutes les personnes qui sont ici sur l'estrade puissent comprendre et cibler un petit peu qui vous êtes. Oui, Bernard Baniris, vice-président au conseil départemental en charge de l'agriculture. Alors, être aujourd'hui sur les Ovempiades, c'est un plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui se projettent dans ces métiers-là. Quand on parle de transmission, eh bien, elle semble être au rendez-vous. Pour notre part, au conseil départemental, la politique en direction de la production ovine est une politique qui date depuis très longtemps, en particulier sur l'installation de nouveaux ateliers ovins. On favorise l'implantation de nouveaux ateliers en aidant à l'achat des premières brebis. Ensuite, nous avons des partenariats avec le Coram qui permet d'avoir des reproducteurs de qualité sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Voilà, on est au rendez-vous de l'élevage beaucoup plus globalement en prenant en charge tout ce qui est prophylaxie animale. Et nous avons un technicien dédié au conseil départemental en conseil auprès des éleveurs ovins. Donc cette filière ovine, j'entendais tout à l'heure, c'est pour préserver les filières, c'est vrai, pour préserver nos espaces, c'est vrai, mais avant tout, c'est une activité économique. C'est une filière longue. On est ici sur le territoire de Saint-Gaudens, où il y a en plus un abattoir qui est la phase aval de l'élevage et qui permet, avec les professionnels que sont les coopératives, d'avoir une filière longue qui permet aux agriculteurs de continuer à vivre. On a parlé des différents labels sur la Haute-Garonne et ils sont nombreux. Il y a le label rouge, l'agneau des Pyrénées, le label des bergers. Tout cela doit être consolidé et c'est avec l'ensemble de cette chaîne qu'on doit faire que cette profession autour des ovins puisse continuer. Je rappelle ici pour les néophytes qu'en France, on produit que 45% des agneaux, on ne produit que 45% que des agneaux que l'on consomme. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une marge de progression en termes d'élevage et c'est ça que nous souhaitons accompagner avec l'ensemble des partenaires qui agissent autour de l'agriculture. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci. Merci Monsieur Bagnéris, et c'est vrai que pour nous c'est important
d'avoir l'ensemble des pouvoirs publics qui nous soutiennent tout au long de l'année et on sait que vous nous accompagnez sur le long terme et que pour nous c'est bien d'avoir aussi cet accompagnement et qu'on puisse transmettre aussi pour les générations futures aussi tout l'investissement que vous faites au quotidien. C'est surtout ça. Par rapport à ça, on va continuer à laisser la parole. Allez, on continue juste le temps de se mettre en place pour la Chambre d'agriculture. Allez-y. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc Marie-Blandine Doazan, moi je suis agricultrice en ovin-viande dans le Nord Toulousain, donc à l'autre bout du département. Et donc aussi élue vice-présidente à la Chambre d'agriculture, en charge notamment du dossier ovin et de l'installation et la transmission. Bon, beaucoup de choses ont été dites par Bernard Banéris notamment. C'est une filière dans laquelle on croit, donc on la porte beaucoup sur la partie installation et transmission, mais aussi en termes de développement, parce qu'on a mis en place tout ce qui est carrefour des opportunités à la Chambre pour permettre à des agriculteurs qui souhaitent se développer pour aller chercher un peu plus de valeur ajoutée, d'ajouter un atelier sur l'exploitation. Et la filière ovine est vraiment la filière qui s'y prête bien pour un céréalier par exemple qui veut un peu développer chez lui. L'envie aussi que l'ensemble des acteurs puissent travailler ensemble. Donc on a depuis quelque temps le projet de réunir un peu les acteurs et les partenaires et les agriculteurs autour certainement d'un comité ovin, enfin on ne sait pas trop sous quelle forme, mais une forte volonté voilà, de rassembler un peu tous les partenaires pour pouvoir avoir le même fil rouge et la même ligne de conduite. Voilà. Et je passe la parole donc à mon président pour qu'il complète un peu. Bonjour à tous. Alors j'ai séparé Marie parce que je ne vous inquiète pas qu'elle nous défend très fortement le sujet ovin dans tous les bureaux chambres et qu'elle le porte avec une passion. Donc c'est normal, c'est son bébé. Sachez que l'ensemble du bureau chambre a bien conscience que la filière ovine est une filière en progression qui a des marchés à conquérir. On le voit très bien, même dans les collectivités qui font des appels d'offres sur les marchés ovins et qui ont besoin de production. Donc c'est pour ça que c'est une filière auquel on croit. Mais pour ça, on a besoin de jeunes. Et c'est, je crois, le grand thème des Olympiades. Et donc moi, ce que je tenais d'abord aussi à féliciter, c'est tous les jeunes. Allez-y, les ovins, c'est une super production. Et en plus, vous aurez de quoi en vivre demain. Et donc félicitations à tous ceux qui ont participé aux Olympiades. Voilà, merci. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Merci de le repréciser. Jean-François, on te laisse reprendre la parole. Alors, vous voyez ici, là, sur le podium, vous avez différents acteurs de la filière et c'est ce qui a été souligné au travers des épreuves des Olympiades, c'est que c'est tous unis qu'on peut essayer de faire avancer les choses, le monde de la production et jusqu'à la transformation et jusqu'au client final. Donc, c'est pas apporté que par un acteur ou l'autre, c'est qu'il faut essayer de coordonner au mieux les actions pour arriver à développer la production, la sécuriser dans le temps. Et c'est surtout, moi comme j'ai dit toujours, le travail qu'on fait aujourd'hui, on en bénéficie un petit peu, mais c'est aussi construire demain. Et l'enjeu, c'est de construire demain pour apporter une sécurité alimentaire, des produits de qualité et maintenir un paysage le plus diversifié possible avec des acteurs économiques vivants là-dedans. Et donc voilà, donc je vais pas. Alors c'est vrai que par rapport à ça, suite à la remise des prix, on signera justement pour montrer encore plus cet engagement avec l'établissement, le campus agricole de Saint-Gaudens, une convention entre la COPIC et la Commission ovine des Pyrénées-Centrales. On la signera juste après la remise des prix des Olympiades. Monsieur Viremont, vous avez qu'à venir sur la scène maintenant. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pour montrer l'engagement qu'il peut y avoir aussi avec les prochaines générations entre les acteurs de la filière et évidemment l'enseignement agricole pour montrer ces actions justement sur le long terme, voir comment on peut faire tout ça. Donc maintenant on va passer quand même au résultat, parce que tout le monde les attend et surtout les premiers ce sont les participants. Donc on va demander aux participants de rentrer sur le ring. Sous les applaudissements du public, mesdames et messieurs, les participants nous rejoignent. Ils étaient combien exactement, Jean-François? Il y avait 16 participants. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va nommer les 5 premiers. Voilà, parce qu'on est obligé d'optimiser le temps. Et je tiens à les remercier tous et toutes. Je tiens à souligner qu'ils venaient des établissements de Saint-Gaudens, de Pont-Montardon, de Hauzeville et de Auch. Et donc par rapport à ça, c'est clair que je tiens à les remercier de la participation.
et surtout de leur envie de vouloir apprendre et de peut-être derrière pour certains d'entre eux vont passer le cap d'être futurs éleveurs dans peu de temps. Donc espérons pouvoir les accompagner encore longtemps. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a avancé, vous avez qu'à continuer à avancer sur le... Allez-y, avancer venez. s'il vous plaît. Est-ce Donc que on tu va souhaites- commencer par la 5e. Donc avec 95 points, c'est Maïlis Borda de l'établissement de Pau. Bravo, Maïlis Borda de l'établissement de Pau. Allez-y Maïlis, avancez-vous sur les devants de la scène. Ah, attention, Jean-Pierre pour les photos. Décale-toi. Allez, Voilà. Il n'y a qu'à se décaler. bravo Maïlis. Voilà, on vous laisse vous décoller sur la droite. Vous restez avec nous hein, malgré tout. Hein. Donc, Allez pas trop loin. hein. Donc la 4e, c'est Maïlel Champion Manin de l'établissement de Pau. Bravo. Allez, on vous invitera à venir pour une photo finale, hein, bien Oui, sûr. oui, vous n'allez pas trop inquiétez loin. on aura tous, voilà. Donc maintenant on attaque le podium. Donc c'est Monsieur Jérôme Paigro de l'établissement de lycée agricole de Saint-Gaudens. On voit qu'il y a les supporters. Donc la seconde, c'est Mademoiselle Noémie Escoulas de l'établissement de Pau. Noémie Escoulas de l'établissement de Pau. Et donc le premier, c'est un premier. Donc c'est Étienne Landé, donc du CFA de Saint-Gaudens. Étienne Landé. Donc je tiens à signaler, Étienne a participé aussi aux épreuves nationales l'année dernière. Alors c'est vrai que par rapport à ça, tout ça, ça a été à l'initiative de l'interprofession. Et donc par rapport à ça, c'est... Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y c'est avait un dans ce trophée. cadre-là que je tiens à remercier aussi Interbev aussi dans le cadre de Innovin, parce que si vous voulez, c'est important de faire le lien entre les jeunes et la profession pour montrer que tous ensemble, on prépare aussi l'avenir. Et ça, ce sont des choses essentielles pour nos valeurs à tous et à toutes. Je précise aussi qu'Étienne part en Grèce avec nous au mois de novembre pour découvrir toute la filière transhumante en Grèce dans le cadre du projet Erasmus. Donc voilà, donc c'est une belle... Un grand merci Fabienne. On va demander à tous les candidats de bien vouloir venir nous rejoindre ici même pour les cadeaux, puisque vous avez des cadeaux bien sûr, même si vous n'avez pas été honoré ici sur les 5 premières places. On a bien sûr des cadeaux à vous remettre. Donc, et on va demander à tous prendre- les participants de venir ensuite sur scène pour prendre la photo. Ouais. Jean-François, on t'écoute. Oui, ce qu'il y a, c'est que voilà, une fois que on va prendre avec l'ensemble des partenaires qui étaient présents et les candidats, puisque c'est les prochaines générations voilà, qui arrivent, pour essayer d'être tous ensemble pour une photo. Allez, super. Donc concernant la photo, on va essayer de faire un placement. Vous nous dites un petit peu comment vous voyez la photo aujourd'hui, avec les participants devant, les partenaires également. Et on a Eric qui va prendre la parole, puisque j'ai cru comprendre que tu remettais un trophée particulier. Tout à fait. Bonjour. Donc, je représente l'interprofession Interbev Occitanie. Et on a voulu faire une première. Donc, vous avez tous vu que sur la bande-annonce des Pyrénéennes, on a une photo qui montre l'avenir. Donc, un papa avec son petit. Voilà. Et donc, ça, c'est une image très forte qu'ont voulu faire les organisateurs pour montrer l'importance de la génération. Un peu tous, tout à l'heure dans vos discours, vous avez parlé de jeunes. Donc nous avons décidé, Interbev Occitanie, de décerner aux plus jeunes participants, contre toute problématique de conformation ou autre des animaux, ce sont ces jeunes qui s'engagent. Donc le plus jeune participant, je ne connais pas vos âges, mais l'interprofession bétail et viande va vous décerner cette plaque
qu'il est le plus jeune d'entre vous? Je suis désolé, je ne sais pas. C'est certainement Jean-François qui pourrait y répondre. Jean-François? Non, je suis Un désolé, petit on n'a pas sondage. pris les dates de naissance. Vous donc, connaissez tous les jeunes? Les dates, c'est quoi les dates de naissance? Allez, est-ce qu'on va réussir à trouver la date de naissance la plus récente, pour ainsi dire? Qui est né en 2024? Non. 2023? Non plus. Bon. Alors, est-ce que tout le monde va réussir? Vous êtes à peu près dans les mêmes années, non? Allez, on va s'en sortir pour les infos. Juillet 2007. Juillet 2007. C'est toi? Quelqu'un dit... Non, viens me voir alors, si c'est toi le plus jeune. Allez. Voilà. Jeune homme, c'est Jeune homme. comment ton prénom? Ton prénom? Jérôme. Voilà, Jérôme. Mais écoute, Jérôme, toi, tu as gagné d'être le plus jeune participant. Et ça, c'est très honorifique, finalement. Voilà, il nous en faut des jeunes pour soulever et pour relever plutôt la filière. Tu étais engagé dans les ovins. Eh bien, écoute, merci à toi. Tu es le plus jeune. Bon parcours. J'espère que tu resteras avec nous voilà, jusqu'à ta retraite. Hein, il nous en faut. Voilà. Et puis, j'espère que l'installation sera réussie. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On comprend effectivement toute la symbolique. Jean-François, on te laisse la parole. Donc c'est vrai que vous voyez qu'on est tous unis ensemble et c'est bien d'avoir les nouvelles générations qui nous poussent aussi. Et ça c'est l'enjeu majeur qui était aux initiatives des Olympiades. On est à la 19e édition et on voit que ça porte ses fruits et qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui remet en cause ce genre d'événement et qu'on va tous dans le bon sens pour apporter aussi une réponse aussi au grand public, parce que c'est de sortir de nos exploitations, de montrer le métier, de montrer certaines valeurs et aussi que ça peut être accessible à tout le monde, et c'est surtout ça que on espère avoir des futurs professionnels qui puissent faire vivre l'ensemble de nos territoires. Et avec grand plaisir, on peut encore les applaudir très fort. Est-ce que vous avez eu la photo finale, chère dame, ou est-ce qu'on a besoin de les faire revenir? Allez, on fait venir tous les participants sur le devant, s'il vous plaît. Allez-y, venez. De façon à faire la photo finale ici même. Voilà, si vous n'étiez pas là, mesdames et messieurs, et que vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que depuis le début de cette journée, eh bien, nous avons assisté ici même aux Olympiades. Ce sont des jeunes futurs éleveurs qui ont concouru pour le concours des Olympiades. Et pour le coup, ils font partie des futures générations à venir d'exploitants et d'éleveurs, ici même dans les Pyrénées. Jean-François, pour terminer, est-ce qu'on ajoute un dernier mot? On va remercier encore une fois tous les organisateurs, tous les partenaires. On se donne rendez-vous, il y aura quelque chose qui va se passer ici même sur le ring demain. Alors oui, déjà on va signer tout à l'heure avec le lycée agricole une convention entre la commission ovine et Pyrénées centrale et le campus de Saint-Gaudens, justement par rapport à ça, pour faire le lien par rapport à ce qu'on a vu au niveau des Olympiades. Mais c'est vrai que j'invite le 3 décembre, on organise sur la ferme de l'établissement de Saint-Gaudens les Olympiades, et je vous invite à tous et à toutes de venir rencontrer les candidats. L'année dernière on avait 80 participants, donc c'est une autre dimension, et c'est vrai que par rapport à ça on a les acteurs qu'on a vus là, mais de manière élargie aussi, et c'est vrai que pour nous c'est des moments privilégiés justement de se rencontrer entre les différents acteurs et de partager un petit peu au travers de l'élevage. Ouais, et demain, je tiens à préciser qu'à partir de 9h, il y aura un concours national tarasconnais qui sera effectué ici. Dès demain 9h, on sera déjà dans le sujet. Oui, merci. Tu seras avec nous? Alors, je serai présent, mais sur autre chose. Je laisse à mes collègues de l'UPRA des Pyrénées centrales de faire l'animation à ce moment-là et d'assurer une partie de la journée, et puis moi je dois intervenir sur d'autres endroits. Eh bien merci beaucoup. En l'occurrence, dès demain matin, on vous donne rendez-vous ici pour 9h. Allez-y pour la photo. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur le directeur?
Oui, avec Jean-François Léris, président de la COPIC, nous souhaiterons vous annoncer donc la signature d'un partenariat entre la COPIC et le campus Pyrénées-Comminges pour faire fructifier ce qui se fait déjà et le porter dans le temps et enrichir également, notamment sur les conduites d'action en faveur du renouvellement des générations et également sur le développement à l'international de nos activités. Donc Jean-François, peut-être tu veux compléter mes propos, mais en tout cas on est très fiers au niveau du campus Pyrénées-Comminges de continuer à travailler avec la COPIC pour faire valoir justement toutes les activités que nous faisons déjà ensemble. Comme je l'ai souligné là précédemment, c'est vrai que pour nous, un enjeu majeur et qui était un objectif de base de Innovin, c'était le renouvellement des générations. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que le fait d'avoir cette proximité et la chance, comme je dis toujours à tout le monde, c'est qu'ici sur Saint-Gaudens, on a tout. On va de la génétique à l'enseignement jusqu'au monde de l'élevage, dans de la production jusqu'à la transformation. Donc face à avoir tous ces acteurs sur ce territoire, il faut que ça devienne un atout et une force pour développer justement l'ensemble des partenariats pour construire demain. Et voilà pour la photo. Alors, évidemment, alors il y en a certains qui ont déjà dégusté à midi, donc c'est sûr que maintenant vous êtes un peu plus sur la digestion, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que dans les valeurs de l'enseignement agricole, donc c'est enseigner, produire autrement. Et évidemment, nous, il nous a semblé important dans le cadre de ce partenariat, puisqu'on va jusqu'au produit final. En fait, si vous voulez, c'est de enseigner, déguster autrement. Et c'est vrai qu'on a besoin de construire, puisqu'on a souligné tout à l'heure que la moyenne d'âge du consommateur concernant les agneaux, c'est plus de 50 ans la majorité du temps. Donc c'est de revoir aussi avec les différents acteurs de la filière pour attirer des nouveaux consommateurs. Et par rapport à ça, ça passe par le monde de la production, mais aussi une éducation à l'alimentation. Et ça passe avec les clubs de dégustation qu'on peut avoir au sein de l'établissement. Et ça passe déjà par là pour essayer d'éduquer des nouveaux consommateurs et professionnels pour demain. Ok, merci à Jean-François, président de la COPIC. Et donc, on nous souhaite en commun une belle poursuite d'aventure à travers la signature de cette convention. Merci beaucoup. Alors que j'ai Francesca qui parle effectivement de développer toutes ces activités à l'international, ça peut être très intéressant effectivement. Je propose de pouvoir avoir ces Jeux Olympiades à l'international et de citer cette initiative qui est vraiment une des façons d'involucrer les jeunes dans la page web de l'année internationale des bergers et des pâturages. Mmh. Voilà. Intéressant. Et toute autre chose, c'est de le montrer comme exemple à faire dans les autres pays et peut-être à faire ensemble avec les autres pays. Eh oui, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pour le coup, tu peux peut-être rebondir là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que quand on traverse les frontières, on est tous confrontés à la même chose. C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont passionnées par le monde de l'élevage. On a des grosses difficultés de renouveler les générations pour X raisons dans chacun des territoires. Mais on reste quand même attaché à cette production-là parce qu'on sait très bien qu'elle a une fonction essentielle, évidemment économique, mais aussi patrimoniale. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi la reconnaissance au niveau du patrimoine culturel de l'UNESCO, la transhumance. On s'aperçoit que le monde de l'élevage aussi, par rapport à ça, quels que soient les territoires, c'est ancré dans nos traditions et qu'il faut continuer à les transmettre. Les faire évoluer, parce qu'il ne faut pas rester que dans le passé, continuer à les faire évoluer et pour avoir aussi des jeunes qui puissent transmettre tout ce patrimoine-là. C'est bon pour vous. Merci beaucoup. On peut vous applaudir encore très fort. Et on a appris plein de choses. On vous donne donc rendez-vous demain matin, 9h, pour les concours. Merci à vous. Le concours des Tarasconnais, pour le coup, et ici même, d'ici quelques instants, il va y avoir d'autres animations qui vont s'effectuer.
Allez, pour continuer, aux alentours de 16h30, ce sera... On parlera, je dirais, du Conservatoire du patrimoine biologique régional, une biodiversité domestique au service de l'élevage. Ce seront plusieurs espèces qui vont venir ici même sur le ring 4. T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique.
Oh. Eh ouais, braille un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute, rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr. de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et il fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux. Bon les amis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici même au ring 4. Dans les tribunes, on vous invite à prendre place puisque dans une petite dizaine de minutes, eh bien, il y aura une présentation de multi-espèces, ovins, caprins, équins et j'en passe. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça va? Ouais, on est bien ici, hein? Ouais, c'est chaleureux. Quand le soleil n'est pas au rendez-vous dehors, il est au rendez-vous à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Allez, on espère que vous avez dégusté les différents produits. Tout à l'heure, on était sur les Ovimpiades, dont je vous rappelle des concours d'ovins, ou du moins des concours de jeunes éleveurs d'ovins qui devaient montrer toutes les pratiques de l'élevage, du bon élevage. C'était très très intéressant depuis ce matin de voir. Alors attends 2 secondes parce que je pense qu'ils vont arriver avec quelques brebis, etc. Hein? Si tu peux rester juste un peu dehors, ça va, il n'y a pas la pluie pour vous, ça va? Super. Salut toi, on s'est vu hier, bah ouais. La MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Bon, bah ça tombera pas plus bas.
Allez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici même sur le ring 4. On va vous présenter multiples espèces. On va passer par les ovins, les caprins, les équins et bien d'autres encore. Allez-y, installez-vous. Hein. Ça va bien? Ouais. C'est la première fois que vous venez? Première fois que tu viens ici? Non? Tu viens régulièrement? Ah, d'accord, avec l'école déjà. Waouh, super. Et bonjour, installez-vous. Hein. La présentation n'est pas encore faite, ça va pas tarder. Alors, il y a plusieurs rings, mais il paraît qu'ici, vous avez une ambiance de folie. Alors, on va voir ça. Hein. Ah, regarde, regarde, ça commence déjà. Vas-y, vas-y, mets l'ambiance, voir un peu. Vas-y, applaudis. Allez. Voilà, super. Bon, d'habitude, j'ai des cadeaux à offrir. Je sais pas s'il m'en reste. Ah, toi, tu veux carrément passer avec des banderoles, toi? D'accord. Allez, pourquoi pas. Applause. Why not, why not. Attends, je regarde si j'ai des cadeaux. Comment? Ouais, génial. Tiens, juste parce que tu viens de mettre l'ambiance, je vais t'offrir un stylo. Ah, la petite. Hein. Un stylo offert par Innovin. Innovin, tu vois, c'est la pancarte que tu vois là-bas. C'est la filière ovine. D'ailleurs, les ovins, qu'est-ce que c'est exactement comme animaux, les ovins? Allez, je vais t'aider, il y en a qui viennent d'arriver là. Non, c'est pas les chèvres. Les chèvres, ça sera les caprins. Les ovins, c'est quoi alors? Là, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans... Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais, les brebis, les béliers. Là, tiens, c'est des béliers là, tu vois. C'est bien, ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Tu sais pas? Tu veux faire éleveur? Éleveuse? Ouais, peut-être. T'arrives d'où? De? Ah ouais, d'accord. Bon. Après, qui sait, tu seras peut-être éleveuse dans les montagnes demain. Ça te dirait? Ouais? De t'occuper des moutons, des chèvres, des brebis, tout ça. Ah, tu fais déjà du poney. Ah, déjà. Bon. Bien. Il va y avoir quelques présentations équines qui vont se faire là. Il y a des mules, je crois. Il y en a une et il y a des chevaux. Ah ouais, c'est le Castillonnet, vous. D'accord. Voilà, c'est par ici. Bonjour. Hein. Allez-y, hein, mettez-vous là. Ça va pas tarder. Ça n'a pas encore commencé. Au revoir, madame. Pourquoi vous partez déjà? Ah, vous revenez? Ah, j'ai eu peur. Vous avez mis une marque sur votre place? Parce que souvent, quand on part, on ne retrouve pas sa place après. Hein. Ouais. T'as vu, regarde. Café. Tu rigoles ou quoi? T'es sérieuse? Tu pensais que c'était de la bière? Tu crois que je bois de la bière comme ça toute la journée? Non, ouais, toi tu le fais. Moi je travaille, madame. Ah bon, d'accord. Ouais, d'accord. Allez. Je me permets, Franz, si tu peux me donner le deuxième micro, s'il te plaît. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort le monsieur de l'ombre qui s'appelle Franz. Il est même contraint de manger dans sa cabane tellement il n'a pas d'heure à lui. Je suis même pas sûr qu'il ait 10 minutes des fois pour aller faire ce qu'il doit faire, vous voyez? Donc,
Allez, pour notre part, on est tout équipé. On a tout ce qu'il faut pour vous montrer, vous présenter les différentes catégories d'animaux. Les différents animaux, ça va? Tu exposes aussi ou tu viens pour voir ce qui se passe? Ouais, tu viens voir ce qui se passe. Tu viens regarder, quoi. D'accord. Ça va bien? Allez, quel est ton animal préféré? L'oiseau. Ah, c'est l'oiseau, toi. D'accord. T'en as vu quelques-uns ici? Non. Non, pas trop? Pas encore. Il n'y a pas des poules quelque part? Ah, si. Ah ouais, il me semblait bien. Enfin là, bon. C'est pas forcément les oiseaux que tu aimes voir, toi. Tu aimes peut-être voir les oiseaux dans la campagne, les mésanges, par exemple. Les oiseaux qui sont à l'état sauvage, c'est ça? Ah. Voilà. Les nouvelles brouettes. Alors rassurez-vous, hein, les brebis ou les béliers, là, sont pas mal traités, hein, pas du tout. Hein. On les fait avancer comme ceci pour éviter justement qu'elles ne se blessent ou qu'ils ne se blessent. Voilà, ils avancent sur leurs deux pattes avant. On les contraint un petit peu à aller vers l'enclos. Mais c'est la manière de les attraper. Il vaut mieux les faire avancer comme ça que de les faire avancer avec une chaîne, etc. Allez, on y va. J'ai avec moi Émeric, le directeur UPRA Ovine Pyrénées-Centrales. En l'occurrence, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire exactement ici en présentation? Quelles sont les races qu'on va présenter? Alors oui, mais moi en tant que UPRA Ovine des Pyrénées-Centrales, je vais d'abord présenter les brebis. Forcément. Mais je vais d'abord passer la parole à Laura qui va présenter en fait l'ensemble de la présentation parce qu'il va y avoir des brebis, il va y avoir des chèvres, il va y avoir des vaches, il va y avoir des chevaux, donc, mais tout a un lien commun et donc Laura va expliquer un petit peu pourquoi on se réunit sur ce ring maintenant. Eh bien, avec grand plaisir. Vas-y Laura. Tiens, attends, on va faire les choses en grand. Tout le monde va t'applaudir. 3, 4. Allez-y, applaudissez. Sois la bienvenue, Laura. Merci. C'est à toi. Alors, bonjour à tous. Les différents animaux qui vont vous être présentés sont tous concernés par un programme de sauvegarde. Alors, pourquoi un programme de sauvegarde? Mais en fait, toutes ces races, elles sont liées à des pratiques agricoles ancestrales, traditionnelles, qui ont subi la transition de notre modèle agricole d'après-guerre et qui aujourd'hui déplorent un effectif limité ou à minima en déclin. Merci beaucoup. Voilà. C'est parfaitement résumé. Donc là, vous allez voir des animaux, pour ainsi dire, rares. Voilà, exactement. Ce qu'on va dire. On est tous donc effectivement sur des filières et des programmes de sélection de conservation, des races qu'on appelle races menacées d'abandon pour l'agriculture. Hein, c'est le terme, je dirais, générique, qui ont des effectifs qui sont très limités. Alors, les seuils de population, ils sont différents suivant qu'on soit en vache, qu'on soit en chevaux, qu'on soit en brebis. Par exemple, pour les brebis, pour les ovins, caprins, les brebis et les chèvres, c'est 6 000 le plafond. Pour les vaches, on est un peu plus bas. On est, je crois, autour de, Laura, tu vas me dire 1500, hein, je crois. Ouais. Alors, ça dépend des races. Bon, les éleveurs vous le présenteront un peu mieux, mais on est même en dessous. Sur de la lourdaise, on est sur 300 effectifs. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les seuils pour être classés en menacés d'abandon pour l'agriculture, en fait, pour les brebis, c'est 6 000. Pour les vaches, c'est beaucoup moins. Parce qu'en fait, les intervalles de génération sont plus longs. Et donc, le risque de perdre la génétique est plus long que des brebis. Si on a 800 brebis et que on tourne les brebis, elles ont une durée de vie qui n'est pas si longue que ça, hein, 3, 4, 5 ans, et puis ça tourne beaucoup. Ah oui, donc, on peut perdre la génétique beaucoup plus vite que dans des races bovines ou équines. Et donc, on a des seuils qui sont différents, mais bon, on est tous classés quand même menacés d'abandon pour l'agriculture. L'autre point important, quand on parle de plans de sauvegarde, ça veut dire qu'on est sur des populations limitées, mais qui sont donc différentes quand même des races plus grandes en termes de patrimoine génétique. Hein. Et quand on sait, après avoir vécu des années après-guerre de standardisation, d'industrialisation, où il fallait produire toujours plus pour nourrir la population et à moindre coût,
on est allé vers des races qui étaient beaucoup plus productives, beaucoup plus standardisées. Et donc petit à petit, ces races qui étaient endémiques dans des secteurs sur des systèmes plutôt polyculture, pluriactivité, on faisait du lait, de la viande, de la laine, etc., ont été abandonnés parce que ce n'était pas le modèle agricole qui était défendu. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec les bouleversements qu'on prend, et notamment sur la montagne, avec les adaptations, enfin le changement climatique, et on le sait, on sait que les zones qui seront le plus touchées par le changement climatique, c'est les montagnes, c'est les terrains d'altitude. Eh bien, il va falloir peut-être aller chercher des spécificités génétiques pour s'adapter, et des choses, des spécificités qui, il y a quelques années, enfin il y a des dizaines ou des vingtaines d'années, n'étaient pas intéressantes, eh bien, elles peuvent devenir à nouveau intéressantes. D'où l'intérêt de conserver une diversité raciale, ce qu'on appelle une biodiversité domestique. Hein, on connaît bien la biodiversité naturelle, on en parle beaucoup. De la biodiversité naturelle, et dans les Pyrénées on parle de la biodiversité florale, des prairies, des esquives, etc. On parle de la biodiversité de la faune, hein, et notamment on parle beaucoup de biodiversité autour des grands carnivores, et on en a deux, hein, dans les Pyrénées on en avait qu'un, maintenant on en a deux, voire trois, hein, entre le loup, l'ours et le lynx, qui sont aussi des formes de biodiversité, mais il faut que les différentes biodiversités, elles soient préservées. Et quand une sorte de biodiversité en menace d'autres, eh bien, il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir quel est notre objectif. Oui, et dans ce cadre-là, comme on est sur des races qui sont pyrénéennes, qui occupent les espaces pyrénéens, eh bien, forcément, ça frotte à des moments, et il faut savoir enfin, comment préserver toutes ces choses. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de suite, Laura, par rapport à ce que vient de dire Émeric? Alors juste en 2 mots, ce programme de sauvegarde, c'est un programme qui est porté par la région depuis un peu plus de 30 ans, dont l'animation a été confiée à la Chambre régionale d'agriculture, et dont l'objectif, c'est, comme le disait Émeric, de préserver ce patrimoine biologique. Donc ça passe par des actions et des soutiens à des porteurs de projets, du financement, d'initiatives locales, et tout un travail pour inventorier et répertorier les espèces déjà existantes. Parfait, tout ça. On peut commencer à faire la présentation. On va commencer par les brebis du coup. Laura, tu réinterviens quand tu veux. Vraiment. On va commencer par les brebis, hein, qui sont sur enfin les ovins, parce que c'est pas des brebis, c'est des béliers. Oui, là c'est des béliers, mais bon. Mais par les ovins, donc qui sont sur les rings. Là, donc là, on vous a mis 6 races. Tiens, il y en a une, il y a un intrus. Ah, il y a un intrus. Il y a un intrus, voilà. D'accord. Donc on vous a mis 6 races, mais sur les 6, il n'y en a que 5 qui sont en fait menacées d'abandon pour D'accord. D'abandon pour l'agriculture, puisque au milieu, c'est celui-là, hein, l'intrus. Je vais juste le présenter, c'est le tarasconnais, le bélier tarasconnais. On est à 120 000 brebis, on a une filière qui est concentrée, je dirais, sur les Pyrénées centrales, hein, des Hautes-Pyrénées jusqu'à l'Ariège. Et c'est une filière qui est assez vivante, qui a des produits de qualité, hein, un label rouge, sélection des bergers, une IGP, l'agneau des Pyrénées. Donc celle-là, on ne va pas trop en parler, j'en ai déjà parlé tout au long de la journée. Et puis demain, en plus, c'est la race qui sera en concours. Donc voilà, ils me font des petits pièges en plus quand ils ramènent les animaux. Donc je vais plutôt me concentrer sur effectivement le patrimoine biologique. Voilà, et vous avez donc deux box, hein. C'est juste qu'on a séparé les béliers sans cornes et les béliers avec cornes, sauf celui-là, parce qu'il est avec les autres, avec les copains d'habitude. Mais c'est vrai qu'on évite de mélanger des béliers avec cornes avec des béliers sans cornes, parce qu'en général, les béliers sans cornes, ils souffrent un petit peu, quoi. Voilà. Donc on va commencer, on va partir de l'ouest de la chaîne, tiens, pour commencer. Allez, vas-y. Puisque ces races à petits effectifs, elles sont concentrées en fait dans des territoires bien particuliers. Hein, on est sur ce qu'on appelle des races locales. Les races locales, c'est quand on a plus de 70% des effectifs qui sont situés dans maximum 3 départements.
Et comme je vous disais, c'est des races à petits effectifs. Donc là, on est à moins de 6000 brebis. En dessous des 6000 brebis. Voilà. Quand je parle de races locales, on est dans notre cas dans des races très très locales. Et je vais commencer par la lourdaise. La lourdaise, là je suis dans la vallée de Lourdes. Hein, vous voyez à peu près où c'est, Argelès-Gazost, au sud de Tarbes. Et donc là vous avez un bélier lourdais, ici, là, qui est reconnaissable. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais déjà c'est un animal qui est haut sur pattes. Très massif. Voilà, qui est assez lainé, hein, qui a une laine assez dense et qui est reconnaissable aussi au niveau de sa tête par les lunettes qu'il a autour des yeux. Là, il voit qu'il a les yeux noirs. Et puis il va avoir aussi le coin de la bouche éventuellement, de temps en temps. Et puis on peut voir aussi le bout des pattes. Ça, c'est des critères importants sur un bélier lourdais. On a les cornes dans les deux sexes, mâle et femelle. Hein. Brebis et bélier ont des cornes. Hein, pour bien reclarifier les choses, c'est pas parce qu'un ovin a des cornes que c'est un bélier et qu'un ovin n'a pas de cornes et que c'est une brebis. C'est pas comme ça que ça marche. On a des brebis et des béliers qui sont cornus et on a des brebis et des béliers qui sont non cornus. Donc là, dans la race, on a des cornes, vous voyez, en spirale comme ça, dans les deux sexes. On en trouve à peu près 2000, hein, 2000-2500. Donc on est vraiment sur un très petit effectif. Hein. Vous imaginez, dans des troupeaux professionnels, on a en général 200-250 brebis. Donc si vous divisez par 250, vous imaginez le nombre d'éleveurs que ça peut représenter. Alors dans ce cas-là, on a plutôt des éleveurs qui ont 40-50 brebis, donc ils sont un peu nombreux quand même. Mais on est sur des tout petits élevages, des tout petits effectifs et finalement des éleveurs qui ne sont pas très nombreux. Ça fait à peu près combien d'élevages, ça, l'équivalent de 2000 brebis? C'est quoi? C'est une dizaine d'élevages? Non, là on doit avoir une trentaine d'élevages concernés. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et souvent, ce n'est pas des éleveurs professionnels, c'est plutôt des doubles actifs qui utilisent cette race-là. En termes de parcelles, il faut à peu près combien pour pouvoir nourrir l'équivalent d'un... C'est peut-être une question un peu tordue, mais ouais, c'est un peu compliqué. D'accord. Aïe, il y a plus de spécialistes, j'aurais peur de dire une bêtise. Non, mais d'accord. Moi, je me concentre effectivement. On va se concentrer sur la génétique et sur les bêtes. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on est autour de Lourdes, hein, Lourdes, Argelès-Gazost. On est sur une race, bien sûr, qui est transhumante. Hein. Toutes les races que vous avez là, ou presque toutes, en tout cas, ce sont des races transhumantes, c'est-à-dire qu'elles vont monter en estive l'été, hein, de juin à octobre, grosso modo, et donc elles vont monter sur les estives au-dessus. Dans la même vallée, un peu plus haut, on a un pays, enfin un canton, mais qui s'appelle le Pays Toy. Le Pays Toy, on est à Luz Saint-Sauveur, et puis la vallée de Barège, de Gèdre, et le cirque de Gavarnie. Et dans ce Pays Toy, ils ont une race. Et cette race, c'est la race barégeoise, c'est celle qui est au milieu, qui se cache bien sûr, là, qui est en train de se reposer, hein, avec un beau bélier barégeois. Allez monsieur, on se lève. Monsieur, il veut pas. Que tout le monde te voit. Non, il est là. Il a envie de se allongé. cacher. Tac. Voilà, on va essayer de faire passer derrière les Deuxième. autres. Voilà, si tu veux. Allez. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas. Voilà, ils le cachent. Bon, il fait la tête au public aujourd'hui. C'est l'effet de scène, ça. Il Voilà. fait l'assiette. Bon, c'est un bélier barégeois, donc le bélier barégeois, il ressemble quand même un peu au lourdais, voire au tarasconnais. On est sur un animal de taille équivalente au bélier lourdais. Hein. On a des béliers qui peuvent faire une centaine de kilos. Et là aussi, on a plutôt une laine qui tend vers le roux, il est aussi lainé que le bélier lourdais. Et on a pareil des cornes dans les deux races. Alors aussi sur la brebis barégeoise, on a des couleurs de laine différentes. Donc on en a qui sont blanches, on en a qui sont noires et puis on en a qui sont piguettes, c'est-à-dire tachetées en fait. D'accord. Donc on a effectivement un peu de diversité dans la brebis
barégeoise. Et la spécificité, donc je vous ai parlé du Pays Toy, c'est qu'ils ont un signe officiel de qualité qui est un AOP, appellation d'origine protégée. C'est l'une des seules, hein, d'ailleurs, AOP en viande, l'une des premières aussi, et c'est l'AOP mouton barège gavarni. Et l'autre spécificité, c'est qu'on n'est pas sur de la viande d'agneau, mais on est sur de la viande de mouton. Donc d'adulte. Donc un adulte. Voilà. Au-delà des 6 mois alors. Voilà, donc au-delà des 6 mois, c'est plutôt des brebis de réforme ou ce qu'on appelle le doublon, c'est un mâle castré qui passe 2 saisons en montagne avant d'être abattu. Et ça fait le bonheur des grandes tables parisiennes, l'AOP mouton barège gavarni. C'est un produit sentinelle chez Slow Food d'ailleurs. Ah d'accord. Voilà. Et donc, on a vraiment une race, la barégeoise, un territoire qui est le Pays Toy, et puis un produit de qualité qui est le mouton barège gavarni. Voilà. Parfait. Donc là, on est vraiment dans les... Ouais. Non, C'est bon, je continue. Oui, vas-y. Voilà, là, on était vraiment à l'ouest je dirais, des Hautes-Pyrénées. Et puis, on va remonter un peu plus vers l'est pour arriver dans la vallée d'Or. La vallée d'Or, du Louron, et puis... la vallée de Campan. Donc on revient un peu vers là. Hein. Là, on est à l'est des Hautes-Pyrénées et on s'approche pas mal de la Haute-Garonne. Et on va arriver avec la brebis Or et Campan que vous avez ici. Et donc là, vous avez un bélier Or et Campan. Et au contraire de ces deux cousins, eh ben, c'est une brebis sans cornes et un bélier sans cornes. Donc ils sont non cornus les deux. On trouve encore quelques béliers cornus en Or et Campan, mais la majorité de la population est non cornue. Et là où on peut le reconnaître, c'est par son toupet là qu'il a au-dessus de la tête, avec pas mal de laine. Et puis c'est une brebis qui reste très laineuse, hein, plus que les autres. Et ça date du fait qu'à une époque, il y a eu quand même de l'infusion de sang mérinos, à l'époque où la laine avait une grande importance économique et donc on a ramené des béliers bérinos pour amener de la laine sur les brebis locales. C'est à l'époque napoléonienne, hein, tu disais voilà. Hier, c'est bien ça? Voilà, effectivement, pour fabriquer des vêtements pour les armées. Pour les armées. Voilà. Et donc on a une brebis là, aujourd'hui on a à peu près 3500 brebis de cette race-là. Voilà, qu'on reconnaît donc à sa laine, et puis on est toujours sur des gabarits assez importants. On passe à la suite. On passe à la suite. Voilà, là on a fait les trois, et on va plutôt basculer là sur l'Ariège maintenant. Ouais. Hein, puisque on va arriver sur la brebis castillonnaise de Castillon. La brebis castillonnaise que vous avez ici, qui est reconnaissable donc par son teint roux, hein, les pattes et la tête sont roux. C'est des animaux sans cornes, pareil, hein, brebis bélier, pas de cornes, et on est sur des effectifs plutôt de 5500 brebis aujourd'hui. D'accord. C'est des animaux qui sont pelinés, très fertiles, et donc qui aujourd'hui qui retrouvent un intérêt certain chez des jeunes éleveurs parce que c'est vraiment une brebis facile à mener. Voilà. C'est parfait. Et puis le dernier. Le dernier bélier. Voilà, qui est là. alors là, on va sauter carrément hors des Pyrénées pour l'origine, puisqu'on va aller, je dirais, au sud du Tarn, avec la montagne noire, la brebis montagne noire. Là, vous avez un bélier montagne noire. Alors sa spécificité, c'est qu'il a été reconnu comme race il y a en 2008. Donc c'est assez récent. Et même si c'était des animaux qu'on trouvait fréquemment en montagne noire, ils ont pas mal migré vers les Pyrénées. Aujourd'hui, on en trouve principalement en Ariège, en Haute-Garonne et puis un petit peu dans les Hautes-Pyrénées. Et donc la brebis montagne noire, la spécificité par rapport aux autres, c'est que les autres, c'est toutes des races transhumantes, comme on a dit tout à l'heure. Alors que la brebis montagne noire est une brebis sédentaire, c'est-à-dire qu'on va rester sur des exploitations extensives, pastorales, souvent situées dans des zones de coteaux secs, hein, bien sûr, puisqu'on est sur des brebis rustiques. Et aujourd'hui, on compte à peu près 4500 brebis aujourd'hui de cette race-là. Voilà. Mais en fort développement. Qui est en évolution. Hein. Voilà, en fort développement.
parce que elle a quand même des qualités bouchères supérieures par rapport aux autres. Et aujourd'hui, elle est recherchée par les bouchers, soit en race pure, donc comme ça, hein, on vend les agneaux purs qui sont bien rebondus, parce qu'on voit bien elle est plus trapue, plus rebondie, etc. Ou on utilise les béliers montagne noire sur les autres races que l'on a là, pour faire du croisement terminal et avoir des agneaux mieux conformés. Parfait. Voilà un petit peu. Bon, Alors, bon. Il y a eu la présentation de 5 brebis, enfin 5 béliers pour le coup, hein, de race, je dirais, en dessous de la barrière des 6000 espèces brebis. Et puis là pour le coup, ce sont des brebis qu'on peut retrouver ici même. Il y a une 6e espèce également, non? Ou, non, alors j'ai il y a parlé pas de la sixième tarasconnaise espèce tout à l'heure, mais ouais, non, il n'y a pas une autre espèce encore qui est ici sur la région qui n'a pas été présentée? Alors en ovin? Oui, en ovin. Ah non, là on a D'accord, représenté on les a eu toutes là. On a tous ceux qui sont exposés effectivement dans les box là-bas. Vous avez les informations précises dessus. Voilà, ce qu'il faut préciser, vous avez vu dans tout ce que je vous ai présenté, il y a bien une répartition géographique et même une relation très forte entre le nom de la race et le nom du lieu où on la trouve. Et en fait, c'est lié au fait que dans les vallées pyrénéennes, les vallées pyrénéennes, elles sont profondes et elles sont souvent, entre les deux, on a des barrières assez raides. Et donc les relations, je dirais, des troupeaux de transhumance, elles se faisaient plutôt de la plaine vers les sommets, hein, donc plutôt de bas en haut, mais jamais en transversal, c'est-à-dire que les troupeaux, ils ne passaient pas d'une vallée à l'autre. Comme les troupeaux ne passent pas d'une vallée à l'autre, il n'y a pas d'échange entre les populations. C'est-à-dire que les béliers d'une vallée ne vont pas assaillir les brebis dans une autre vallée. Donc on n'a pas d'échange génétique. Et c'est à partir de ce moment-là que les populations, elles se spécialisent et elles prennent des types qui sont liés au collectif des éleveurs qui sont dans les vallées et qui choisissent, qui disent une brebis d'ici, elle est comme ça. Et donc si elle sort de ces caractéristiques, on ne la garde pas. Et puis, petit à petit, on a des brebis qui dévient, qui font des races. Et c'est comme ça qu'on a eu, grosso modo, dans les Pyrénées, une grande richesse, une grande diversité raciale, et notamment sur les brebis, où on a quasiment une brebis par vallée. Parce que là, on a fait les Pyrénées centrales, mais on pourrait faire les Pyrénées atlantiques, où on a 3 races. D'accord. La Malèche tête rousse, la Malèche tête noire, la basco-béarnaise, et pareil, ça correspond à des vallées. Voilà. Et si on va sur l'est de la chaîne, on a d'autres races aussi, comme la rouge du Roussillon, qui va plutôt coloniser l'est de la chaîne. Et tout ça, c'est lié au fait que les Pyrénées sont très diverses d'est en ouest au niveau climatique, hein, ou d'ouest en est, très humides à l'ouest, très sec à l'est. Et puis, on a des populations animales qui se sont spécialisées et qui ont survécu à la spécialisation liée au modèle agricole. Voilà, ce qui veut dire que si vous vous baladez en montagne et que vous êtes perdu, vous savez au moins que vous êtes dans telle ou telle vallée en fonction des brebis que vous allez croiser. Voilà, ça c'est important. Oui, encore faut-il les reconnaître. C'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, on va retrouver, comme je le disais quand même, des tarasconnaises presque partout, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup Émeric. Est-ce qu'on passe aux autres animaux ou tu avais quelque chose à rajouter? C'est bon? Oui, moi je pense que j'en ai fini. Je vais laisser la place aux collègues qui vont venir. Les collègues suivants, est-ce que ce seront les chevaux? Et auquel cas on demandera... Ou les chèvres. Ah non, ce sont les chèvres. Allez, pour les chèvres, tiens, je vais te reprendre le micro. À moins que tu veuilles présenter. Eh ben les voilà. Bonjour les filles. Allez-y, rentrez, je vous en prie. Je vais vous laisser le micro à l'un ou à l'autre, hein, ou aux deux, c'est vous qui voyez. Tu vas le prendre? Tu t'avances un petit peu? Allez, tu vas nous expliquer qui elles sont. Quel est le nom de cette race? Alors là, on a Violette et Vanille, qui sont 2 chèvres pyrénéennes de chez Pascal Pujol, l'éleveur qui est ici. D'accord. Enchanté. C'est des chèvres qui ont 2 ans. Ouais. Donc elles n'ont pas tout à fait fini leur croissance. C'est encore des petites jeunes. Et elles viennent
Donc, je l'ai dit de Pascal Pujol, donc peut-être je peux parler de la race un petit Oui, justement, parce que qu'est-ce qui fait qu'elles ont été un petit peu oubliées en tant que race et aujourd'hui elles reviennent un petit peu sur les devants de la scène? peu. Ouais. Donc la race pyrénéenne, c'est une race qui a failli disparaître dans les années 80. Elle était presque reconnue éteinte, la race. Ah oui, carrément, d'accord. Ouais. Mais grâce à quelques passionnés, Comme elle a vous. pu, voilà, elle a pu reprendre. Et aujourd'hui, on est à plus de 5000 maires. Donc on est passé de 0 à 5000 en quelques décennies, c'est pas mal. Et du coup, il y a une association qui a été créée en 2004, donc il y a 20 ans, cette année. Et donc moi, je suis l'animatrice de l'association. Parfait. Parce qu'on a la chance d'avoir un salarié. Et on compte à peu près 200 éleveurs dans cette association. Qui sont situés à peu près à quels endroits? Donc essentiellement dans le massif des Pyrénées. Donc en Ouais. fait, tout le massif, c'est assez large. Ça va de Bayonne à Perpignan. Donc Oui. c'est un terrain assez vaste. Et plus globalement dans le quart sud-ouest. Donc ça va Gers, Lot, D'accord. Tarn, Tarn-et-Garonne. C'est essentiellement pour le lait ou il y a également du allaitant? Alors non, la particularité de cette race de chèvre, c'est que c'est une des seules races allaitantes en France. D'accord. Puisque les autres races de chèvres, elles sont essentiellement élevées pour leur lait. Très bien. Alors qu'en pyrénéenne, la majorité élève cette race pour la viande. Donc pour la viande de chevreau. De chevreau, on est d'accord. Une viande encore peu connue, enfin qui a été un petit peu délaissée par le grand public, mais pourtant c'est une viande très goûteuse et peu grasse, qui est victime un petit peu de quelques a priori, mais ce n'est pas le cas. On vous invite à venir goûter cette viande. Et voilà. Oui, pour déguster cette viande, éventuellement ici sur le salon, vous en faites la dégustation Alors, ou pas? on a fait, là, je sais pas si on aura d'autres, mais on a fait quelques dégustations à la dégustine là. D'accord, Mais, ça se fera certainement par la suite. Peut-être voilà. pas aujourd'hui, mais demain. Oui, voilà. Mais après, sinon, il y a d'autres éleveurs qui élèvent pour le lait, ils font du fromage sur la ferme. Ouais. Et il y a aussi d'autres produits comme le savon, les cosmétiques, la glace, le yaourt. C'est assez diversifié quand même. Ouais, tout de même. Donc Ouais. voilà, il y a plein de nouveaux produits qui se développent. Alors de ce qu'on comprend, c'est que ces chèvres, elles ont une typicité particulière, mais en termes de couleurs, elles peuvent être de plusieurs couleurs différentes. Oui, c'est ça. Alors, je pense que vous reconnaissez assez facilement par rapport aux autres chèvres qu'elles ont des poils longs, Oui. des oreilles qui tombent, donc elles sont assez facilement reconnaissables. Et la couleur, oui, du coup, elles ont plusieurs... en fait, toutes les couleurs sont acceptées dans la race. Donc là, on voit qu'elle est ce qu'on appelle chocolat. Elle est un peu bicolore. Traditionnellement, en fait, elle est plutôt foncée, la chèvre des Pyrénées. Ouais. Mais maintenant, on en trouve aussi des toutes blanches, des grises. Il y a plusieurs couleurs. La seule couleur qui n'est pas trop acceptée dans les critères de la race, c'est le chamois qu'on retrouve dans l'alpine. D'accord. Parce que ça, en fait, c'est plutôt des signes de croisement. Mais voilà. Des signes de croisement, justement, entre espèces. Ouais, voilà, parce que forcément, D'accord. il y a eu du croisement au fil du temps. Et nous, on va plutôt essayer de développer la race pure. Donc, on va éviter tout ce qui est croisement avec alpine ou d'autres races. Voilà. En termes de femelles et de mâles, quelle est la différence, si ce n'est peut-être les cornes qui sont un peu plus grandes, bien sûr, pour le mâle? Oui, bon, on n'a pas le droit d'amener de bouc ici. D'accord, d'accord. C'est pas comme les béliers. Donc, vous ne pourrez pas en voir malheureusement. Mais oui, ce qui différencie, c'est la carrure. C'est beaucoup plus Forcément. gros. Les poils, c'est plus poilu en général, surtout au niveau du cou. Il y a beaucoup de poils au niveau du cou. Et bien sûr, les cornes, avec des cornes assez impressionnantes sur le bouc. Bon, on aurait pu mettre une petite photo, mais j'en ai pas. Oui, bon. Donc, Alors, voilà. rappelle-nous le nom de la race et de l'espèce. C'est la chèvre des Pyrénées. Chèvre des Pyrénées, les amis. Voilà, profitez-en. Hein. Ce sont des espèces plutôt rares encore aujourd'hui. Oui, même Voilà. si Même de si moins elles en moins. évoluent de plus en plus, et c'est bien. Mais c'est une race qui est protégée en France et qui est reconnue comme race menacée. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, faites un petit tour si vous le souhaitez. Allez. Et pendant ce temps, on va en profiter pour faire rentrer d'autres espèces. À moins que tu préfères que les chèvres. Ouais, tu fais un petit tour. Allez. Voilà, on a nos deux chèvres. C'est comment les prénoms? Chocolat? Non. Vanille et Violette. Bon, Vanille et Violette. Normal. Violette, c'est celle de droite, c'est ça? Non, c'est celle-là, c'est la gauche.
D'accord. Ouais, c'est pas instinctif. Voilà, profitez-en hein, pour voir ces espèces qui sont rares. Et pendant ce temps-là, on prépare les animaux qui vont suivre. J'ai effectivement l'impression que ce sont les chevaux qui vont venir nous rejoindre. Il y a quelque chose à rajouter peut-être, Laure? Non? C'est bon? Allez, super. Voilà, histoire de faire le petit tour. Ouais. C'est vrai qu'on hésite à applaudir des fois quand ce sont les animaux pour ne pas les apeurer, mais on peut les applaudir doucement quand même. Voilà. On peut. Elles sont réceptives aux applaudissements. Ouais. Regardez, comme d'un seul coup, ah, on est applaudi, elles lèvent les oreilles, tout ça. Et on continue avec une très belle surprise. Les chevaux, pour le coup. On va te laisser le... Tu vas là-bas? Allez, on va te laisser le micro. Allez, c'est à toi. Je te laisse le micro. Tu nous réexpliques très rapidement qui tu es et puis surtout quelles sont les races que tu nous présentes. Alors moi, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, j'ai le grand plaisir de vous présenter le cheval de Mérins. Il y a longtemps, on l'appelait le poney ariégeois. Mais c'est bien un cheval. Nous n'avons pas fait exprès d'en amener 2 noirs juste pour faire joli. C'est la seule robe pour ces chevaux. Il a également été appelé le prince noir, tout à fait. Ah, il a été appelé le prince noir. Du fait de sa couleur. Dans l'histoire, c'est intéressant. Voilà, ce sont des chevaux qui sont élevés dans un mode transhumant. C'est-à-dire qu'une grosse période de l'année, en général fin mai, ça dépend de la météo, les mamans sont montées en estive, là-haut dans la montagne, où elles y passent entre 5 et 6 mois, accompagnées du poulain Ouais, né... Allez, vas-y. Du poulain né quelques semaines ou un mois avant. Alors celui qu'on vous présente, il est né il y a 7 semaines, donc lui il n'a pas eu l'occasion, elle, parce que c'est une fille, n'a pas eu l'occasion de monter à la montagne. Mais voilà, le fait de pouvoir évoluer dans ce milieu naturel, d'abord ça contribue au nettoyage de nos montagnes. Ensuite, en ce qui concerne nos chevaux, c'est surtout que ça leur apporte une stabilité mentale. Maman va également apprendre à son petit rejeton ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Elle va lui apprendre où chercher l'eau. Et surtout, elle va lui apprendre où on met les pieds. Parce que la montagne, comme vous le savez, c'est dangereux. Et nous, quand on va récupérer ces magnifiques chevaux à la descente, et qu'on va commencer à les éduquer au fil des mois et au fil des années, on va se retrouver avec des chevaux avec un pied très sûr, qui vont nous permettre de faire plein de choses avec, parce qu'ils ne sont pas juste faits pour faire joli. On fait de l'attelage, on fait de la randonnée, on fait du saut d'obstacle, on fait du dressage, du western, de l'Amazone. Toutes les disciplines sont possibles avec notre cheval. Il est le cheval de la famille par excellence. Vous pouvez vous faire plaisir avec sans problème du papa, de la maman sur toutes les disciplines. Il est un très bon cheval de club, très facile à vivre, très facile d'entretien. Je pense qu'il vous ferait le bonheur parfait. Forcément, sa couleur, ça aide, on est bien d'accord. Je vais vous présenter juste avant de partir quand même. Alors, Tswana, vous voyez, elle n'a pas du tout la même morphologie que l'autre parce que Tswana, justement, elle fait du club. Elle travaille tous les jours pour le bonheur de vos enfants et des adultes également. Tswana, voilà, elle est dans le club, elle fait du saut d'obstacle, elle fait du dressage, elle fait des jeux. Voilà, elle travaille vraiment aux côtés des cavaliers et cavalières. Alors la morphologie est totalement différente puisque de l'autre côté, vous avez Vanessa du Courbas. Parce qu'en général, ils ont un petit... C'est comme nous, ils ont un prénom et un nom qui est une poulinière, une reproductrice. Donc vous voyez que voilà, il y en a une qui travaille et l'autre pas. C'est comme chez nous. Vanessa, elle est suitée d'Olympica. Alors pourquoi Olympica? D'abord parce que c'est l'année des hauts chez les chevaux. Ouais. Et puis qu'elle est née le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Pendant les JO. Et ben voilà, pendant les JO. Voilà, alors je vous invite quand même tous à venir au Pôle Équin voir les autres chevaux de Mérins parce qu'on n'a pas pu tous les amener parce que le ring est tout petit. Mais les autres vous raviront tout autant et surtout ils vous présenteront toutes les disciplines avec lesquelles nous pouvons travailler. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a une petite particularité, on avait remarqué, notamment hier, hein, tu l'avais présenté, je crois, la petite tache blanche, c'est la seule chose qui est autorisée, voilà. je crois. J'ai précisé qu'ils étaient tous noirs. Alors, vous avez pu remarquer que, par exemple, sur Tswana, sur le devant, sur son front, elle a quelques petits poils blancs.
c'est autorisé. Des fois, c'est un peu plus marqué, des fois un peu moins. Ce qui est également autorisé, c'est un peu de blanc sur les hanches, ici. Enfin, de D'accord. blanc, de poils blancs. De poils blancs, Et de temps d'accord. en temps, des taches blanches Sur les pattes. au niveau des jambes. D'accord. Mais ça s'arrête là. Sinon, il n'y a que du noir. C'est d'ailleurs un gène recherché quand on fait des analyses génétiques chez nos chevaux. On Parfait. recherche, voilà. Parfait, parfait, Alors, parfait. ça. franchement, je vous invite à venir au Pôle Équin. Je sais que c'est pas facile à trouver, mais venez nous voir et on pourra en discuter encore plus longtemps. Et oui, Voilà. c'est situé pas très loin, bien sûr. Vous traversez carrément le parc et vous allez vers l'extérieur, vers le parking. Et Pour le Olympica coup. va vous faire un petit tour de show. Vous allez voir, elle met le feu Ouais. toute seule. On l'a remarqué tout à l'heure, elle est arrivée hésitante et c'est pour ça que j'ai failli prendre la parole, mais je te laissais parler. Hésitante, et puis après, maintenant on a l'impression de connaître les lieux, ça y est. Ah, mais elle est comme chez elle. Voilà. Là, elle resterait la demi-heure pour le bonheur de tous. Merci. En tout Cette cas, semaine n'hésitez seulement. pas. Oui, cette Alors ça semaine. se lève aussitôt après la mise basse, ça se lève dans les heures Enfin, qui suivent. quoi. pas dans les heures. Oui, non, oui, non, non. non, non, elle est levée, oui, dans les moins d'une heure. Dans les moins d'une heure. Ça, c'est sûr. Voilà. Le cheval est une proie dans la nature. Ah oui, donc tout il faut à fait. qu'il puisse se sauver vite. Parce qu'on a des bêtes pas très sympas dans la montagne. Uh-huh. Et quand ils partent en montagne comme ça, c'est combien de temps? Alors, en général, les troupeaux sont montés, c'est suivant la météo en général, Oui. mais bon, on va dire fin mai, mi-mai. Oui. Et après, pareil, c'est une histoire de météo. Ça peut être fin octobre ou début octobre, les années où il y a vraiment beaucoup de neige. Ça dépend vraiment. Et puis, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il a beaucoup neigé, d'autres moins, et voilà. Donc ça, D'accord. voilà, c'est en fonction des estives. Déjà, les éleveurs se regroupent. Et en fonction de la météo, de ce qui reste à manger là-haut, de la météo, et ainsi de suite, ils se regroupent pour descendre tous les chevaux. Bah, c'est En tr- général, plus ou moins ensemble. C'est plus Bah, simple. c'est très intéressant en l'occurrence. Et n'hésitez pas à aller les retrouver bien sûr au pôle Équin. Merci beaucoup. On va te laisser transmettre le micro aux personnes qui vont suivre. Alors, est-ce que ce seront d'autres chevaux? La mule. Qui est-ce, Laure? Allez, juste le temps de laisser sortir nos chevaux de Murins. Voilà. Quand tu veux, Laure, il n'y a pas de souci. Ça va toujours, les amis? On est bien ici, hein, vous avez vu? On est installé, les animaux viennent, ils se présentent à vous. Vous arrivez de loin, pour votre part? Vous arrivez d'ici ou vous êtes... Oui. Ah, vous êtes d'Ariège, d'accord. Bon, vous avez dit, tiens, allez, c'est parfait. On va aller faire un petit tour au ring 4. On va aller voir les espèces rares. Parce que vous aussi, vous êtes une espèce rare. Voilà, donc vous avez dit, quitte à tant qu'à faire. Et bonjour. Alors, tu n'as pas ton micro? Ah, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver après. Très bien. Et voilà. Magnifique. Magnifique espèce. Ah ah. Allez, qui va pouvoir présenter ces espèces? Ouais. Ah, Merci. ça y est. Et bonjour monsieur. Il arrive. Comment allez-vous? Ça va bien? Bon. Je vais parfait. bien. Bon, super. Bon, allez, Présentez-nous l'espèce qui vient d'arriver ici sur les rings. je vais me présenter d'abord au public. Ah bah oui. Bah oui, tant qu'à faire. D'abord, merci d'être là. Voilà, je me présente, c'est la moindre des choses. Jean-Claude Echenne, éleveur d'ânes des Pyrénées depuis 27 ans en Ariège. Voilà. Et je représente ici Laura, s'il te plaît, un peu d'attention. C'est une collègue là, Ah, organisatrice, en tout cas, et qui s'occupe de. Qui est sur la surveillance de nos interventions. Bien. Alors. Voilà, je représente ici l'Association nationale de l'âne des Pyrénées, d'accord? D'accord. Voilà, et j'élève depuis 27 ans, je vous l'ai dit, des ânes des Pyrénées. Alors, une petite histoire. L'âne des Pyrénées a bien failli disparaître, il faut le dire. Dans les années 50, la motorisation, les moteurs, les tracteurs, eh bien, ont remplacé l'utilisation des ânes, et qui étaient devenus désuets, inutiles. Et les races asines, quelles qu'elles soient,
ont disparu ou presque, se sont amoindris au point de disparaître pratiquement. C'est le cas de notre race asine des Pyrénées. Et donc, une poignée de passionnés, dès 1994, ont réuni, ont rassemblé, recensé ce qu'il restait de nos Indes des Pyrénées en France. Au point que, dès 1997, un monsieur que je respecte que je respecte, Olivier Courtiat de la Bastide de Sérou, à côté, Nescus, en Ariège, eh bien, a fait reconnaître par le ministère de l'Agriculture l'Anne des Pyrénées. Voilà. Et de là est parti des passionnés comme moi, et nous sommes de plus en plus nombreux à faire d'abord de faire reconnaître, afin de faire de sauver cette race d'abord, et ensuite de l'améliorer, de la faire évoluer, au point qu'aujourd'hui, alors c'est une race à petit effectif comme d'autres bien sûr, mais nous avons en gros un millier de sujets dans les Pyrénées en France. Voilà. Voilà. Donc, dans la race que je précise, il y a deux types. Dans la race asine des Pyrénées, l'Anne des Pyrénées, il y a deux types. Le type catalan, c'est le type originel qui vient de Catalogne, qui a traversé les Pyrénées et qui s'est répandu dans toute la chaîne des Pyrénées jusqu'au Pays Basque. Donc le type catalan et le type gascon. Alors le type catalan, voilà, c'est un animal, le type originel de grande taille, donc qui, en traversant les Pyrénées, a été un peu modifié parce que notre relief pentu, accidenté, eh bien, acceptait moins les grands ânes, donc ils les ont sélectionnés. C'est la même origine génétique. Ils les ont sélectionnés pour qu'ils soient plus facilement à mettre au bas, etc. et travailler dans les pentes. Voilà. Donc, voilà. Alors, le type catalan originel, je me répète, est le type qu'on appelle gascon, de moindre taille. Voilà. Alors, type gascon, moindre taille jusqu'à 1,35 m, et au-delà, c'est le type catalan originel jusqu'à 1,60 m ou plus. Il n'y a pas de limite supérieure. Voilà. Alors les caractéristiques de l'Anne des Pyrénées, bon, il est noir ou B voulant dire marron. Voilà, c'est dans les critères de la race, avec les naseaux blancs, les yeux blancs qu'on appelle quelquefois lunettes, le poitrail blanc, le ventre blanc surtout, et l'entrecuisse blanc. D'accord? Voilà les caractères. Surtout pas de croix de Saint-André, parce que là, c'est rédhibitoire, ça ne correspond plus à l'Anne des Pyrénées. Bon, c'est dit complètement différent. Voilà. Alors, à quoi nos ancêtres, jusqu'à les années 50, évidemment, l'ont utilisé, qu'ils soient catalans dans le Piémont ou gascons plus petits en montagne, l'ont utilisé. Il a rendu de grands services à l'agriculture. D'accord? Alors, de nos jours, parce que bien, il faut l'adapter parce que, et suivre l'évolution des années, le modernisme, une race qui ne sert plus à rien, quelle que soit la race ou l'espèce, elle disparaît. D'accord? Donc, on l'utilise aujourd'hui, le type gascon de moindre taille, actuellement, pour le portage. Il faut dire que le type gascon, de par sa taille et sa morphologie, eh bien, il est adapté au portage, plutôt au portage. Cela dit, on peut l'atteler, le monter, etc., bien sûr, mais il est adapté par rapport surtout à sa morphologie au portage. Le type catalan de grande taille,
eh bien lui est adapté de par sa taille et sa morphologie à l'attelage. C'est un trotteur. Retenez-vous, le gascon porteur, le catalan trotteur. Bon, après on peut les utiliser dans les deux sens, mais ils ont des aptitudes complètement différentes quand même. Alors de nos jours, le gascon, la petite taille, enfin la moindre taille, c'est pas péjoratif, attention, est utilisé pour le portage et pour les randonneurs, par exemple, voilà, pour le chemin de Compostelle, pour les randonneurs en montagne ou ailleurs. Et le catalan est utilisé à notre époque moderne pour l'attelage essentiellement, pour la selle et aussi pour la traction animale dans les espaces dédiés à la culture maraîchère, par exemple. De même que le gascon, d'ailleurs. Hein. Attention, il ne faut pas non plus être sectaire. Oui, bien sûr. Bien voilà. sûr. Donc, voilà quelques-unes des applications, mais je vous en donnerai d'autres dans un moment. Bah, écoutez, voilà. Il y a déjà pas mal Alors, d'explications je vais vous présenter intéressantes. nos animaux quand même. Eh oui. Voilà. Alors, une ânesse catalane de 4 ans. Oui. D'un joli format, 1m42 en ce moment. Elle va encore grandir un peu. Ah d'accord, ça va encore Alors, grandir. Elle s'appelle Kaya et suitée de la nom Othello de 4 mois. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, nous élevons quelques-uns des ânes catalans parce que bon, nous sommes passionnés de cette race de ce type catalan. Vous avez combien de bêtes exactement aujourd'hui? Pardon? Vous en avez combien aujourd'hui de bêtes comme celle-là? Je ne l'ai pas recensé au niveau de... Mais nous sommes peu nombreux en éleveurs d'ânes de type catalan. D'accord. Personnellement, avec ma fille, nous en avons 25. Très donc bien. 15 ânesses à la reproduction et 3 baudets, plus des jeunes de quelques-uns de l'année dernière et 6 de cette année. Mais bon, ça c'est un détail, c'est personnel et puis on s'en fout. Voilà. Après le type gascon, ils sont plus nombreux les éleveurs de type gascon. Il y en a plus. Et voilà, un âne dont j'ai oublié le nom. Mais bon, elle va me le rappeler, la jeune fille qui est là. Vanou. Voilà. Alors c'est un grand gascon. Il est épais. Il a un peu de taille aussi. Ventoux. Fantou. D'accord. C'est Fantou. Voilà. Voilà, notre anon, Othello, s'amuse avec sa maman. Oui. Voilà. C'est rigolo. Il a 4 mois, hein, c'est ça? Il a 4 mois. Voilà, donc 4 mois, forcément. Voilà, il est joueur comme nous à son âge. Voilà, 4 mois. Par contre, à son âge, on n'avait pas sa taille. Hein. Eh non, Et c'est oui. clair. Bon. Et on ne marchait pas encore. Et on ne montait pas sur la maman. Bon, c'est clair. Alors, voilà. D'autres applications, je ne vais pas vous lasser avec des commentaires qui peuvent être lassants. Eh bien, peut-être pas inutiles, mais un peu lassants. Vous pourrez venir nous voir au stand, pas loin des chevaux, pour des explications, si vous le souhaitez, complémentaires. Eh bien, avec grand plaisir, en tout cas. Pour notre part, est-ce que vous avez encore fini quelques infos à passer? Bon, il y a aussi la mule des Pyrénées, mais qui n'est pas là, donc on ne va pas la commenter aujourd'hui. Non. Voilà. Bon, allez, c'est de beaux spécimens. Voilà, le jeune est joueur comme un bébé, évidemment. À 4 mois, on est joueur. Voilà, donc Ah oui, des applications, je vais m'attarder un peu sur les applications parce que je vous ai dit, s'il n'y a pas... Hop. Ah, vous avez Monsieur reconnu quelqu'un? Rivière. Ah, Monsieur Rivière. Je vous ai reconnu. Ah. C'est un des représentants du Mérès. Merci d'être là, d'avoir écouté jusque-là. Des fois, je suis un peu long. Mais... voilà. Merci pour la présentation de Mérès. Ah, vous savez pas faire court non plus? Bon, bah parfait. Voilà, les applications, parce que notre ère moderne, bon, je vous ai dit, s'il n'y a pas d'application,
si on ne les fait pas travailler, ils ne servent plus à rien, Eh oui, ils forcément. disparaissent. Bon, alors, on a le lait d'ânesse, on appelle ça les laitiers. J'aime pas trop ce terme, c'est un peu péjoratif pour moi. Mais, je veux dire que des éleveurs se sont orientés vers cette application et traient leurs ânesses pour fabriquer d'abord des savons, puis ensuite des cosmétiques, des crèmes de beauté, etc., que nos dames connaissent plus que nous, parce que les hommes, on met moins de crème que les hommes, bien sûr. Et voilà. Mais bon, c'est une application qui est les de plus... messieurs aujourd'hui en mettent de plus en plus. Hein. Monsieur, là, on a vu madame. On l'a a dit, vu. Non, c'est pas vrai, moi, il en voilà, met. il a la peau douce quand même. Voilà, il a la et peau doit douce la et tout. mettre tous les soirs avant de se coucher. Voilà, mets-toi un peu oui, de lait oui, d'ânesse. oui, On oui. imagine madame en C'est train de quand le faire. même hein. plus agréable quand il a la peau douce. Bon, alors après d'autres applications, ils sont partis déjà. Oui, Ah, bon. bah oui, parce qu'on a Donc, d'autres je vais finir. d'autres je suis un espèces peu qui vont long, passer. mais, voilà. Alors il y a l'équithérapie, l'asinothérapie. Donc une représentation. Non, ne riez pas, jeune homme. Ne riez pas. L'asinothérapie, c'est une personne de notre association qui accueille des enfants en difficulté relationnelle et qui, par l'intermédiaire des ânes, obtient, voilà, ils ont de meilleures relations avec les animaux et puis donc ça leur permet d'évoluer un peu. Voilà, pensons à nos personnes qui sont moins favorisées que nous et voilà, donc c'est extrêmement important et j'y suis extrêmement sensible. Et vous avez raison de le Et préciser, ensuite, effectivement. un autre, monsieur Nicolas Salviac de Arbas, c'est pas très loin d'ici, qui fait la cueillette des déchets avec des ânes. L'âne gascon que vous avez vu fait des D'accord. cueillettes de déchets et sur le salon et ailleurs. Et de plus en plus de villes moyennes ou grandes villes utilisent ce moyen qui est plus écologique, moins polluant, Tout à moins fait. bruyant que les camions poubelles qu'on appelle vulgairement, voilà. Et voilà. Donc, et il fait aussi, il a des véhicules hippomobiles adaptés aux personnes en difficulté ou à moindre, à mobilité réduite, qui leur permet évidemment de se faire plaisir avec un âne en promenade, avec un animal, et pensons aussi à ceux qui n'ont pas nos moyens physiques ou moraux ou intellectuels, etc. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, je suis ça un peu s'affaire long. derrière, vous le voyez, Je regardez. voudrais rendre hommage, enfin, je voudrais dire deux choses quand même. Par rapport à l'intervenant qui est allé, qui a parlé qui est parti des races ovines, Oui. qui a été très exhaustif, un peu long quand même, il faut le dire. Voilà, bon, parce que les gens, des fois, se lassent, il ne faut pas trop, voilà. Il faut savoir qu'ils sont ici depuis le début de la Bon, journée après, à parler de. et rendre des hommage ovins. aux propriétaires en tout cas à leur père, hein, que j'ai rencontré il y a 3 jours, qui élève des chèvres pyrénéennes. Oui. Et en disant que elle était un peu coincée, un peu mal à l'aise par rapport à la viande de chevreau. Mais attendez, je veux dire que je vais vous dire ma pensée. Les gens qui sont contre la viande d'animal, etc. Ça a trébuché derrière. D'une là. manière générale. Ça va la poussière? Ça va. D'une manière générale, c'est de la viande extra, c'est de la viande vraiment. Et puis voilà. Alors on pense de la souffrance animale, etc. De la viande qui est de plus en plus décrite, qu'il ne faudrait pas manger. Eh oui. Mais là, attendez, bon. Mais je m'adresse à des personnes qui ont un peu le même âge que moi. Il ne faut pas déconner, quoi. Hein? Bon, on est bien allez, d'accord. Oui, je suis parce obligé que vraiment de vous reprendre le micro parce que là, ça s'affaire derrière. Ça a été peut-être un peu long. On a eu même le petit cheval qui est le poulain Voilà, qui voilà. est tombé à un moment. Vous avez carrément Cheval loupé la chute. castillonné. Et on va quand même aller les présenter. On peut vous applaudir très fort déjà pour toute l'argumentation qu'on a pu avoir. Merci de votre présence et de votre attention. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va présenter effectivement cette race de chevaux. Alors là, le poulain, on l'a vu, il est assez excité. Hein. Dites-nous qui vous êtes et quels sont les chevaux que vous nous présentez là.
Bonjour, ils arrivent de leur montagne et vous voyez des chevaux cassillonnés. Oui. Les cassillonnés, ce sont les proches cousins du cheval de Mérins que vous avez vu précédemment, qui viennent du Couserans, plus précisément de la vallée du Pyros, dans le Couserans. Et ces chevaux-là sont des chevaux qui ont la particularité de continuer à vivre des pratiques d'élevage traditionnelles, c'est-à-dire que ce sont des chevaux transhumants. Ils montent en estive sur des alpages, sur des prairies d'altitude pendant toute la saison estivale. Et ils sont gardés là-haut par le pâtre, souvent en pâturage mixte avec des vaches ou des brebis que vous avez vu tout à l'heure. Et ces animaux-là ont la particularité d'être vraiment façonnés par la montagne. Ce qui fait que, vous voyez que cette jument qui nous vient, qui s'appelle Kéria, qui nous vient de l'élevage de Léopold Andreu dans le Couserans, à qui je rends un hommage appuyé puisqu'il nous a quittés cette année. C'était notre doyen des éleveurs qui élevait des chevaux cassillonnés depuis quelques décennies, qui a sorti de très très belles juments. Cette jument-là de 4 ans, qui est là suitée de sa première pouliche. On voit une pouliche qui a à peine quelques mois, là, 4 mois, et qui est déjà bien solide. C'est-à-dire que cette jument, elle a la particularité de valoriser la végétation spontanée des estives et de la transformer en lait pour faire une pouliche. Regardez comme elle se porte à merveille, elle nous l'exprime. Ouais. Hein, elle nous dit qu'elle est en parfaite forme. Et ça, c'est la force de ces animaux-là, c'est-à-dire que vous les mettez à la montagne et ils vous font des poulains magnifiques. Et ça, c'est quand même une agriculture particulière. C'est pas évidemment, vous voyez la jument, c'est pas la jument la plus lourde qu'on ait vue aujourd'hui, mais par contre, elle a cette capacité de valoriser ces espaces particuliers que sont la montagne. Ouais, et ce besoin de s'exprimer comme ça, c'est assez intéressant à voir. Donc là, le petit, là, il est né en montagne ou pas? Non, alors ils naissent jamais à la montagne, hein. On les fait naître à la ferme. La montagne, c'est le prolongement de la ferme. Ouais. Hein, sur les pratiques traditionnelles d'élevage, on fait naître à la ferme et puis ces animaux-là, les animaux reproducteurs, ils montent pendant toute la période estivale et on les redescend. C'est pas du tout des animaux sauvages, bien c'est sûr, des animaux de ferme. On les redescend à l'issue de la fin de la saison estivale, là en septembre, octobre, et ils rejoignent la ferme. Là, les poulains en général sont sevrés, sont séparés des mères et commencent à être éduqués pour attention au sol parce que ça glisse visiblement. Commencent à être éduqués pour devenir des chevaux de loisirs. C'est des chevaux qui sont particulièrement adaptés aux loisirs, par exemple. On a des chevaux qui sont, on le voit, robustes, qui ont le pied sûr, qui sont calmes. Hein. Regardez la mère, malgré l'excitation de la pouliche, on le voit. Elle reste très calme. Ils sont parfaitement adaptés à l'équitation extérieure, mais c'est des chevaux qui peuvent aussi s'atteler, qui peuvent vous en trouver en Ariège, qui font du ski joring, qui font du débardage, du portage en montagne. C'est des animaux polyvalents. C'était d'ailleurs leur fonction dans les fermes. C'était des animaux de ferme, des valets de ferme, des animaux qui servaient à porter les exploitants jusqu'au marché éventuellement, ou à être attelés, ou à être battés pour porter du matériel. Des chevaux assez polyvalents. Et surtout, leur caractéristique, c'est vraiment ça, c'est d'être façonnés par des centaines et des centaines d'années d'élevage transhumant, et d'avoir finalement, d'être parfaitement adaptés à leur milieu montagnard et aux Pyrénées. Et c'est d'ailleurs le seul cheval qui est labellisé cheval de montagne à partir du moment où un poulain passe plus de 2 ans, un poulain ou une pouliche en estive, il obtient le label cheval de montagne. Le label. Qui marque cette caractéristique d'élevage. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je vais quand même présenter l'éleveuse parce que nous avons la chance d'être en présence d'une éleveuse professionnelle dont c'est le métier, qui a des vaches et des chevaux, Priscilla Mignorat. Vous pouvez l'appeler Yaya. Hein, si Enchanté Yaya. Voilà, Priscilla qui nous présente donc Kéria qui est née chez Léopold Andreu comme je le disais tout à l'heure,
Mais la pouliche, par contre, porte l'affixe de l'élevage de Priscilla Millorat, qui s'appelle donc l'élevage de la Borde. J'ai oublié le prénom de la pouliche, mais Odyssée, voilà. Odyssée de la Borde, merci. Et donc, c'est aussi une fierté que d'avoir des éleveurs professionnels qui en vivent, parce que c'est des races avec lesquelles on peut vivre de son métier, ça, il faut le souligner. C'est pas que de la conservation comme on peut avoir dans un zoo. Il s'agit vraiment que ces races-là, elles vivent chez les éleveurs, qu'elles les fassent vivre et qu'on soit à la fois dans du bien-être animal, avec des pratiques d'élevage particulières, c'est des chevaux qui vivent en semi-liberté pendant des mois, et à la fois du bien-vivre pour les éleveurs. Ça nous paraît extrêmement important. Mais en attendant, merci pour toutes ces précisions. Voilà. Est-ce qu'on fait un dernier tour et éventuellement on fera rentrer l'espèce suivante? Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter? Non, c'est bon? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir le spectacle d'Odyssée pour le coup. Hein. Regardez-moi ça. Incroyable. Depuis tout à l'heure, elle est pleine de peps hein, quand même. C'est elle a attendu un petit peu. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. Et on s'en va faire rentrer. Je pense que ce sont les bœufs qui vont arriver ensuite. Il me semble. Ou alors, ça sera peut-être Châtaigne, notre vache. Allez, peu importe. Je vous laisse remettre le micro à la personne qui va arriver ensuite. En suivant, il me semble qu'il y a encore 2 passages à faire. Notamment une vache. Et les bœufs qui sont ici avec leurs éleveurs. Ça va les amis? Ouais. Vous avez vu, ils sympathisent entre eux. Hein. Que ce soit les mules, que ce soit les chevaux, tout le monde sympathise l'un avec l'autre. Allez, super, c'est notre vache qui rentre. Tu as pris le micro avec toi? Ouais, c'est bon. Allez, présente-toi à nous, rappelle-nous qui tu es. Adisha Tsatsuti, bonjour à tous. Alors, moi je suis la présidente de la race Casta. Et pour commencer, je vais vous parler de l'origine de cette race, qui est une race pyrénéenne. Oui. Ouais, et son nom descend vraiment de notre langue régionale, puisque Casta veut dire châtaigne. Donc ça, vous allez le trouver sur Google ou dans tous les livres. On va vous dire Casta, ça veut dire châtaigne. Donc cette vache s'appelle la Casta. Voilà. Mais moi, j'ai une bien plus belle histoire. Ah ouais, et alors là, vous allez passer un petit moment sympa, vous allez voir. Qui est un conte local. Et on dit que la Casta, c'est la vache Erabaco det Adet. Un Adet, c'est un petit de fée. Évidemment, c'est un personnage qui n'existe pas. C'est un personnage mystique, mais qu'on retrouve souvent dans les contes traditionnels gascons. Donc, cette histoire, elle dit qu'un jour, un chasseur, un peu braconnier, bon, mais comme ça se faisait dans les Pyrénées, hein, trouve un enfant qui est muet. Et il le prend chez lui, il l'élève pendant plusieurs mois avec sa femme comme si c'était le sien. Et cet enfant ne parlait pas. Et à l'automne, la bonne dame qui l'élevait fait cuire des châtaignes. Et lorsqu'il entendit le bruit des châtaignes qui pètent, comme ça se fait les châtaignes à la poêle, hein, et il se met à parler. Et là, il dit qu'il est le fils d'une fée. Donc le lendemain, ces braves gens, accompagnés des gens du village, le ramènent à sa mère, qui vit dans une grotte dessus, et il se trouve que c'est la fée du coin. Alors cette fée, bien sûr comme toutes les fées, elle est sympathique, elle leur dit « Vous êtes de braves gens, vous m'avez ramené mon fils en bonne santé, je vais vous faire un cadeau. Redescendez au village et attendez, quelque chose va vous arriver, ouvrez vos étables. » Et alors, les gens l'ont fait, puisqu'ils obéissaient à la fée, ils en avaient un peu peur aussi, finalement. Donc, du coup, ils ont ouvert leurs étables, ils ont même ouvert la chapelle, il paraît. Ah ouais, la chapelle aussi, ben oui, parce que, voilà, Nos Fesseignes, c'est quelqu'un d'important dans la mythologie aussi. Et alors, sont arrivées des vaches couleur de châtaigne, des vaches braves, rustiques, très bonnes laitières, et on dit qu'elles ont fait la richesse de ces paysans du coin. Voilà, et donc depuis ce jour, on a décidé d'appeler cette vache la Casta. La Casta comme la châtaigne. Comme la châtaigne du petit de la fée.
Voilà. Elle a un poil magnifique en Ça, l'occurrence. c'est une couleur superbe. la partie mystique et légende de la race. Mais la réalité du jour, c'est Oui. pas la même. Hein. C'est une race à faible effectif, puisqu'il n'y a plus que 400 mères. Ouais. Donc il faut continuer à la développer. Elle augmente petit à petit. Mhm. Une dizaine de bêtes par an qui sont gardées. Voilà, D'accord. c'est quand même. Voilà. Et cette vache qui est devant vous, qui s'étire, elle n'est pas trop dérangée par, Non, ça va par le aller tranquille. succès. Non, ça lui va bien. Elle a déjà connu Paris, donc bon, Saint-Gaudin, c'est une formalité. C'est ça. Alors elle s'appelle Moonjet, donc aussi un nom en langue régionale, qui veut dire haricot. Je pense que tout le monde connaît la Moonjetade. Et elle a 8 ans, elle produit très bien, elle a fait plusieurs veaux. Donc elle est d'une origine intéressante. Et on est content parce qu'elle fait pas mal de femelles. Donc voilà, la casta, elle va pas être sauvée avec Moonjet, mais elle y contribue. Ouais, elle avait fait parler d'elle pour le coup au salon de Oui, l'agriculture il y a quelques elle années. est allée au salon de l'agriculture en 2019 et une cagnotte avait été organisée pour elle. Donc ça a été un succès. Elle a plein d'amis aujourd'hui, des gens qui la suivent. Parfait. Donc voilà, sur les réseaux. Voilà, ça c'est la modernité de. Eh oui, mais ça a C'est son la avantage. modernité alliée à nos races anciennes. Ça a C'est- son voilà. avantage, effectivement. Voilà. Donc après, c'est une vache qui n'est plus traite. D'accord. Quasiment pas, non. Elle sert à faire de la viande, Oui. notamment du bœuf. Le produit phare, c'est un bœuf de qualité. Un bœuf qui est abattu entre 4 et 5 ans. Très bien. Et qui suit une charte de qualité qui s'appelle Et Casta d'Assi. Ce sont des bœufs élevés exclusivement à l'herbe. Voilà, et c'est vraiment de la viande qu'on peut retrouver On peut- dans ça, le, c'est- voilà, dans ça le se territoire. vend. quoi. Alors on peut en retrouver surtout à Saint-Giron. Oui, Saint-Giron. Dans le berceau de race. Très bien. Voilà. Bon, on a tout plein de détails. Oui, vous nous bah avez après, fait vous rêver pouvez- encore une fois avec cette histoire de fait. Voilà. Vous pouvez, c'est vrai, c'est Eh une bien, vraie, bien sûr, vraie mais histoire tout à fait. traditionnelle Tout à gasconne. fait. Hein. Et après, vous pouvez venir nous rencontrer sur le stand qui est un peu éloigné, mais bon, ça Oui. fait une balade sympa. Il faut C'est un peu prendre- plus loin là-bas Ouais, c'est D'accord, à c'est pas côté avec des les autres chevaux. ici. Ah, À côté des chevaux. chevaux là-bas, Parfait. sous le pôle conservatoire. Bon. Voilà. Eh Mais là, bien- je vais laisser la suite quand Eh même oui, parce qu'on a- à on a nos nos- amis lourdais, parce que les pauvres, ils attendent depuis longtemps. Ils attendent. Fabrice va rentrer avec ses magnifiques bœufs. Ouais. Et là, vous allez voir, ça va être de la poésie Ouais, à l'état c'est- pur. Là, on c'est avait ça. la ravissante couleur et la ravissante robe, et puis Je cette pense histoire de que fait. Fabrice est un petit de fée. Ouais, c'est possible. c'est Fabrice possible. doit être un adepte. Bah, quand on voit comment parce il que, parle aux bœufs, hein, c'est ça. il arrive à c'est un parler aux bœufs. magicien un peu, Vous allez je voir. crois. Ouais. Il a même pas besoin de les tenir. Ils avancent à sa voix, dis donc. Voilà, vous pouvez encore une fois applaudir, hein, bien sûr, ils rentrent, ils sortent, vous pouvez les applaudir. Il n'y a pas de souci. Ce sont des animaux, comme vous venez de le dire, qui ont l'habitude même au salon de l'agriculture à Paris. Donc, allez, regardez-moi cette entrée, mesdames et messieurs. Profitez-en pour filmer si vous le souhaitez. Allez, C'est Cyril qui parle. Cyril, tu vas parler oui, pour lui c'est ou pas? Cyril qui parle. Ben oui, c'est le président. Allez, je te passe C'est le bon. relais. Allez. Cyril. C'est la flamme olympique. Merci beaucoup et félicitations au Casta qui est une très belle vache. Ouais, qui est très belle vache et très belle histoire. Alors, rappelle-nous ton prénom. Donc moi c'est Cyril Bib. Enchanté, C'est, Cyril. le président de la race bovine lourdaise. Parce Ouais. que nous à Lourdes on a la particularité, comme vous avez pu le voir, d'avoir la brebis et la vache. Eh oui, la lourdaise, elle est là, tiens, regarde. Voilà. Donc nous c'est la vache. Et après on a Fabrice qui vient de la Fitole, dans les Hautes-Pyrénées toujours, avec deux magnifiques bœufs. Voilà, Kersus et Romarin, qui sont issus du secteur de Bagnères de Bigorre. Les bœufs, voilà, et qui sont chez Fabrice du côté de Maubourguet. Très bien. Donc voilà, qui sont joints et qui font les foires un peu par-ci par-là. Et Ouais. voilà, du travail de dressage, de patience et pour un bon résultat. Oui, là, c'est des journées entières à passer avec ces bœufs, quoi. Il travaille encore aujourd'hui, Fabrice, avec Voilà. eux dans les champs, c'est ça? À la base, voilà, c'était pour faire du maraîchage Ouais. et des fois tirer du bois aussi. Ah oui. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est presque sans parler. Et voilà, c'est une relation de confiance qui s'est installée. On peut voilà. parler de combien en termes de poids de ce genre de bête? Donc, 750 kilos? ouais. Ouais, d'accord.
Très bien, chacun, oui, bien sûr. Ouais. Donc là, t'en as combien en effectif, toi, en termes de bœufs? Alors, moi, des bœufs, j'en ai 2. En fait, au niveau de l'association de la NRBL, on a une pépinière de bœufs qui sont destinés pour la boucherie. Oui. Et moi, en fait, je m'occupe du pôle traction animale dessus. Et j'ai proposé à Cyril d'essayer de les revaloriser autrement et de voir d'essayer de les prendre au travail. Bon, ceux-là, en théorie, ils avaient 2 ans et demi. Ils étaient sur une parcelle de 30 hectares. Je voulais voir si c'était possible, mélangé aux autres, à leur âge, de les dresser et de le faire différemment qu'on le fait avec des génisses ou des veaux qui sont tout petits, quoi. Et finalement, au début, quand on les a déchargés à la maison, ça a été un peu sportif, on dira. Mais ils se sont très vite rendus. Et c'est vrai qu'après, maintenant, j'essayais de les travailler entièrement à la voie, de ne plus me servir du bâton. Et c'est vrai que nous, avec l'association, on a la chance d'avoir une sortie par rapport à leur robe. Surtout sur le blanc porcelaine, il y a surtout le Puy du Fou, pour ceux qui connaissent, qui sont friands de ce genre d'animaux, surtout avec leur cornage un peu majestueux pour les spectacles. Ils renouvellent tout leur cheptel tous les 2 ans et aujourd'hui ils veulent essentiellement du lourdet. D'accord. Donc on peut dire que les lourdets de ton élevage vont au Puy du Fou, c'est bien ça? Non, pas ceux-là ils celle-là. restent à la fin. Non, ceux-là ils restent à la fin. D'accord. Du coup, j'ai essayé de pousser le dressage dessus. Et je m'y suis accroché, j'ai demandé à Cyril si je pouvais les racheter à l'association et c'est ce que j'ai fait. Génial. Mais par contre, on en a d'autres qu'on va essayer de revaloriser pour essayer de les pousser aussi. Sans oublier quand même, il ne faut pas oublier que la lourdaise a quand même une qualité de viande qui est extra. Elle a un persillé naturel, c'est ce que j'expliquais hier sur le ring aussi. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier ce côté-là. Il y a pas mal d'éleveurs qui sont installés via la boucherie, qui font des très jolis veaux élevés sous la mer, qui arrivent à sortir des carcasses pas fabuleuses, mais de 120-130 kilos à 4 mois, qui ne coûtent pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut un peu tout regarder, au niveau du changement climatique aussi. Et c'est une vache qui a la capacité de promouvoir des packages qui sont relativement pauvres, et elle se suffit de pas grand-chose. Et elle a une qualité de lait qui est vraiment très gras. Elle fait pas forcément de la quantité, mais une qualité gras qui permet au veau une vache fait venir son veau toute seule jusqu'à 4 mois sans dépérir avec pas grand chose, un peu d'herbe et du foin. Ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut un peu tout regarder. Voilà. Ouais. Après cela, Quercus et Romarin, c'est une paire de bœufs qui travaille entièrement la voie. Je vais vous montrer. Oui, tu vas nous faire une démonstration comme hier, effectivement. Allez, marchez Quercus, droite. Allez, marchez à gauche. Doucement, marchez. Doucement. À haut, gauche. Sur place, gauche, sur place. Là, Romarin. Romarin, c'est le droitier, Quercus, c'est le gaucher. Quercus à droite. Marchez à haut. Applaudissements, mesdames et messieurs. C'est des heures et des heures de travail, là. Arrêt. Bon, sur le ring, c'est pas forcément facile. Marchez. Allez, Quercus, Romarin. Marchez. À gauche. Marchez, gauche, sur place. Gauche, sur place, Romarin. Quercus, là. Ring, out. Ouais. Voilà. Marchez, voilà. Super. J'essaye de les revaloriser, vraiment de les travailler au maximum à la voie. Ouais. Et là, j'ai une paire de vaches aussi que je mets en tête parce qu'elles ont un pas un peu plus rapide. Et on travaille à 4. Et sur le dernier salon de Rabastens de Bigorre, on a fait une grande atelier où c'est qu'on nous avons mis 10 paires ensemble. Carrément. Ouais. Et là, on va refaire. On fait la fête de la vache lourdaise le week-end de la Toussaint à Lourdes, le 2 et 3 novembre. Et on va battre le record. Ce sera inédit en France. Ça n'a jamais été fait. On va mettre 12 paires
de bœufs et vaches ensemble. 12 paires de bœufs. Voilà. Alors quand tu les diriges, tu diriges les bêtes de tête que tu diriges et les autres suivent ou comment Là, ça on se a passe? plusieurs bouviers qui gèrent quand même toutes les paires. Ah ouais, quand même. Et mais c'est surtout le bouvier qui est attelé au char qui fait le plus gros du travail et le bouvier de tête. Ah d'accord. Mais il faut qu'on arrive à canaliser le pas de chaque attelage pour pas qu'il y en ait qui aillent plus vite que les autres. Bien sûr. Et là, Ouais. on le fait avec 5 races différentes. Il y a des béarnaises. Bon, la majeure partie, ce sera des lourdaises, des vosgiennes et des gasconnes et des castas. Gaston et Casta. Voilà. D'accord, comme celle qu'on vient de voir. Voilà. Super. Écoute, tu nous as donné plein de... Fais attention, ça bouge là-bas derrière. Ouais. Enfin, en même temps, Marché. pourquoi je te dis ça? Parce que je Va me doute venir. bien que... Marché. Allez. Romarin, C'est- Carcus, milieu. Au. Au. Génial tout ça. Écoute, on passerait des heures à regarder. Merci à toi. Merci à vous. On les applaudit très très fort encore une fois à toutes ces personnes qui sont venues. On se retrouvera peut-être demain, il me semble. C'est possible? Ce soir à 19h, c'est possible. C'est possible que ce soir il y ait encore une fois des présentations d'espèces. Et voilà, des heures et des heures de travail pour obtenir ceci, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette démonstration. Et n'hésitez pas à venir assister tout à l'heure aux autres démonstrations qui auront lieu. Je vous avoue que je ne sais pas quelle heure il est. Oui, aux alentours de 18h. Allez, à tout à l'heure. Allez, les amis, restez avec nous ici même. Ou alors venez nous rejoindre au Ring 4 puisqu'il va y avoir une présentation, hein, c'est bien ça, notamment de différentes espèces. Alors, explique-nous encore une fois ce qui va se passer. Oui, donc je vais venir présenter la Pastorale Pyrénéenne, qui est une association qui s'occupe notamment du chien de protection. Et donc je vais présenter cette association, l'Action Chien de Protection, le réseau des bergers d'appui. Et on va effectivement parler un petit peu plus en détail du chien de protection. Très bien. Alors pour le micro, tu as bien compris, il faudra bien le mettre près de la bouche. De façon à ce que tu parles beaucoup plus fort parce que tu as remarqué, il y a de la musique qui vient d'arriver. Eh bien, merci beaucoup à toi. Voilà, pendant ce temps-là, on est en train d'évacuer les brebis. Enfin, les béliers.
Donc bonjour à tous, moi je vais vous parler de la pastorale pyrénéenne, qui est une association d'éleveurs qui s'occupe de la mise en place notamment des chiens de protection de troupeaux et voilà, qui fait exactement aussi d'autres actions pour aider les éleveurs et les bergers. La première diapo. Donc du coup, la pastorale pyrénéenne est une association au service des éleveurs et du pastoralisme. Et donc, on répond à la demande des éleveurs et des bergers pour les accompagner dans la protection de leurs troupeaux. On intervient sur l'ensemble du massif pyrénéen et à travers 3 pôles que je vais vous présenter. Il y a le pôle chien de protection des troupeaux, le réseau des bergers d'appui et le pôle médiation, sensibilisation. Donc, je vais commencer par le pôle du réseau des bergers d'appui. Donc, c'est un pôle qui est dédié à l'aide sur les estives en montagne pour aider les éleveurs et les bergers à garder les troupeaux, notamment suite à des épisodes de prédation. Donc on a 7 bergers expérimentés qui travaillent toute la saison d'estive sur l'ensemble du massif pyrénéen avec des actions principalement en Ariège. On va passer un petit film pour voilà, que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce travail. Donc le film qu'on va vous présenter, c'est un film qui a été tourné et fabriqué par une de nos bergères d'appui. Donc c'est un départ en mission. C'est une mission d'appui technique, c'est-à-dire que un berger nous a appelés pour demander de l'aide sur son estive suite à une prédation. Et donc, la bergère d'appui ou le berger d'appui part en mission. Ce sont des missions de 4 jours généralement, donc qui commencent effectivement par tout un trajet pour aller rejoindre l'estive. Là, on voit les cabanes d'urgence et la tente de la bergère d'appui. Et donc, comme je vous disais, ça peut être de l'aide au regroupement des brebis, ça peut être la mise en place de filets, de parcs de nuit, bref, toutes les actions qui peuvent venir aider le berger sur place suite à des épisodes de prédation. Donc, sur ces appuis techniques, c'est à la demande des bergers, des éleveurs. C'est un service qui est proposé gratuitement par notre association. Et donc, on essaye d'être assez réactif, puisque si on reçoit une demande un jour, on essaye de faire partir un berger d'appui dès le lendemain. Alors, tout à l'heure, il y aura on voit les chiens de conduite aussi. Tous nos bergers d'appui ont des chiens de conduite, puisque le travail du chien de conduite est vraiment très très important en estive. Tout à l'heure, il y aura la remise de prix du concours de chiens de troupeau. Donc le chien de conduite, c'est bien le chien qui aide le berger à diriger le troupeau et à le conduire. Donc nos bergers d'appui, effectivement, interviennent quelle que soit la météo. Des fois, c'est la neige, c'est la pluie, la grêle, évidemment. Donc des conditions forcément variables. Et donc on voit, c'est un travail relativement délicat, puisque nos bergers d'appui... Alors là, voilà, elle montre le chien de conduite. Son chien de conduite est sur le versant en face. Et là, elle indique son deuxième chien de conduite. Donc là, on comprend bien l'intérêt du chien de conduite en estive. C'est sûr que ça évite beaucoup de marches au berger. Et donc, c'est un outil vraiment précieux et indispensable pour le berger. Où elle mange réellement.
Il est 19h passé. Donc effectivement, là, on voit bien, là, elle utilise ses chiens de conduite pour éviter que les brebis ne partent sur l'autre versant. Donc voilà un peu une présentation de ces appuis techniques. Le réseau berger d'appui travaille aussi la nuit. On peut être sollicité sur des missions de surveillance de nuit. Suite, voilà, quand il y a une pression de prédation qui va être très forte sur le troupeau, on peut intervenir sur 3 nuits pour protéger le troupeau la nuit, veiller. Et donc là, on voit bien, c'était une nuit où le troupeau était vraiment pas très serein. Et donc, effectivement, la bergère d'appui tourne autour du troupeau toute la nuit, voilà, pour veiller et faire en sorte qu'il n'y ait pas de prédation sur des moments où voilà, la situation peut être tendue et complexe. Donc sur ce troupeau, on a un chien de protection aussi qui veille, qu'on verra un peu plus tard, puisque le chien de protection, à la différence du chien de conduite, reste toute l'année dans le troupeau. Donc voilà, la surveillance de nuit, ça vous donne une petite idée un peu de nos actions. Et de voilà, 1h45 du matin, la pause café, parce qu'il faut quand même tenir jusqu'à 6h du matin, voire 7h des fois, jusqu'à ce que le berger sur place reprenne en possession le troupeau. Donc ce sont des actions qui permettent aussi évidemment aux bergers de se reposer vraiment certaines nuits sans être inquiétés de la sécurité du troupeau. Voilà, alors avec les conditions effectivement qui peuvent être variables. Et donc là, 6h20 du matin, effectivement, le troupeau va être rendu au berger sur place. Donc voilà un petit peu, j'espère que les images vous permettent de mieux comprendre un peu le travail des bergers d'appui. Rapidement, on a un pôle médiation qu'on vient de créer, qui a été créé en 2023 pour répondre à certaines problématiques, voilà, notamment par rapport aux chiens de protection. Donc pour limiter un peu les conflits avec les riverains, les municipalités, il y a ce pôle médiation qui a été créé et qui permet de mieux communiquer sur le travail des chiens de protection et de leur intérêt et de la raison pourquoi ils sont mis en place. Du coup, ça me permet de faire la transition avec la diapo suivante sur le pôle chien de protection. Donc le pôle chien de protection, c'est un pôle dédié à accompagner les éleveurs dans la mise en place des chiens de protection. Donc on travaille là aussi sur l'ensemble des départements des Pyrénées avec de l'accompagnement des éleveurs dans la mise en place. Alors soit en anticipant, c'est-à-dire avant que l'exploitant soit confronté à la prédation, ou sinon ça nous arrive aussi régulièrement d'intervenir en urgence, comme c'est le cas dans le Lauragais par exemple, actuellement avec les problématiques de prédation du loup. Là aussi, je vais vous passer une petite vidéo qui va... non, pardon. Hop. Non, pardon, on peut passer à la diapo suivante. Donc, que font les techniciens du chien pôle protection? C'est un accompagnement individualisé, comme je le disais, avec notamment un diagnostic préalable. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place un chien pour protéger le troupeau, il va falloir que le technicien se rende sur l'exploitation, qu'il analyse le fonctionnement de l'exploitation, le rythme de ces brebis, savoir quand est-ce qu'elles sont en bergerie, savoir quand est-ce qu'elles sont sur l'estive. Donc on prend en compte plein de paramètres
pour et donc Donc je vais reprendre la présentation où effectivement donc, il y a cet accompagnement individualisé des éleveurs et donc on fait également des formations collectives. On va aussi installer des panneaux à l'abord des exploitations pour prévenir de la présence de chiens de protection. Et donc on s'occupe du suivi aussi de la population de chiens de protection, spécifiquement le montagne des Pyrénées, avec le suivi des accouplements, des portées et la sélection des chiots. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on suit un peu moins de 550 éleveurs sur le massif pyrénéen et environ 1000 chiens, sachant que il y a évidemment plus de chiens que le nombre de chiens que l'on suit. Du coup, le rôle du chien de protection des troupeaux, c'est évidemment de protéger le troupeau. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'un chien de protection. Donc du coup, on recense, il y a beaucoup de races de chiens de protection des troupeaux. Sur le massif pyrénéen, le chien le plus fréquemment rencontré, c'est le montagne des Pyrénées. Mais il y a aussi évidemment du Kangal, du Marais Mabruse. Voilà, après, il y a des races qui peuvent être moins représentées. On retrouve aussi du matin d'Espagne. Et donc, les chiens de protection en général, ils ont des caractéristiques morphologiques un peu particulières. Donc une robe de couleur claire, grande taille, tête molossoïde, des oreilles arrondies retombantes, un caractère calme. Évidemment, tout ça, ce sont des caractéristiques pour que le chien puisse aussi être bien accueilli par le troupeau. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un chien de protection? Ça va être le respect de l'espèce à protéger, parce que donc on met beaucoup de chiens de protection sur les troupeaux de brebis, mais on peut aussi en mettre sur les volailles, sur les lamas. Voilà, on peut protéger plusieurs espèces. Et donc, le but, c'est que ce chien soit en permanence au troupeau. Alors souvent, il y a la question qui vient de l'efficacité du chien de protection. Il faut savoir qu'évidemment, un chien de protection peut une certaine efficacité, mais en tout cas sur les estives, c'est bien évidemment le travail du berger qui va être essentiel pour la protection du troupeau. Et donc évidemment, le chien de protection, le parc électrifié, tout ça, ce sont des mesures qu'on peut mettre en place et qui vont compléter un schéma de protection qui va être orchestré, on va dire, par le berger. Donc, comment fonctionne un chien de protection? Il va marquer son territoire, voilà, pour signaler à l'intrus sa présence. Et puis, si le troupeau est dérangé, il va donner l'alerte, il peut s'interposer, et si vraiment il y a un danger plus conséquent, il peut aller carrément à arrêter l'action. Alors là aussi, je vais vous présenter un petit montage vidéo
pour que vous puissiez voir un peu comment se passe une mise en place d'un chien de protection. Donc l'imprégnation au troupeau, c'est une phase indispensable. Donc les chiots que l'on place sont nés en bergerie et très tôt, donc ils sont dans le troupeau pour effectivement s'imprégner des brebis et vraiment avoir envie de protéger cette espèce amie. Puisque évidemment ce n'est pas naturel pour un chien de protéger les brebis. Donc c'est vraiment par le biais d'une imprégnation et d'une certaine éducation qu'on va arriver à avoir ce résultat, à savoir que le chien de protection va protéger les brebis. Donc il y a des conditions particulières. Là, il faut un lot d'agnelles accueillant pour mettre en place le chien, pour que le chien se sente en confiance. Et puis, le chien doit effectivement prendre connaissance du troupeau, s'habituer au troupeau, mais les brebis vont devoir, elles aussi, s'habituer au chien, puisque c'est vraiment pas naturel pour elles d'avoir un chien au milieu d'eux. Hein, le chien, normalement, est plutôt un prédateur, quoi. Donc, mais ce chien-là, qui va rester en permanence aux brebis, finalement, va être bien au milieu de ces brebis, et les brebis vont le tolérer, et même voilà, vont trouver une certaine sécurité avec ce chien. Alors c'est un travail important pour l'éleveur, hein, de mettre en place un chien de protection. Il faut veiller à sa socialisation, il faut lui montrer des stimuli, puisqu'on veut un chien qui soit efficace en protection, mais qui ne pose pas de problème non plus sur les estives. Donc, une fois que le chiot a été en bergerie un certain nombre de temps, ben, il va découvrir aussi l'extérieur. Là, on voit voilà, la sortie d'un jeune chiot, c'est sa première sortie. Je ne vais pas dire à l'herbe, mais c'est la première sortie dehors avec les brebis. Donc il va prendre connaissance d'un nouvel environnement. Il va aussi se familiariser avec la clôture électrique. C'est là généralement qu'il apprend aussi le respect des clôtures, hein. Et donc vous voyez sur la vidéo ce chiot qui découvre l'extérieur pour la première fois. Et les brebis qui l'ont déjà complètement intégré, complètement accepté. Et donc le chien, petit à petit, voilà, va prendre connaissance de nouveaux territoires, mais son repère, ça va rester les brebis. Et c'est ça qu'on entend dans un chien de protection, c'est qu'il reste toute l'année avec les brebis auprès du troupeau, pour pouvoir le protéger. Donc il faut vraiment insister sur l'attachement, et le chien va grandir et donc se retrouver généralement, vu qu'il y a beaucoup de troupeaux transhumants, va se retrouver à la montagne avec les brebis. En montagne, on va pouvoir trouver un chien, 2 chiens, 3 chiens, en fonction de la pression de prédation. On va adapter la meute de chiens. Plus la meute est conséquente, plus... Ah oui, alors là, voilà, là on voit le chien de conduite du technicien et les chiens de protection, vous voyez, qui ne le laissent pas rentrer dans le troupeau, hein. C'est un chien qui... le chien de conduite, là, n'était pas connu des chiens de protection, donc ils ne l'ont pas laissé passer. Le travail chien de protection, chien de conduite peut se faire, mais il nécessite une adaptation un peu pour que le chien de protection laisse travailler le chien de conduite. Donc voilà, c'est très fréquent, hein, de voir maintenant 2, 3, 4, voire 6, 7 chiens de protection sur un troupeau.
Et donc, vous voyez, c'est un long travail pour l'éleveur pour mettre en place ces chiens. Et donc, évidemment, on est obligé de plus en plus de communiquer sur comment se comporter avec ces chiens-là pour ne pas casser le travail de l'éleveur sur ces chiens et aussi pour que les utilisateurs du milieu montagnard ne se retrouvent pas embêtés avec ces chiens-là. Voilà, il y a un certain comportement à avoir. Mais du coup, voilà, là on a quelques photos, ça c'est en Pyrénées-Orientales. Et là donc des images nocturnes qui ont été filmées par un berger d'appui de chiens de protection en phase de dissuasion par rapport à un ours qu'on voit en haut dans l'image. Où là effectivement il y a une meute de 3 chiens de protection qui mettent à distance cet ours. Voilà, donc ils aboient, ils s'interposent jusqu'à ce que le prédateur fasse demi-tour. Alors, du coup, on comprend bien la nécessité de mettre en place ces chiens. Et pour autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir savoir se comporter vis-à-vis de ces chiens pour qu'ils restent fixés au troupeau et pour pas être embêtés par ces chiens lorsque vous faites des randonnées en montagne. Du coup, on va voir brièvement quelques comportements à adopter par rapport à ces chiens. Donc, vous avez vu, tout le travail sur le chien de protection va consister à le fixer aux brebis et qu'il ait envie de protéger son troupeau. En fait, on déplace son instinct de protection au lieu qu'il se fasse sur un territoire. Son territoire, ça va rester les brebis. Donc, peu importe où sont les brebis, il va les protéger. Et ça, c'est très important à comprendre pour savoir comment se comporter avec les chiens de protection. Donc, si vous rencontrez un chien de protection, bien sûr, il faut ralentir. Il va vous montrer des signaux. Il va aboyer, il va s'interposer. Donc, on ralentit, on le laisse nous identifier. Et évidemment, pas de gestes brusques, surtout pas courir, ce qui pourrait déclencher un instinct de chasse à ce moment-là. Donc, évidemment, ne pas courir. Et voilà, normalement, si on respecte ces consignes, le chien de protection, une fois qu'il va vous identifier, va repartir au troupeau. Alors des fois, il est vrai que ça peut prendre du temps, et du coup, malheureusement, il n'y a qu'à patienter en attendant que le chien veuille bien repartir aux brebis. Dans tous les cas, voilà, contourner le plus possible le troupeau, garder les distances. Mais de toute façon, ça c'est un peu la conduite à tenir en montagne. Hein. Les troupeaux sont en montagne, c'est important de ne pas les déranger. Et donc, rester calme. Alors vous allez voir maintenant, il y a de nouveaux panneaux qui sont en train d'être installés, qui sont le fruit d'un travail à l'échelle nationale, et donc qui reprennent un peu toutes les consignes. Voilà, vous le voyez à l'écran, avec effectivement bien contourner le troupeau. Si vous êtes en vélo, si vous courez, c'est important de ralentir, de descendre. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations sur les chiens de protection ou sur notre association, sur la pastorale pyrénéenne, n'hésitez pas à nous retrouver au pôle développement durable. Et du coup, je crois qu'il va y avoir les chiens de conduite qui vont arriver dans pas longtemps. Merci.
il y a les mêmes dans les airs sur le loup aussi qu'on a eu. Oui, oui, oui. c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI.
nothing I can do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I still stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, cause I feel ya. All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, hey. Yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, all right. yo, All right. I would say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't no never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Bonsoir à tous. Merci de prendre place. Vous allez accueillir les gagnants du concours de chiens de troupeau réalisé par la PEUCT, l'association pyrénéenne des utilisateurs, éleveurs de chiens de troupeau. Je vais donc laisser la parole à Stéphanie qui va nous présenter premièrement peut-être la structure, l'association et ensuite le déroulé de la journée que vous avez eue et qui vous a permis donc de sortir les gagnants de ce concours. À vous la parole. Bonsoir à tous. Donc on est en bleu. Vous allez nous reconnaître. On a des vestes bleues avec écrit APEUCT dessus. Donc l'APEUCT, comme vient de nous expliquer monsieur, c'est l'Association pyrénéenne des éleveurs et utilisateurs de chiens de troupeau. En fait, on est une association qui regroupons que des agriculteurs qui ont un point commun. Et ce point commun, c'est d'utiliser un chien sur leurs exploitations. Donc on a la chance de commencer à avoir des chiens un peu formés qui nous apportent beaucoup d'aide. Il faut savoir que les chiens sont d'une aide infaillible sur nos exploitations. On va vous en présenter aujourd'hui. Donc pour ces Pyrénéennes, on vous avait préparé une petite rencontre amicale où on a eu beaucoup de chance parce qu'on a 7 départements qui ont répondu à notre invitation et ça c'est super. 7 départements ont fait le déplacement pour venir aux Pyrénéennes. Mais on a également eu la chance d'avoir Thierry Le Morzadec qui est venu nous voir, qui est arrivé 7e au championnat de France avec son chien et qui est venu nous faire une démonstration. Il n'a pas participé parce qu'il était hors concours, mais qui est venu nous faire une démonstration, donc on le remercie vivement. Là aujourd'hui, on a notre président, Rodolphe Reiotti. On a toute une équipe qui mettons en place des formations également dans le Gers et en Haute-Garonne. Notre association, la PEUCT, elle regroupe 2 départements, la Haute-Garonne et le Gers. Alors, on ne sait pas forcément, on croit que le border collie, il sait tout par magie, mais il ne sait pas tout par magie. Il y a beaucoup d'innés, donc l'inné, c'est à peu près 50 à 60%. Et puis après, on a besoin de formation. Et pour ce faire, on a la chance en Haute-Garonne et dans le Gers d'avoir un formateur agréé de l'Institut de l'élevage qui s'appelle Pierre Nard, qui nous vient de Corrèze et qui vient chaque mois de l'année, pendant une journée,
dispenser son savoir et qui vient nous aider à bien nous servir de nos chiens pour qu'ils nous soient d'une grande utilité et qu'on puisse après soulager notre travail. Parce que c'est vraiment ça, le chien nous soulage beaucoup de travail sur l'exploitation. Nos chiens, ils peuvent travailler aussi bien sur canard que sur vache, que sur brebis, que sur cochon également. Donc voilà, donc tout ça c'est possible aussi grâce à l'Institut de l'élevage et grâce surtout à Pierre Nard qui nous vient de Corrèze et qui vient nous apprendre à nous servir correctement de nos chiens. Et aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce qu'effectivement, on a reçu 7 départements, mais on a les 5 premières places. Dans ces 5 premières places, on a les 4 premières places qui sont ou de Haute-Garonne ou du Gers. Donc c'est aussi le travail de Pierre qu'on tient à saluer et qu'on tient à remercier. Donc je vais vous présenter aujourd'hui... Ah ben il est là, vous voyez ? Je parle de lui, il est dans mon dos. Bon, je vais vous présenter aujourd'hui donc notre petit concours amical qu'on a fait. Dans cette petite rencontre amicale, on a souhaité partager en 2 catégories les jeunes chiens. Il faut savoir qu'il nous faut à peu près 2 à 3 ans pour mettre un chien correctement en place. Donc on a fait d'abord les jeunes chiens. Donc dans ces jeunes chiens, à la troisième position, vous avez Tine, qui n'est pas là. Bon, elle est déjà partie. En seconde position, vous avez Cédric qui va faire un pas en avant, s'il te plaît, et nous présenter son Kelpie. Voilà. Donc son Kelpie, c'est Junior. Il a 1 an. Il nous a fait un travail formidable aujourd'hui. Il faut savoir que son Kelpie travaille sur vache et sur brebis. Nos chiens, on peut les utiliser sur différents types de bétail. Voilà, merci Cédric. Donc Cédric, c'est un jeune prometteur. On espère que dans 3 ans, on le reverra et que cette fois-ci, il sera dans les adultes. Bravo Cédric. En première position, on n'a démarré pas. En première position, on a Benoît Saint-Raymond avec Tito, un jeune chien d'à peine 2 ans. Voilà, Benoît fait un pas en avant. Donc, vous voyez, c'est un border collie. On peut l'applaudir très fort parce qu'il a fait un super travail sur ce chien qui avait une mise en place assez difficile. Et regardez, voilà, on voit le lien. Merci Benoît. On voit le lien entre le chien et le maître. Nos chiens, ils travaillent pour nous avec beaucoup d'affection. Maintenant, on va passer dans la catégorie des adultes. Donc, dans la catégorie des adultes, on a une 5e place. Merci, j'ai du mal avec le prénom. Pardon, Elina. Avec Elina qui nous présente, fais un pas en avant s'il te plaît. Donc, qui nous présente un border croisé Kelpie. Voilà, elle nous a fait un super boulot. Bravo, Elina. Merci de ta présence aujourd'hui. Elle nous venait du 65. Merci, Elina, d'être venue. Ensuite, on a notre amie, mais aussi notre membre de la PUCT. On a Célia avec Pika. Voilà, Pika est une chienne de 5 ans. Et elle nous propose une 4e place. Bravo, bravo à vous. En 3e place, on a celle qui a beaucoup sué aujourd'hui pour préparer les lots. J'espère que vous êtes venus un petit peu nous voir et vous avez dû voir qu'on avait des brebis qui avaient envie de bouger. Donc merci déjà Lucie pour avoir fait ça toute la journée et elle l'a fait avec Rafale. Tu nous fais un pas en avant. Donc voilà, Lucie avec Rafale, bravo. Super. Alors en seconde place, on va vous présenter Sandra, qui est venue également du 65, de Gironde. Oh, excusez-moi, donc un autre département. Bon, voilà, donc on vous présente Sandra avec Shakura, un jeune chien de 2 ans et demi. Merci Sandra.
Et donc en première place, il n'est pas présent. C'est Thomas Carlier qui nous venait du Gers, hein, et qui a fait une première place. Il a dû repartir sur son exploitation parce que, comme je vous ai expliqué, on est tous des éleveurs, donc on a dû repartir travailler. Donc vous voyez, on a quand même une jolie brochette, des jolis chiens. Voilà, et tout ça, je ne le répéterai pas assez, c'est grâce aussi à l'Institut de l'élevage et à Pierre Nard. Pierre, tu veux bien faire un pas en avant, s'il te plaît? On a la chance de pouvoir te mettre un peu en avant. Merci Pierre d'être avec nous. Merci d'être à nos côtés pour nous aider avec nos chiens. Merci beaucoup. Et puis, on avait un super juge qui est venu aussi de Corrèze. Il s'est mis dans un coin parce qu'il aime bien être discret. Mais on a un super juge corrézien. Mathieu, merci beaucoup de ta présence. Alors j'espère bientôt tous vous revoir. Donc nous, on est l'APUCT, l'Association pyrénéenne des éleveurs et utilisateurs de chiens de troupeau. Vous nous verrez dans différentes démonstrations. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On bouge, on fait des démonstrations, on présente nos chiens. On est même prêt à vous accueillir s'il y a besoin. Donc venez nous voir si vous avez des besoins avec vos chiens. C'est avec plaisir qu'on vous intégrera dans nos formations. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Bonjour. Vous allez bien? Je vous ai vu. Je suis content de vous voir. Ah. Quand même sur les